quand on va commencer à tourner, en fait, je vous demanderai de me regarder. Voilà. Alors, je m'appelle Francine Christophe, je n'ai qu'un prénom, et je suis née le 18 août 1933, année de la prise de pouvoir d'Hitler. Je dis toujours que si j'avais su ça, je serais restée dans le ventre de ma mère. Et je suis née rue Georges Berger, dans le 17e arrondissement. Alors, est-ce que vous pouvez me parler de votre famille un petit peu avant la guerre? Qui étaient vos parents? D'où venaient-ils? Ma mère était parisienne avec une ascendance lorraine et alsacienne, même un tout petit peu de Suisse. Et mon père était lillois avec une ascendance lorraine, messine. Ils avaient quel âge? Enfin, ils vous ont eu à quel âge? Ils se sont connus, ils avaient 15 ans. Ils sont tombés amoureux l'un de l'autre à cet âge-là, décidés à n'épouser personne d'autre. Et ils se sont mariés lorsqu'ils avaient 22 ans, tous les deux, puisqu'ils avaient 2 mois de différence. Lorsque je suis née, en 1933, donc calculez, ils étaient encore assez jeunes. Ils n'ont eu que moi. Ma mère a été assez durement touchée pour me mettre au monde. Ça ne se passait pas comme maintenant, ça a mis très longtemps, plus de 24 heures. Le médecin avait dit il faut attendre pour avoir un autre enfant. Et quand elle a été bien, il y a eu d'abord Munich en 1938, donc ils ont hésité. Ensuite, 1939, mon père est parti à la guerre, il a été fait prisonnier. Et en 1945, lui n'était pas très en forme, mais maman, elle, surtout, était cassée. Donc ils n'ont pas eu d'autres enfants, ça a été un énorme chagrin. J'ai vu maman pleurer de désespoir de ne pas pouvoir avoir un autre enfant. Voilà. Qu'est-ce qu'il faisait? Enfin, qu'est-ce que votre père faisait dans la vie? À quel milieu appartenait-il finalement? Alors, nous étions comme la plupart des juifs français d'un milieu de bourgeoisie aisée, avec des hommes qui travaillaient énormément, comme c'était à l'époque. C'était très rare qu'ils prennent des vacances. Et ma mère, comme toutes les jeunes filles de ce milieu-là, ça va faire des tas de choses inutiles. Mais en plus, c'était une pianiste, mais une vraie. D'ailleurs, au conservatoire, on lui avait fortement conseillé de faire une carrière, ce qu'elle n'a pas voulu faire puisqu'elle était amoureuse de mon père et que une carrière, ça vous oblige à partir loin. Mais elle jouait pour notre joie à tous. Remarquablement, elle jouait 4-5 heures par jour, quelquefois plus. Et elle avait même monté un petit trio d'amateurs pour leur plaisir à tous. Mon père chantait, il avait une voix de basse très très belle. Il faut dire qu'on était musiciens dans mes 2 familles. Mon père et ma mère chantaient des duos de toutes les opérettes à la mode, maman au piano. Papa s'accompagnait des fois de mandoline ou de banjo, car il jouait très bien des 2. Son frère, lui, avait une voix de baryton, donc il chantait en chœur. Tout le monde aimait la musique. Donc c'est une famille, vous l'avez dit, de juifs français. Quelle place tenait le judaïsme? Enfin, est-ce que c'était quelque chose dont vous aviez conscience, qui Oui, vous j'ai oublié de vous distinguait? dire que mon père avait d'abord, étant à Lille, il avait d'abord, avec son frère, repris l'affaire de leur père qui était mort en les laissant héritiers très jeunes, à 20 et 21 ans, une assez grosse affaire de toile dans le Nord. Et c'était pas du tout ce que mon père aimait, et c'était son père qui l'avait voulu. À l'époque, c'était comme ça, on suivait la voie tracée par les parents. Lui ne rêvait que d'être avocat, il parlait très bien. Et je peux raconter cette histoire-là, car... Mais bien entendu. Oui. Donc mon père avait une voix magnifique et rêvait du prétoire, faisait des grands gestes devant la glace, messieurs les jurés. Et son père étant en voyage d'affaires, mon père est allé s'inscrire à la fac de droit. Et quand mon grand-père est rentré de son voyage d'affaires, il lui a dit « Mais ça va pas du tout, qu'est-ce qui t'a pris? Tu sais très bien que ton frère fera HEC pour reprendre mon affaire plus tard, côté commercial.
toi, tu dois aller à Épinal, à l'école de filature et textile. Tu dois devenir ingénieur et tu t'occuperas des tissages. Donc il l'a emmené à Épinal au milieu du trimestre. Il lui a loué une chambre, il l'a amené à l'école de filature et textile. Mon père a donc pris le trimestre en route. Mon grand-père lui a dit, j'espère en plus que tu rattraperas tout ce monde-là, ce qu'il a fait. Il faut dire qu'il était assez doué puisqu'il y avait eu une erreur dans dans les listes du bachot. Il s'était présenté à la fois au bachot Matélème et au bachot philo. Il avait reçu la convocation des deux le même jour à la même heure. Et ses professeurs de Carnot, il était à Carnot, l'avaient emmené voir le recteur Appel, qui avait dit tout ce que je peux faire, c'est vous donner un mot vous permettant de faire 1h30 dans chaque matière au lieu de 3. Alors à vous de choisir. Ou alors vous remettez ça l'année prochaine. Mon père a dit top là, je fais le tout, il a eu les 2 bacs. Donc voilà Épinal. Le voilà donc à Épinal et il devient ingénieur textile, ce qui n'est pas du tout fait pour lui plaire. Mais il avait toujours le goût de l'histoire, il était toujours premier en histoire en classe. Il a fait son service militaire, étant étudiant à Épinal, son service militaire était à Metz. Et puis là, à Metz, où son père, qui était nettement plus âgé, puisqu'il s'était marié à 40 ans, son père avait vécu le siège de Metz en 1870. Et mon père, très curieux de nature, a commencé à faire des recherches et s'est aperçu que ce qu'on disait de Bazaine, c'était peut-être pas tout à fait la vérité. Et ça lui a donné envie d'aller plus loin. Il a commencé à faire des recherches tout en étant l'associé de son frère, puisque entre-temps, son père était mort. Donc, comme je vous ai dit, les laissant bien jeune à la tête de cette affaire. Et puis, là, ce sera trop long pour que je raconte, mais enfin, un jour, il s'est séparé de son frère. Et il a dit, il était marié avec maman à ce moment-là, il lui a dit, tu sais, vraiment, il faut que je devienne historien. Et maman a répondu, ah bon, alors je vais tout de suite apprendre le sténodactylo parce que j'aurai sûrement des manuscrits à taper. Ce qu'elle a fait. Donc il a commencé à écrire des articles d'histoire qu'il a présentés à des journaux. Je les ai toujours, ces articles, d'ailleurs je vais les laisser au CDJC. Ces premiers articles qui ont été pris, qui sont passionnants. Et puis petit à petit, il est devenu historien. Il a rattrapé tout ce qui lui manquait comme étude et il est devenu historien. Puis lorsque la guerre est arrivée, il avait écrit 2 livres, malheureusement. Comment c'est juste, et la guerre a fait bien du mal à sa carrière. Alors, vous parliez tout à l'heure justement de 1870, des guerres qui ont fondé vraiment aussi l'esprit patriote, l'esprit. Est-ce que justement chez vous on était plus français que juif? Quel rapport il y avait entre... On était très patriotes déjà. Du côté de ma mère, on a des papiers qui remontent au XVIIIe siècle et on sait qu'il y avait le cousin Joseph qui était dans les armées napoléoniennes. On a toujours été très patriotes dans la famille, on a toujours bien servi son pays. Être juif, on disait à l'époque, on ne disait pas être juif, on disait être français de confession israélite. Ça représentait une religion, et rien d'autre qu'une religion qui était plus ou moins suivie suivant les membres de la famille. Il y en avait qui étaient très attachés à la religion, mais il la suivait comme on la suit en France, c'est-à-dire sans fanatisme, sans même marques extérieures. On n'a pas besoin de ça. Je n'ai jamais vu un de mes cousins porter une calotte. On disait calotte. Le mot kippa, je l'ai appris récemment par les journaux. Ça n'existait pas dans notre langage, ce mot-là. Mais vous, par exemple, avant 1939, donc vous étiez vraiment tout enfant, là, ce que je vous demande de faire ressurgir sont des souvenirs d'extrême enfance. Est-ce que le judaïsme était quelque chose? Est-ce que vous faisiez les fêtes? Est-ce que ça avait une signification quelconque pour la... J'avais des cousins qui étaient pieux, mais qui fréquentaient les synagogues réformées comme la rue Copernic. Et je me souviens de 2 cousines qui ont fait leur bar mitzvah. Je trouve ça merveilleux parce qu'elles avaient une robe blanche et que je ne rêvais que de ça.
Mais c'est pas pour ça qu'on me l'a fait faire, puisque c'était pas dans les idées de la famille. Puisqu'il s'était passé une chose amusante. Mon grand-père qui était aussi... Bon, mon grand-père était le 9e d'une famille de 18 enfants. La même mère, 18 enfants. Votre grand-père maternel? Paternel. Paternel. Christophe, Léon Christophe. Et une famille excessivement pieuse, tellement pieuse qu'il ne supportait pas et il a tout rejeté quand il est devenu homme, ainsi d'ailleurs que la plupart des frères et sœurs. Et par tradition, lorsque mon oncle Daniel, frère de papa, a eu l'âge de faire sa bar mitzvah, mon grand-père un jour lui dit au fait Daniel, tu fais ta bar mitzvah vraiment parce que tu crois en Dieu ou c'est pour avoir une belle fête et des cadeaux? Je n'en sais rien papa. Bon, j'ai compris, tu ne la fais pas. Et quand ça a été le tour de mon père l'année suivante, puisque les deux frères avaient 1 an de distance, il a dit à papa, Robert, je pense que tu as le même idée que ton frère. Très bien, tu ne la fais pas. Voilà. Alors, mes parents se sont mariés à la synagogue parce qu'avant la guerre, vivre en concubinage, ça n'était pas pensable. Se marier seulement à la mairie, pareil, ce n'était pas imaginable. On se mariait dans son lieu de culte, évidemment qu'ils n'allaient pas se marier au temple ou à l'église. Donc ils se sont mariés à la synagogue, mais comme m'a dit mon père, de toute façon j'avais pas honte d'être juif, et j'ai invité mes camarades, bien entendu. À quelle synagogue ils se sont mariés? Ils se sont mariés à la Victoire, mais au Petit Oratoire. Donc, voilà, en le 5 janvier 1930. Donc 3 ans avant votre naissance. C'est ça. Donc, comment est-ce que vous qualifieriez pour vous, dans vos souvenirs, cette période qui précède la déclaration de la guerre? C'est une famille, d'abord, on a le sentiment extrêmement uni. Oui. Oui. Les oncles, les tantes, les cousines, tout ça, c'est les grands-parents, puisque j'ai la chance d'avoir pas mal de grands-parents, ce qui est rare à l'époque. Et oui, c'est une famille unique, c'est une famille joyeuse, enfin mes 2 familles, que ce soit les Christophe ou les Norman, sont des familles qui sont heureuses de vivre, qui aiment la vie. On a le sentiment aussi que je parlais alors de la famille évidemment dans sa notion élargie, mais aussi ce noyau familial qui est représenté par vos parents et vous-même, qui est quelque chose de très 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 intense d'une part entre vos parents. Mes parents formaient un couple d'amoureux extraordinaire. Je crois qu'ils ont vraiment vécu une passion. Quand je vois leurs lettres, c'est admirable. C'est vraiment une passion. Ils avaient beaucoup de mal à faire quelque chose l'un sans l'autre. Ils pensaient ensemble parallèlement. Ça ne les empêchait pas de se disputer, bien entendu, comme dans tous les couples. Il y avait des disputes. Mais il y avait une confiance, une complicité entre eux qui était admirable. Et ça m'a toute ma vie aidé, on le verra. Et votre mère était comment, justement, avant la guerre? Elle était comment physiquement? Elle était comment de caractère? Moi, je la trouvais très jolie, mais elle disait d'elle qu'elle était charmante, qu'elle estimait qu'elle n'était pas ce qu'on appelait une jolie femme. Bon. Mon père n'était pas beau du tout. Il avait un grand nez, il était maigre, mais il avait une allure folle. Vraiment une grande allure. La distinction faite homme, elle aussi, c'était très distinguée. Et j'ai toujours eu envie de continuer cette distinction. Je la réclame de mes enfants. Espérons. Et c'était quelqu'un de léger, votre mère C'était parce que c'était quand même une jeune femme bourgeoise, enfin... C'était une jeune femme qui était élevée comme elle l'était à l'époque, c'est-à-dire prête à rendre son mari heureux. Et il y a une lettre d'elle au début de la guerre où elle dit où mon père a des problèmes à l'armée et elle le soutient, elle l'aide et elle lui met « C'en est fini de la femme-enfant, écoute ce que je vais te dire là ». Et donc elle se révèle. Et un jour, me parlant alors qu'elle était vieille, elle m'a dit oui, quand les épreuves ont été là, quand la guerre a été là, je me suis révélée à moi-même, je me suis aperçue que je n'étais pas seulement une jeune femme faite pour de la broderie ou de la tapisserie, mais que j'étais plus que ça. Elle avait quel âge en 1939 et vous aviez quel âge, vous? Donc elle est née en 1907. Vous voyez, 32 ans. Elle avait 32 ans. Lui aussi, il avait 2 mois de plus qu'elle. Voilà. Alors, je sais que... Ils avaient déjà eu des épreuves, hein, parce que la crise de 29 avait énormément changé leur vie.
Ils avaient dû déménager, réduire leur train de vie. Mais ils le prenaient très bien. Je crois que leur éducation à l'un comme à l'autre, qui était une éducation rigide, disciplinée, tout en étant pleine d'amour, les avait préparés à vivre des choses dures si les choses dures arrivaient. Et ils ont toujours vécu les épreuves. Je dois dire qu'on en a eu vraiment des très très dures toute notre vie. Je crois qu'on a su les vivre. On a tenu le coup. C'était l'habitude. Il fallait tenir le coup. Alors, l'été 1939... Alors, il y a d'abord eu 38 et Munich. Munich. Et j'ai un souvenir, petite fille, on m'a réveillée, on m'a mise dans une voiture qui était la voiture de mon oncle, puisque mes parents n'avaient pas de voiture. Et nous sommes partis à la campagne, dans la propriété de mes grands-parents, dans la Sarthe. J'ai été malade tout le long du chemin. Je n'étais pas habituée à la voiture. Mon oncle secouait un peu, sans doute. Et puis on est revenu. J'ai su, bien longtemps après, que ça s'était appelé Munich. Mais c'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que... Mais les gens ont eu peur. Ils ont quitté la capitale en se disant il va y avoir quelque chose, il faut partir. Est-ce que ça va être grave. Hein. Mais vos parents étaient impliqués politiquement? Est-ce qu'on parlait Non. beaucoup politique à la maison? Est-ce que c'était... Non. Il faut bien comprendre le contexte de l'époque. Un enfant, à cette époque-là, lorsqu'il est à table avec ses parents, il doit se taire. Il parle lorsqu'on lui donne la parole. Et il y a des quantités de sujets qui ne sont jamais abordés devant les enfants. Ce qui fait qu'une petite fille de mon âge est dépolitisée, c'est ce qui est logique, bien sûr. Mais on peut imaginer que quelque chose aurait bruissé comme ça. Non, enfin, j'étais trop petite en plus. Oui, c'est ça. J'étais vraiment petite. Hein. Alors donc on en vient à 1939. Alors 39, mon père est mobilisé. Il part de Deauville. Ma grand-mère avait loué une villa à Deauville en 39 pour tout le monde, mon oncle, ma tante, mes cousines, elle et mon beau grand-père, puisque veuve jeune de Léon Christophe, elle s'était remariée avec Charles Streff, qui était un colonel en retraite, célibataire, catholique, lorrain, excessivement philosémite. Moi, je l'ai toujours considéré comme mon grand-père et il m'a toujours considéré comme sa petite fille. Et mon oncle Daniel n'en a pas voulu au début parce qu'il était tout à fait furieux que sa mère se remarie. Après, ça s'est arrangé. Par contre, mon père a été très heureux que sa mère se remarie parce qu'il se rendait bien compte qu'elle ne pouvait pas vivre seule. Et finalement, il s'est admirablement, sans oublier son père, très très bien entendu avec Charles Streff, ma mère aussi. Et d'ailleurs, Charles Streff l'a beaucoup aidé, mon père, dans sa carrière d'historien, en lui faisant ouvrir, par exemple, des dossiers au ministère de la Guerre qui n'avaient jamais été ouverts, entre autres le fameux Cabazen, des choses comme ça. Donc vous êtes à Deauville? Alors nous sommes à Deauville, la guerre est déclarée, et c'est de Deauville que mon père va partir. Nous allons l'accompagner à la gare, maman et moi, pensant que c'est peut-être pour 15 jours et pas plus, et encore. Vous avez le souvenir, vous, de ce qui va constituer quand même la première rupture, finalement, de oui, votre... je me souviens que la radio braille toute la journée, ce qui n'était pas le genre de la maison d'avoir la radio. Mais là, ça braille et on entend qu'il se passe des choses terribles et que les hommes vont recevoir des feuilles de telle couleur et que suivant la couleur, ils doivent aller à tel endroit. Et puis un autre souvenir très net, ce sont les discours de Hitler. J'entends une voix qui hurle. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Et le traducteur dit, et puis on entend la foule qui répond, alors, voulez-vous du pain? Non. Voulez-vous du beurre? Non. Voulez-vous des armes? Oui. Et voilà, c'est le discours d'Hitler, c'est mon souvenir de petite fille. Ça, je me souviens de cette chose-là. Donc voilà. Vous rentrez à Paris pendant la drôle de guerre? Alors, pendant la drôle de guerre, nous rentrons à Paris pour repartir, parce que mon père est envoyé d'abord à Mourmelon,
donc qui est un immense camp qui existe encore, un camp qui est connu pour sa poussière l'été, sa boue l'hiver, où on y vit très mal, où il comprend, il l'écrit dans ses carnets sont terribles à lire, lui, petit officier de réserve, petit lieutenant, on comprend tout de suite, dès les premières pages des carnets, que nous allons perdre la guerre. C'est épouvantable à lire. Et maman et moi, nous faisons comme beaucoup de Parisiens et beaucoup de gens du Nord, c'est l'exode. Et nous quittons Paris parce que c'est dangereux. Vous quittez Paris vers quel moment à peu près de 39, les premières semaines, je ne me souviens plus exactement quel mois on est parti, ça devait être l'été. Attends, voir. Non, la guerre déclarée en septembre. La guerre est déclarée en septembre et en gros les mouvements se font vers mai. Non, nous partons, puisque papa sera fait prisonnier en 40, donc ça doit être l'été 39 que nous partons à La Baule. Nous partons à La Baule comme beaucoup de Parisiens parce que La Baule est une ville balnéaire et qu'on trouve à s'y loger. Et mon père fera ce qu'on appelle la retraite d'Amiens, qui est un moment absolument épouvantable, où les officiers supérieurs seront partis. Il se retrouvera un moment seul avec toute sa compagnie et son unique revolver pour se défendre. Sa gloire, c'est qu'il n'a pas eu un homme tué dans son groupe. Mais sa retraite, j'ai des photos de lui après la retraite qui est épouvantable. Est-ce que vous, dans votre univers de petite fille, vous pouvez vous souvenir alors de tout, de cette atmosphère de drôle de guerre, puis d'exode, et puis de... Oui, bien sûr, parce qu'à la Baule, on voit arriver tous ces gens qui fuient. Entre autres, on voit ceux du Nord qui arrivent en ayant tout laissé. Et c'est affreux, voir tous ces gens. Terrible. Et puis alors, là je vais un petit peu mélanger, il faudrait que je reprenne mon livre, heureusement que je l'ai écrit avant. Je ne me souviens plus à quel moment mon père fait la retraite d'Amiens et est envoyé, comme tous les officiers, à Clisson, sur la Loire. Et il y a des textes abominables, où on leur fait donner leur parole d'honneur d'officiers français qu'ils ne bougeront pas, même s'ils voient l'ennemi. C'est affreux de penser ça. D'ailleurs, mon père qui, dans ses carnets, au début, comme tout le monde, écrit « Je respecte Pétain, je respecte son uniforme ». Après l'appel du 17 juin, il dit « Mais je viens d'entendre Pétain, je suis atterré ». Ça, c'est quelque chose dont vous vous souvenez, vous, la demande d'armistice de Pétain, alors, enfin l'annonce faite à la radio? Non, oui et non. Attendez. Donc, à ce moment-là, maman et moi, nous sommes donc à La Baule. Nous avons loué une chambre chez un bourrelier qui loue des chambres aux gens qui ont quitté Paris en exode. Et maman écoute la radio. Et un jour, nous sommes dans la salle à manger du bourrelier, monsieur Simon, il s'appelait. Il y a lui, il y a sa femme, il y a son fils qui doit avoir une vingtaine d'années, maman et moi, une autre dame qui loue une chambre chez lui. Et nous entendons une voix un peu métallique. Mais moi, je ne fais pas attention, je joue. Simplement, quelque chose, une fois que cette personne-là a fini de parler, le jeune homme de 20 ans se lève et dit « Papa, maman, je vais rejoindre ce général ». Il s'agit de l'appel du 18 juin. Que si peu de monde a entendu, vous êtes parmi les rares personnes. Maman l'a entendu vraiment. Et moi, je l'ai entendu sans savoir parce que je suis en train de jouer et je ne fais pas attention à cet âge-là, à ce qui se dit. Pour moi, c'est le souvenir de ce garçon qui se lève et qui dit « Je vais le rejoindre ». Voilà. Alors, en fait, j'imagine que si on se remet au niveau d'une petite fille de presque 7 ans que vous êtes alors, tout va très très vite entre l'exode, l'armistice, oui, le fait que votre père... des tas de choses. Votre père est fait prisonnier, évidemment. Ah non, pas encore. Pas encore. Non, alors on mélange des tas de choses. D'ailleurs, ma grand-mère vient nous rejoindre et ma grand-mère paternelle... ma grand-mère maternelle, elle a toujours tout compris. D'abord, elle était infirmière... Elle était infirmière volontaire pendant la guerre de 14, elle est même montée infirmière major.
alors que mon autre grand-mère est restée, elle aussi, une femme-enfant gâtée, même avec son deuxième mari. Et elle ne comprend rien. J'ai un souvenir, elle arrive à la Baule et elle dit trouvez-moi une bonne chambre d'hôtel. Ça, c'est le plein exode. Hein. Les gens courent partout pour trouver à se loger. Ils arrivent comme ils peuvent, entrer dans des brouettes. Et ou tous les trésors dans la voiture d'enfant. Et ma grand-mère dit trouvez-moi une chambre confortable, bien, et surtout avec des waiters particuliers, parce qu'il faut se mettre aussi dans le contexte. À l'époque, tous les hôtels n'ont pas des waiters particuliers avec la chambre, il n'y a que les chambres de luxe qui ont ça. Alors, les waiters particuliers, donc j'entends encore maman qui dit mon Dieu, mère sera toujours en dehors de tout, elle n'a rien à faire pour qu'elle comprenne quoi que ce soit. Et donc on lui trouve une chambre quand même. Et le lendemain, elle dit ah, j'ai passé la nuit sur le banc de l'hôtel de police. Moi, j'ai un choc. Ça voulait dire simplement que le lit était trop dur pour elle. Et moi, à 6 ans, je me dis, ma grand-mère a passé la nuit sur le banc de l'hôtel de police. Cette chose-là, elle m'est restée. Sur l'instant, je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est longtemps après que j'ai réalisé que ma grand-mère voulait dire le lit est trop dur pour moi. Elle n'avait rien pigé. Bon, je l'aimais bien quand même. C'était ma grand-mère. Pas autant que l'autre, mais je l'aimais bien quand même. Cela dit, mon père va être fait prisonnier et les Allemands approchent. Il faut donc quitter la Baule à toute vitesse, il faut passer la Loire. Le bruit court, vite, 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 sauvez-vous, ça va être terrible. Et ma tante a donc une voiture, puisque mon oncle est le seul de la famille à posséder une voiture. Et nous devons, mon oncle est aussi aux armées, comme mon père. Et ma tante, mes cousines, maman et moi, nous devons passer la Loire dans cette voiture. Vous voyez, donc en 1939, ma tante conduisait, il y avait quelques femmes qui conduisaient quand même. Et au moment de partir le matin, j'ai la rubéole et plus de 40, donc pas question que je parte. Donc maman dit à ma tante, partez, partez, nous on tâchera de vous rejoindre. Et la rubéole, ça dure 48 heures, mais c'est suffisant pour être là quand les Allemands entrent à la Baule. Donc ça, oui, je les vois entrer à la Baule. Ils ont été choisis, triés sur le volet pour impressionner les gens. On a choisi des jeunes gens en bonne santé, bien, ils sont bien habillés, ils ont des motos pétardantes avec des sidecars. Et ils traversent la Baule, c'est affolant. Et encore, on ne sait pas ce qui va se passer. Bon, toujours est-il qu'on ne peut plus passer sur la Loire, c'est terminé. Il y a très vite la ligne de démarcation. Nous allons donc rentrer à Paris, c'est tout ce que nous pouvons faire. Nous allons donc rentrer dans un train, parce que là aussi, il y aura très vite pénurie de transport. Nous allons rentrer dans un train de réfugiés du Nord qu'on ramène chez eux. Les populations qui suivent les exodes, ben, un jour ou l'autre, on les ramène chez elles. Donc nous entrons là. Moi, j'ai une jolie petite robe et maman m'oblige à mettre, ça c'est un souvenir de petite fille coquette, maman m'oblige à mettre mon tablier d'école pour cacher ma jolie robe. Elle me dit, tu vois, les gens avec lesquels nous allons voyager, eux, ils ont tout perdu. Alors tu ne vas pas commencer à leur montrer ta jolie robe, tu la caches sous un tablier. Une de mes premières leçons de morale, elle a bien fait. Et nous sommes rentrés à Paris. Alors nous voilà d'abord avec ma grand-mère maternelle, nous allons un petit peu vivre chez elle, elle habite rue Saint-Honoré. Et puis ensuite nous allons rentrer rue Cardinet chez nous et j'irai à l'école communale. C'est là que les persécutions vont commencer. Et votre père? Alors mon père, qui avait, oui, j'oublie une partie de l'histoire, mais j'en finirai plus. Mon père a donc été fait prisonnier à Clisson, de là il est envoyé à Laval, au grand séminaire, c'est là qu'on groupe tous les prisonniers de guerre. C'est vrai qu'avant de rentrer, nous sommes passés à Laval le voir, nous avons eu le droit de le voir, et puis nous n'avons pas eu le droit d'assister au départ des prisonniers. Nous sommes rentrés avant, et il part donc vers l'Allemagne avec tous les officiers. Ça c'est assez extraordinaire, il raconte ça dans ses carnets. C'est tout à fait étonnant ce départ des officiers, pour lesquels finalement les Allemands n'ont que mépris. Donc votre père va partir comme prisonnier de guerre en Allemagne. Voilà. Et donc vous êtes
Seul avec votre mère, à Paris, dans le 17e dans le arrondissement. 17e arrondissement. Ma grand-mère maternelle vit, elle, dans le 1er arrondissement. Mes oncles, enfin ma tante, mes cousines sont, et mon oncle réussira à gagner la zone libre et il rentrera dans la résistance, là. Donc toute cette partie de la famille est en zone libre dans la région de Grenoble. Et ma grand-mère paternelle, donc mariée à un chrétien, va partir vivre à Nice. À Grenoble aussi, d'abord à Grenoble, effectivement, avec mon oncle et ma tante, et ensuite à Nice. Donc commence en fait à la fois ce tête-à-tête avec votre mère, Oui, et puis extrêmement rapidement, et on a le sentiment que pour vous, ça a été très rapide finalement, les premières mesures de discrimination, que vous les avez ressenties alors oui, immédiatement. ça je vais vite le vivre. Donc, papa n'est pas là, ce qui me manque beaucoup parce que mon père est un homme sévère. J'ai reçu plus d'une fessée, mais tellement tendre et tellement drôle surtout. Tellement drôle, et puis en même temps, il était toujours très fier parce que je glissais ma main dans la sienne et je lui disais « Oh papa, avec toi on apprend toujours quelque chose ». Et c'est vrai que j'apprenais toujours quelque chose avec lui. C'était un homme vraiment passionnant. Heureusement, ça m'a permis d'écrire l'histoire de la famille pour mes enfants qui sont bien contents. En remontant loin. Alors... Donc naissant votre père. Donc papa va d'abord à l'Oflag de Nuremberg, j'ai oublié le numéro, 13 quelque chose, où ils sont tous groupés là, enfin des quantités. Et puis petit à petit, tout ça s'organisera en Allemagne. C'est très difficile parce que les Allemands ne pensaient pas qu'ils allaient faire autant de prisonniers de guerre. C'est abominable. Donc il faudra organiser les camps. Ils vont faire des oflags pour les officiers, des stalags pour les soldats. Ils vont en envoyer partout. Et papa sera ensuite envoyé donc à Heidelbach, en Autriche, à l'oflag 17A. C'est un oflag qui deviendra célèbre, d'abord parce qu'il est très grand, ensuite parce qu'il y aura une grosse résistance, et ensuite parce que, justement, grâce à cette résistance, on y tournera un film. C'est le seul film tourné dans un camp et par des prisonniers. Ça s'appelle Sous le manteau. C'est un film tout à fait extraordinaire qui montre la vie de tous les jours. Et ils ont réussi à faire ça en subtilisant leur colis. Quand ils savaient qu'une pièce de caméra ou de quelque chose arrivait dans un colis, ils avaient tout un jeu que mon père d'ailleurs a écrit un petit livre pour expliquer comment ça se passait. Ils ont réussi à subtiliser toutes les pièces dans les colis. Ils les cachaient, c'est pour ça que le film s'appelle Sous le manteau, parce que tout ça a été caché sous les pèlerines que portait l'armée française à l'époque, et à reconstituer les caméras, à faire tout ce qu'il fallait, à fabriquer des spots avec les boîtes de conserve qu'ils recevaient dans leur colis. Enfin, c'est un travail absolument extraordinaire, à creuser des talons dans lesquels on mettra les parties déjà filmées. Cacher la caméra dans un dictionnaire, ils ont droit, comme tous les prisonniers, à une bibliothèque, c'est dans la Convention de Genève, et c'est papa qui aura la garde de la caméra à l'intérieur d'un dictionnaire truqué, parce qu'il est tout le temps à la bibliothèque, bien entendu. Et ce film était extraordinaire. Donc cet oflag sera célèbre, et les discriminations viendront aussi dans les camps de prisonniers de guerre, puisque un jour, on placardera des listes de tous les officiers juifs pour qu'ils aillent se mettre tous dans la même baraque. Et mon père ne fait pas partie de cette liste, il n'a pas fait attention, et il se dit, mais ce n'est pas possible. S'il arrive quelque chose aux autres, je n'ai pas le droit de ne pas en faire partie. Et il y va, il dit « Je suis aussi juif, il faut que j'entre dans cette baraque ». Il y va, donc il en fait partie. Et il y a plusieurs officiers qui sont venus la rejoindre. Et l'Allemand, en les voyant entrer, a dit, entre autres le fameux général Badois, enfin, qui à l'époque est lieutenant Badois, le chef allemand entre et dit « Mais ici, c'est la baraque des officiers juifs, que les autres sortent ». Et ce Badois s'est
copains répondent « Ici, il n'y a que des officiers français ». Ça ne s'oublie pas. Alors, maman et moi à Paris. Excusez-moi, juste, on attend 2 secondes, on décrit donc les faits de discrimination dans l'OFLAG dans lequel est interné votre père. Oui. Alors pour vous, pour la petite fille que vous êtes, vous décrivez très bien ce climat insidieux. Oui. Il faut dire que papa est au courant de ce qui va se passer, de ce qui se passe en France. Pourquoi est-ce qu'il est au courant? Parce que les officiers, non, j'ai tort de dire les officiers, les prisonniers, tous. Mais enfin, ils n'ont plus de temps dans les OFLAG, puisque dans les OFLAG, ils sont enfermés, alors que dans les stalags, ils sortent pour aller travailler dans les usines, dans les champs. Donc, la presse allemande et la presse collaborationniste de Vichy, les deux sont distribués dans tous les camps de prisonniers. Les deux disent la même chose. Une propagande effrénée, prisonniers français, prisonniers de tous les pays, hein. Toute l'Europe c'est la même chose. L'Allemagne n'est pas votre ennemi, venez travailler pour nous, vous serez bien traité, bien payé, bien logé, etc. Alors, mon père raconte, il y en a eu quelques-uns malheureusement qui ont dit oui. Heureusement, il y en a qui se sont fait casser la gueule par les copains. Il y a quand même eu une poignée qui est allée travailler pour l'Allemagne. Ils ont très vite déchanté parce qu'ils se sont vite rendus compte qu'ils étaient méprisés, qu'ils n'étaient pas bien payés, ni bien logés, ni bien traités, pas du tout. Bon, ça c'est une chose. Mais la deuxième chose dans cette presse, ces deux presses sont violemment antisémites, disent ce qui se passe et ce qui va se passer qui va être encore plus terrible. Donc mon père est tout à fait au courant de ce qui est déjà arrivé en France et dont je vais parler maintenant. Alors en France, les persécutions. Ça va commencer d'une façon plus ou moins douce, si je puis dire, et augmenter. Il faut donc aller se déclarer au commissariat de police. Il faut bien comprendre le contexte. D'abord, avant la guerre, c'est une période où on respecte la loi. Maintenant, quand on dit de ne pas fumer dans un café, tout le monde fume. À l'époque, une loi se respecte, même si elle paraît bizarre. Il faut aller se déclarer au commissariat. J'entends encore maman me disant « Tu vois ma chérie, c'est vraiment une drôle de loi, parce qu'on est juif, on doit aller se déclarer. » Parce qu'on est israélite, à l'époque, elle dit encore israélite. Juif était un peu péjoratif dans le langage courant, parce qu'il s'accompagnait bien souvent de sale juif. Alors tu vois ma chérie, il faut aller se déclarer au commissariat, c'est une drôle de loi, je ne comprends pas du tout pourquoi, mais enfin, c'est la loi. Donc il faut le faire. Et puis, qu'est-ce qui peut nous arriver? Rien. Donc on y va. Et on dit bien qu'on est femmes et enfants de prisonniers de guerre, bien entendu. Alors, il va y avoir différentes brimades, interdiction de sortir après 8 heures le soir, ce qui limite évidemment les dîners chez les cousins. Je me souviens qu'un jour, nous avons un cousin médecin, Georges Lévy, qui habite à 2 pas, boulevard Malesherbes. D'ailleurs, c'est un médecin qui était connu à l'époque, puisqu'il était un des tout premiers à avoir soigné les lépreux à Saint-Louis. Il avait été médecin de Saint-Lazare quand c'était devenu un hôpital, une prison, pardon, pour les prostituées. Donc il avait soigné les prostituées quand elles avaient des maladies vénériennes. Enfin, c'était quelqu'un de tout à fait reconnu. Et je me souviens qu'on dînait chez lui, on était dans la rue à 8h05, et oh là là, mon Dieu, quelle peur. Bien, il faudra porter son poste de radio au commissariat de police lorsqu'on est juif. Bon, à l'époque, pas de télévision, bien entendu, pas de transistor. Chaque famille quand elle peut se l'offrir, parce que c'est assez cher tout de même. Donc chaque famille possède un poste de radio. Il faut le porter au commissariat, c'est déjà nous mettre un petit peu en dehors du monde, puisque on ne sait pas ce qui s'y passe. Ce qui fait que nous avions dans l'immeuble une concierge absolument adorable, et puis qui était
résistante dans l'âme. C'était une femme de l'Est qui avait été déportée pendant la guerre de 14, parce qu'il y avait eu des déportations pendant la guerre de 14. On ne le sait pas assez, ça. Finalement, que ça n'avait rien à voir avec les déportations de la guerre 39-45, mais c'était tout de même des populations qu'on faisait bouger. Et cette femme toute jeune à l'époque a été déportée avec les filles de son village. Donc elle était restée très anti-allemande, très résistante. Et dès le départ, elle va nous aider. Et elle a un poste de radio qu'elle écoute au fond de sa loge, en calfeutrant bien tout. Personne n'écoute parce qu'elle va bientôt écouter la radio anglaise et que si elle était dénoncée, elle pourrait être arrêtée. Elle va tout de suite nous dire, Madame Christophe, la radio, vous venez l'écouter chez moi. Donc nous descendrons le soir écouter cette radio anglaise qui est brouillée d'ailleurs par les Allemands pour qu'on ne l'entende pas, mais on entend quand même. Les Français parlent au français. Alors, le poste de radio. Et puis, il va nous être interdit de déménager, interdit de voyager, interdit d'aller dans tous les lieux publics, c'est-à-dire cafés, restaurants, cinéma, théâtre, musée. Enfin, pour vous, les cafés et les restaurants, c'est pas très grave. Enfin, pour une gamine de 7 ans. Par contre, ce que vous décrivez, c'est les jardins? Oui, les jardins. Si, ce qui est plus grave pour une enfant, c'est aussi les musées, les stades, les piscines et les jardins publics, ça c'est certain. Les jardins, c'est terminé. Moi, je suis une Parisienne, je vais au jardin, au square, et j'ai plus le droit d'y aller. Quel square? À quel jardin vous n'avez Moi, pas je d'aller? vais soit au parc Monceau, devant lequel je suis née, soit au square des Batignolles, parce que j'habite maintenant rue Cardinet, donc plus près du square des Batignolles, l'un ou l'autre. M'ont vu petite fille, je les aime tous les deux. Est-ce que vous avez des souvenirs justement de ces moments où vous êtes passé devant ces parcs Où je sans suis pouvoir... refoulée, où le gardien... Oui, bon, c'est désagréable. Et puis, on n'aura pas le droit de travailler. Alors, pas le droit de travailler, ça ne nous concerne pas puisque maman n'a jamais travaillé, mais par contre, nous allons nous trouver complètement fauchés puisque maman ne travaille pas, qu'on va très vite nous confisquer ce que nous avons en banque, et on va surtout confisquer ce que l'éditeur doit à papa sur ses 2 premiers livres. Ce qui fait que maman n'a plus rien. Plus tard, grâce à la Convention de Genève, nous toucherons ce qu'on appelle une délégation de solde lorsqu'on est femme d'officier. Mais au départ, non. Cela dit, il y a dans mon immeuble 2 femmes de prisonniers, avec des enfants aussi, qui seront aussi sans le sou. Et elle et maman iront à la fermeture des marchés pour ramasser par terre les trognons de choux, les fans, les fruits pourris, pour qu'on ait tout de même quelque chose à manger. Et elle me mettra à la cantine parce qu'avec les quelques sous qui lui restent, elle estime que je serai mieux nourrie à la cantine, ce qui est vrai, que chez elle. Et puis un jour, elle touchera quand même une petite délégation de solde. Alors, interdit de travailler, oui, c'est dur puisque nous avons des cousins médecins, donc ils n'ont plus le droit, même quand ce sont des bons médecins comme celui dont je viens de parler. C'est tout à fait terminé, nous avons beaucoup de médecins dans la famille. Et entre autres, il y a d'autres choses qui me touchent. Par exemple, un des cousins de mon père est le médecin général Worms, c'est le directeur du Val-de-Grâce, c'est donc le plus haut gradé dans la médecine militaire. C'est un héros de la guerre de 14, oh là là, ô combien. C'est un grand chirurgien, c'est un homme qui fait des tas de choses, qui n'est pas seulement chirurgien, qui est otorino, qui a été intéressé par 1000 choses. Et il va être mis à la porte par Pétain, comme un malpropre, mais vraiment mis à la porte d'une façon tellement dégradante, tellement épouvantable, qu'il va en mourir de chagrin. Ce héros-là de la guerre de 14 aura un tel choc qu'il va en mourir de chagrin. Cela dit, tant mieux, parce qu'il aurait été arrêté. Il valait mieux ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore comme brimade? Donc, aucun lieu public, même pas les cabines téléphoniques. Hein. Il y a aussi évidemment des magasins sur lesquels on doit inscrire au début le mot juif. On doit inscrire le mot juif. Voilà. Ma grand-mère, quand il y a eu la crise de 29, qui a continué en 30, mes grands-parents, mon grand-père était industriel de la teinturerie avec son beau-frère.
Et ils se sont retrouvés très, très, très touchés par la crise de 29. Et c'est en plus à ce moment-là que mon grand-père a commencé à être très malade, avoir un diabète qui lui a donné une plaie perforante. Enfin, ça a été très, très grave, parce qu'il a fini par en mourir en 38. Et ma grand-mère, grâce à un cousin qui avait, lui, encore des disponibilités, qui n'avaient pas été touchés par la crise de 29, il y en a qui s'en sont tirés, a ouvert une boutique rue Saint-Honoré, une boutique qu'elle a prénommée Francine Christophe à ma naissance en 1933. Et lorsque la loi vient et qu'il faut placarder sur la vitrine entreprise juive, elle le met, et comme tous les juifs qui ont une entreprise, elle va mettre les décorations de tous les membres de la famille qui se sont bien battus au service du pays. Et oui, il y en a pas mal. Des croix de guerre, des médailles militaires. Et cela dit, les autorités, voyant cette multiplicité de médailles, vont tout faire enlever. Ça montre que les Juifs se sont bien conduits, il ne faut surtout pas montrer ça. Alors, il y a des choses qui nous sont interdites. Les vélos, par exemple, on n'a pas le droit de posséder un vélo. On n'a pas le droit de posséder une arme. Papa qui faisait de l'escrime, maman doit même porter son fleuret au commissariat de police. Cela dit, le mari de ma concierge, qui lui aussi a l'esprit résistant, passera dans tous les étages de l'immeuble, et c'est dangereux, ça prouve à quel point il avait du courage, dira à tous les locataires, si vous avez des armes, même un simple fusil de chasse, vous me les donnez, et moi je vais aller les jeter dans la Seine. Beaucoup de gens ont fait ça, je pense que si on grattait au fond de la Seine, on trouverait sûrement beaucoup d'armes qui ont été jetées en 1941. Donc pour vous, à l'école, ça se passe comment? Parce que avant même, en fait, finalement, en 1942, l'arrivée de l'étoile jaune, qui va être la deuxième phase, en fait, de marquage. Avant, bon... Vous écrivez, vous, je suis devenue un monstre, en fait. Comment est-ce que vous le perceviez, vous, comme une petite fille, à l'école? Alors moi, sur l'instant, je ne comprends pas. Ma grande question, c'est pourquoi maman? Je pense que si elle vivait encore maintenant, je lui dirais encore pourquoi. Pourquoi maman? Qu'est-ce qui nous arrive? Pourquoi maman? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai de différent? Il est certain que je n'arrive pas à le comprendre. J'essaie d'en parler avec ma meilleure amie à l'école, Christiane Moreau, qui est comme moi, qui ne comprend pas davantage, bien sûr. Alors l'étoile jaune va arriver. Et j'ai prévenu mes petites amies, je leur avais dit, lundi prochain, je ne serai plus comme vous, qu'est-ce que tu auras de différent? Vous le verrez, ça sera écrit sur ma poitrine. Ces étoiles, il a fallu aller les chercher, donc on a même fait la queue pour les avoir. Où vous avez été les chercher? Dans mon souvenir, maman est allée les chercher à la préfecture. Et dans mon souvenir, on les a payés et il a fallu donner de nos précieux tickets de textile. C'est ça en moins pour s'habiller l'hiver qui vient, parce qu'on a des tickets pour tout, et pas beaucoup. Et on met sa dignité. Je l'ai apporté mon étoile, je voudrais montrer quelque chose, je peux. Il y a donc pénurie de tissus à l'époque, puisqu'on a des tickets pour tout. Mais dans toutes les familles, on a quand même quelques chiffons. Et cette étoile est faite pour vraiment nous mettre à part, que nous perdions notre dignité, puisqu'à partir de ce moment-là, il est recommandé de nous montrer du doigt en disant « Ah, une sale juive ». On a même absolument le droit de nous cracher dessus. Et ma mère et ma grand-mère, qui sont des femmes dignes, estiment qu'il faut jamais perdre sa dignité, ne jamais la perdre, et faire ce qu'il faut, même quand l'acte est tout petit. Et l'acte tout petit qu'elles vont faire, c'est avec des chiffons doublés. Toutes nos étoiles, elles les ont doublées et surfilées pour qu'elles soient toujours impeccables, qu'elles ne se déforment pas et ne s'effilochent pas. Nos étoiles sont absolument impeccables, superbes. Voilà mon étoile. Regardez comme elle est belle et propre.
Elle est magnifique. Je vais donc mettre cette étoile bien cousue sur ma robe de petite fille. Le dimanche, nous sommes allés déjeuner chez ma grand-mère avec maman et nous avons l'étoile toutes les trois. On est loin d'être laides toutes les trois. On a même assez d'allure, je crois. Et les gens nous saluent. Et il y a même une dame qui va traverser la rue. Ma grand-mère est habillée de noir, elle porte encore le deuil de mon grand-père. À l'époque, ça se faisait comme ça. Et la dame va traverser la rue pour dire « Madame, comme c'est beau sur le noir, cette étoile. » Et moi, elle m'embrasse. Alors le lundi, je vais à l'école avec ça. Bien. J'entre dans l'école. Dire que je reçois un choc à ce moment-là, non. Dans mon souvenir, non. J'ai 7 ans, qu'est-ce que je dis, j'ai 8 ans. J'ai fêté mes 7 ans à Laval avec mon père prisonnier de guerre, déjà, et puis mes 8 ans à Paris. J'ai donc 8 ans à ce moment-là. Dire que j'ai un choc, non. Je vais à l'école de manière assez crâne. Je dois traverser la place Tocqueville où il y a, à l'époque, ça n'existe plus maintenant, des marchandes des 4 saisons que nous connaissions fort bien puisque maman, comme toutes les femmes du quartier, allait acheter ses fruits et légumes chez les marchandes des 4 saisons. Et il y en a une qui s'appelait Mimi. Mimi m'embrassera. Il y a pourtant un soldat allemand qui passe à ce moment-là, elle m'embrasse. C'est même elle plus tard qui, lorsqu'on commencera à vider les appartements des Juifs, dira à maman « J'ai une remise dans laquelle je range tous les soirs ma carriole. Il y a de la place, voulez-vous y mettre des meubles ?» Ça, c'est ce que feront bien des gens du peuple de France. Alors, je vais à l'école avec mon étoile et la directrice a regroupé les filles, puisque les écoles ne sont pas mixtes à l'époque, les filles dans le pré au couvert, et la directrice va me prendre dans ses bras et m'embrasser devant toutes les filles. Cela veut bien dire attention, je vous ai à l'œil. Effectivement, je n'aurai jamais d'ennui dans mon école. Il y a 2 filles qui me pinceront le bras jusqu'au sang, et je saurai plus tard, en me traitant de sale juive bien sûr, et je saurai plus tard que ce sont 2 filles de collaborateurs. Mais les autres, un petit enfant c'est pas raciste. Un petit enfant c'est bien qu'on est tous pareils. Alors, je reviens à papa qui, de son compte prisonnier, sait ce qui se passe. Et il a peur. Il va donc écrire à maman, il a droit à 2 lettres par mois, comme tous les prisonniers de guerre, 2 lettres qui sont censurées toujours. Tous les prisonniers, de quelque camp que ce soit, ont leurs lettres censurées, c'est-à-dire que s'ils disent des choses qui déplaisent, c'est passé au noir, on peut toujours essayer de gratter, ça ne part pas. Donc si on veut dire quelque chose avec sa femme, il faut employer quelques mots, il faut avoir un code. Ça sera le cas de papa. Et il va expliquer à maman que la vie à Paris risque de devenir beaucoup plus grave. Effectivement, il y a des enfants déjà qu'on arrête à la sortie de l'école avec leur étoile sans prévenir les parents. Ça fait un peu peur. Une fois, en rentrant chez nous, nous sommes passés dans un autre bout de la rue Cardinet et il y avait un camion de déménagement qui est maman s'arrête et dit mais ce sont les meubles de nos amis de Souza. Mais oui, venus vider leur appartement. Alors, papa, dans un petit code à lui, fait comprendre à maman que je ne porte pas bien à Paris, que l'air de Paris n'est pas bon pour moi, qu'il faudrait absolument qu'elle me fasse prendre des vacances là où se trouve ma tante, avec mes cousines. D'abord que ce sera plus agréable pour moi que je vive avec 2 filles de ma famille, de mon âge. Bon, maman comprend très bien ce que ça veut dire. Il faut trouver un fabricant de faux papiers, il faut trouver un passeur. Alors, grâce à des voisins très sûrs,
grâce à la concierge, grâce à une garagiste, Madame Delay, qui habitait en face, et qui connaît quelqu'un. On arrive à trouver un fabricant de faux papiers, on arrive à trouver un passeur. J'ai pas de détails, hein. J'ai eu la sottise de ne pas demander des détails à maman. Vous la sentez, cette urgence? Vous la sentez? Vous êtes comment, vous? Non. Vous, c'est l'été, c'est les vacances Oui, on a attendu la fin de l'année scolaire. Je travaille très bien. Alors, j'ai eu un joli prix. Vous savez, le maréchal Pétain, il adore les prisonniers de guerre, ce sont ses enfants. Donc, il doit m'adorer. Et j'ai eu un très joli prix, la vie des saints. Avec le cachet, secours national. Oui, même le maréchal. Hein. Je chante Maréchal, nous voilà tous les jours, comme toutes les autres, c'est obligatoire. Bon, ce qui compte pour moi, c'est le fait de bien travailler, d'avoir le prix d'honneur ou le prix d'excellence, et puis après de partir en vacances, retrouver mes cousines, ça je serais contente, parce qu'on s'aime bien. Mais il y a quand même la peur qui s'est installée. Quand je vais savoir qu'on commence à arrêter des gens, j'ai peur. L'histoire de ne pas rentrer après 8 heures du soir, là, ça m'a fichu une frousse épouvantable. Le fait de courir parce que je risquais d'être arrêtée, tout en continuant de ne pas comprendre pourquoi maman, je commence à avoir vraiment peur. Et quand maman dit « il faut qu'on parte », oui, tout de même, là, je me souviens que j'avais tellement peur que... Bon, je ne discute pas, à l'époque, c'est ça, il faut comprendre. Un enfant ne discute pas, les ordres des parents, c'est comme ça. Mais est-ce que vous avez le sentiment que votre mère, elle peut encore vous protéger, ou est-ce que vous avez le sentiment que votre mère, elle est aussi fragile que vous? Ça, c'est beaucoup trop subtil pour que je puisse penser ça. Je ne me pose pas de questions, je suis une petite bête qui a peur, de même que je serai plus tard une petite bête qui a faim. Pour l'instant, je suis une petite bête qui a peur. Mais c'est pas subtil ça quand on est, pardon, hein, mais quand on est un enfant, on pense que ses parents vont vous protéger jusqu'au bout, Non, on ne le pense pas. On le sait, instinctivement. C'est l'instinct. On sait qu'on a des parents qui sont là comme protecteurs, donc on n'a pas besoin de le penser. C'est ainsi que je le conçois, moi. Ça tombe sous le sens, c'est une chose tellement normale, naturelle. Un parent, c'est là pour ça. Donc je pense que si maman décide qu'il faut partir, elle a raison. Je ne vais pas me poser de questions. Je sais que j'ai peur. Et il y a tout de même des gens qui disparaissent. Hein. Les gens qui disparaissent, on ne les revoit jamais. J'ai un oncle que j'aimais beaucoup, Alfred Weiss, c'était un frère très jeune de ma grand-mère paternelle. Il a été excessivement gentil avec nous à Paris. Il était célibataire, il nous a sortis, il nous a emmenés dans un bon restaurant. On a passé de très bons moments avec lui. Et puis un jour, il disparaît. Et je saurai plus tard que lui... Il sera plus tard fusillé, bien sûr. Mais quand il disparaît à ce moment-là, je comprends à demi-mot qu'il ne disparaît pas parce qu'il est arrêté, mais qu'il disparaît parce qu'il fait des choses. Il résiste, voilà. Sans formuler encore le mot, il est entré en résistance. Et j'ai plusieurs cousins comme ça qui vont disparaître. On n'ose pas formuler le mot. J'ai un oncle, lui, oui, Maurice Évard, lui va disparaître. Lui, je sais qu'il sera arrêté. Et un jour, je suis à Auteuil, chez sa femme, je joue au fond du jardin et je trouve sur le tas de bûches un tract anglo-américain. Et on va le brûler tout de suite, évidemment, parce qu'on ne voudrait pas être pris à posséder un tract comme ça. Un peu confus tout ça, mais bon, il va falloir partir de toute façon. J'ai bien compris qu'il fallait partir.
Alors, nous allons passer chez une amie, une très grande amie de la famille, qui est peintre, Claude Aviprégnard, dont le mari était un grand peintre ami de mes grands-parents. Et nous allons chez elle découdre nos étoiles. Elle va les garder en souvenir, c'est comme ça que nous les aurons retrouvées après la guerre. Et on nous avait dit, vous prendrez le train en direction de La Rochefoucauld, vous changerez à Angoulême. À La Rochefoucauld, c'est une ville qui n'a pas encore été occupée. Vous descendrez du train, vous traverserez la place de la gare et vous aurez le passeur de l'autre côté. On nous a donné un nom. Lalo, je me souviens, c'est le nom de 2 filles de ma classe. Maman me dit, ben, ça tombera très bien, tu diras que tu vas rejoindre des filles de ta classe si on te demandait quelque chose. Tout de même, elle m'a expliqué quelque chose. Elle m'a expliqué, j'ai donc 8 ans et demi à ce moment-là, elle m'a expliqué ce que c'est que la Convention de Genève. Elle m'a expliqué que si par malheur nous étions arrêtés, qu'on m'interroge, si on me demande si je suis juive, je dois dire que non, parce que je risque d'aller en prison. Et que, surtout, je dois bien dire que papa est prisonnier de guerre parce que cela peut me sauver la vie. Elle m'a bien dit ça. Tu le dis, tu le répètes, que papa est prisonnier de guerre. Parce que j'oubliais quand même une chose importante, c'est qu'en 1941, il y a eu ce qu'on a appelé la rafle des notables. Et c'est peut-être là que j'ai commencé à avoir peur. On est venu arrêter papa. Et notre concierge, toujours elle, a dit, mais ça ne sert à rien que vous montiez à l'appartement, monsieur Christophe est prisonnier de guerre, il n'est pas là. Oui, mais il y a peut-être quelqu'un dans l'appartement. Et effectivement, ça leur arrivait, quand ils ne trouvaient pas quelqu'un, ils arrêtaient celui qui était dans l'appartement. Donc la concierge s'est vraiment battue comme un beau diable pour les empêcher de monter. Et le lendemain, elle nous le dira. Elle a réussi ça, à ne pas les laisser monter. Et elle a eu du mal à leur faire bien comprendre. Mais si, c'est moi qui reçois le courrier, je le sais. Robert Christophe est prisonnier. Je crois même qu'elle se souvenait du nom de Flag et qu'elle a pu le dire. Donc ils sont repartis. Oui, c'est là que peut-être que je commence vraiment à avoir peur, après la rafle des notables. Et la rafle des notables, c'est contre les notables, les médecins Voilà, c'est ça. Mon père étant historien journaliste, il fait donc partie de ce qu'on appelle les notables. Oui, c'est par... on fait une grande différence à l'époque entre les juifs français et les juifs d'Europe centrale qui sont venus se réfugier en France, qui la plupart du temps parlent yiddish ou parlent avec un accent et qui vont être des cibles toutes trouvées et que, pensez, on va pouvoir les arrêter par familles entières et quand on ne les arrêtera pas, c'est Pétain qui les donnera. Par exemple, vous êtes parti, enfin, vous avez tenté de passer la ligne de débarcation en août 42, il me semble, donc en juillet 42. Ah, c'était avant ou après la rafle du Veldiv? Après. Mais moi, j'en ai jamais entendu parler de cette rafle du Veldiv. Elle a lieu le 16, je ne suis pas du tout au courant. Est-ce que maman l'a su? Ça, je ne sais pas. Mais nous partons le 26. Et donc, nous changeons de train à Angoulême. Maman a, dans le train, une fois assise sans étoile, je sais que maman me regarde et me dit « ça y est ». Ce « ça y est » veut déjà dire c'est presque la liberté. Alors on change à La Rochefoucauld d'un vieux train avec des compartiments indépendants. Il y a là un bonhomme qui fume, ça sent mauvais. Mais ça sent mauvais son tabac, c'est du tabac de guerre. Ça me donne mal au cœur. Je me plains pas, là. J'ai bien trop peur. Et quand on arrive à La Rochefoucauld, eh bien, il y a des troupes partout. Il y a des troupes partout, armées, et on annonce un contrôle des voyageurs. Alors, nous avons nos faux papiers, sous un nom transformé. Est-ce que les faux papiers sont mal faits? Oui. Effectivement, on le saura plus tard, notre fausse carte n'est pas impeccable. Bon, d'autre part, notre cœur bat si fort que ça doit se voir. Et puis, il faut le fameux Ausweis pour passer la ligne de démarcation. C'est un permis spécial que nous n'avons pas.
Nous le savons bien, ça, d'ailleurs. D'ailleurs, les gens qui sont pris à passer la ligne sans Ausweis sont punis de 15 jours de prison. On s'était dit, si par hasard on était prise, on aurait nos 15 jours et puis ça finit. Alors, une fois que tout le train est contrôlé, on nous emmène à la Kommandantur. Et là, on nous sépare, maman et moi. Moi, je suis dans une pièce seule avec un soldat armé, avec un gros chien. Ce chien est énorme, il est debout, il est plus haut que moi. Et j'entends qu'on commence à interroger maman dans sa pièce et qu'elle crie « Non, 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 je ne suis pas juive, non, je ne suis pas juive ». Elle durera un petit moment, puis après ça sera à moi. Donc à ce moment-là, j'ai 8 ans et demi, et je passe devant cette table comme un bandit de grand chemin, devant des hommes en uniforme. Il y en a un en bout de table avec sa machine à écrire et qui tape au fur et à mesure ce que je vais dire. Ton nom, ton prénom, ton âge, ton adresse, ton père, son âge, son métier. C'est plus long que ce que j'ai écrit dans mon livre, en vérité. Il y a beaucoup plus de questions. Tu es juive? Non, monsieur. Je ne suis pas juive et papa est prisonnier de guerre. Tu es juive, puisque tu veux passer la ligne. C'est que tu veux te sauver de l'autre côté. Non, non, monsieur. Je ne mens pas. Je ne suis pas juive. Et papa est prisonnier de guerre, je vous assure. Papa est prisonnier de guerre. Allons donc! Tu finiras bien par nous le dire. Nous y arriverons. Non, monsieur. Il y en a deux qui n'interrogent plus que les autres. Il y en a un qui est très brutal. Salope! Ordure! Nous te le ferons cracher que tu es une cochonnerie de juive. Et puis l'autre, allez, petite mignonne, dis-le, on ne va pas te faire de mal. Si tu le dis, on ne te fera pas de mal. Il était mielleux. Ça m'est resté. Non, non, papa est prisonnier de guerre. Puis la porte s'ouvre et j'ai vu apparaître maman et... Alors elle était moins fraîche, hein. Ça c'est sûr, elle était moins fraîche. Alors vous la voyez l'enfant? Bon, vous avouez. Vous pouvez lui dire au revoir. Pour toujours. Oui. Je suis juive. Bon. Elles ont avoué. Il n'y a plus qu'à aller à la prison. Et on y part, à la prison de La Rochefoucauld. Quand on y arrive, il y a déjà des tas de personnes incarcérées. La Rochefoucauld, c'est une toute petite ville, c'est pas une vraie prison, c'est la halle au grain et le théâtre municipal, enfin la salle de spectacle, qui sont transformés l'un comme l'autre en prison. Je me souviens plus si c'est une cinquantaine ou une centaine de personnes qui sont là. On a mis partout des lits de camp ou des matelas. Et maman a un drôle de mot, hein. Elle dit « ouf ». Oui, ça veut dire on n'est plus du gibier. C'est fait, on est pris. Qu'est-ce qui peut nous arriver de plus? Parce qu'on peut imaginer qu'il y aura plus. On n'est plus du gibier. Et moi, je me mets à pleurer parce que ce que j'ai vécu là, avec les mois avant, c'est beaucoup à 8 ans et demi. Bon, au bout de quelques jours à La Rochefoucauld, il y a 2 gendarmes là, et maman, qui pense toujours à tout, on a été arrêtés avec le sac à main puisque nos affaires ont été envoyées à mon oncle, mais sous le nom d'un de nos voisins, M. Rouget.
qu'on s'imagine que nous partions. Donc on n'a rien. Et maman dit aux 2 gendarmes, là, soyez gentils, allez m'acheter des granulés, des vitamines pour ma fille, si on n'était pas tout à fait assez nourris. Et puis pourriez-vous m'acheter 2 serviettes de toilette, parce que je n'ai rien. Et il y a un des 2 gendarmes qui reviendra en disant, Madame, les boutiques sont fermées, alors je vous ai apporté 2 serviettes de chez moi, gardez-les. Il nous a offert 2 serviettes de chez lui avec son chiffre brodé par sa femme. C'était gentil, ça. Alors, au bout de quelques jours de la Rochefoucauld, on nous emmène à Angoulême. Angoulême, c'est une vraie prison avec des hauts murs. Pas beau, une prison, c'est métallique, ça résonne, il y a des portes, bang, bang, des clés partout. On tourne, on ferme, on ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme. La surveillante d'étage avec son gros trousteau, ding, ding, ça m'intéresse. Alors, les cellules, les unes à côté des autres, comme dans un film, le petit guichet par où on passe la gamelle de soupe. Bien, j'ai 8 ans et demi et je vais faire de la cellule. Et dans ma cellule, il y a un bébé de 10 mois, mais comme il est juif. Et dans la cellule, qui est faite pour 2 personnes, nous serons 11. Serré. Pour se laver, il n'y a ni lavabo, ni toilette, il n'y a rien. Donc, il faut descendre dans la cour, qui est une cour avec des gravats, on se tord les pieds, il y a des travaux. C'est une prison séparée en 2, quartier des femmes, quartier des hommes. Et arrivé dans la cour, venant du quartier des hommes, on entend chanter. On entend chanter des hommes pour nous donner du courage à nous, les femmes et les enfants. Et très, 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 très longtemps après, plus de 50 ans plus tard, j'apprendrai que les hommes qui sont là au mois d'août 1942 sont en pleine séance de torture. Et ils trouvent le moyen de chanter pour nous donner, sont des résistants, pour nous donner du courage. Ces hommes-là ont été fusillés il y a peu de temps. Je suis allée présider une cérémonie en souvenir de ces hommes-là. Alors, après Angoulême, on nous emmène au camp de Poitiers, mon premier camp. Et ce premier contact avec la prison, j'imagine que tout va extrêmement vite, mais pour l'enfant que vous êtes, la prison, c'est les méchants quand même. Ou est-ce que vous arrivez déjà à concevoir? Non, je crois que j'ai cette chance d'être un enfant qui vit sa vie d'enfant, puisque je vais dessiner à la prison. Et qui vit avec sa mère. Je dis toujours qu'un enfant peut tout supporter. Plus j'avance en âge, plus je le pense. Un enfant peut tout supporter lorsqu'il a ses parents. J'ai maman, n'oublions pas. Même si maman doit se mettre à 4 pattes et laver le sol de la prison avec une brosse de chien-dent, que ça ne me plaît pas tellement de voir ma mère faire ça, elle est tout de même là. Alors on arrive à Poitiers, premier camp, grand camp sale. D'un côté il y a les juifs, de l'autre côté il y a les tziganes qui sont là par famille, des petits gamins de tziganes qui sont mignons, qui viennent nous dire à travers le barbelé, on peut avoir un petit sou, madame, un petit sou. C'est vraiment un camp sale avec des rats partout. Les rats, ils courent, on dort sur de la paille souillée, et les rats, une fois ils nous passent sur le visage. Et un jour, on va trouver un rat dans la bassine de soupe. Après Poitiers, c'est Drancy. Drancy en 42, c'est quelque chose d'épouvantable. Drancy en 42, c'est très sale. Et il y a dans la grande cour du mâche-fer, c'est une espèce de poudre métallique qui fait qu'on a la peau sale, ça s'incruste. Et comme on ne peut pas bien se laver, puisqu'on a des sortes d'auges, aussi bien dans les chambrées que dans la cour, et qu'on a un robinet pour 50 ou 100 suivant les chambrées. C'est un camp qui est installé, le mot installé ne va pas fort, mais j'en trouve pas d'autre, installé dans les premières HLM de France, non terminées. Donc on nous met sur des sortes de grandes plateformes en béton,
qui seront plus tard scindés pour en faire des appartements, mais à ce moment-là, ce sont d'immenses plateformes, avec des courants d'air épouvantables, il fait un froid horrible, il y a juste les tuyaux qui courent partout, on se tord les pieds sur ces tuyaux. Ils ont quand même mis les vitres, mais elles sont passées à la peinture, et de temps en temps, dans un coin, on fait une toute petite raie pour voir la liberté qui est si proche. On est gardé par des gendarmes, et ces gendarmes-là sont méchants. Maman verra un jour un enfant giflé par un gendarme, il en est tombé, évanoui. Il y a un chef qui est abominable. Alors à Drancy en 1942, je vais voir quelque chose d'atroce. Ce sont des troupeaux d'enfants. Ça va me marquer pour toute ma vie. Ce sont des enfants qu'on a arrachés aux Juifs d'Europe centrale, qu'on a déjà déportés. On a envoyé les gendarmes pour les arracher à leur mère, qui se sont pas laissés faire. Alors on a dû agir avec les crosses de fusil. Ce qui fait que je vais voir passer à Drancy des milliers d'enfants. D'enfants qui sont blessés à cause des crosses, qui sont sales, qui sont souvent hébétés parce que c'est tellement affreux ce qu'ils ont subi, qu'ils ont oublié leur nom. Ils sont parfois attachés par famille, les frères et les sœurs, attachés avec des ficelles par le cou. Ils sont attachés par des ficelles aussi. Et par exemple, ces enfants étaient où géographiquement? Alors, ces enfants, je vais les voir dans la cour. Il y a à Drancy, comme il y aura toujours pour les déportations, un camp dans le camp. À ce moment-là, ce sont des barbelés au centre. Plus tard, ça sera ou des barbelés ou des barrières, je ne me souviens plus très bien, mais devant ce qu'on appellera les escaliers de départ. À ce moment-là, ce n'est pas encore organisé de la même manière. En 1942, c'est au centre. Je vais répartir ces gens. Est-ce qu'on emploie le mot déportation? Est-ce qu'on emploie le mot transfert? Est-ce qu'on emploie le mot départ? Je ne me souviens pas bien. Je vois des tas de gens passer là, dans ce camp, dans le camp. Entre autres, un homme qui... Ils passent à la fouille, hein, on leur prend tout ce qu'ils ont, les moindres choses, même les enfants leur jouer. Et je me souviens de cet homme qui ramasse un canif par terre, qui se taille les ongles avec, et je me dis, tiens, on peut s'éplucher les ongles. Ça m'est resté. Vous voyez, des images comme ça. Quand on est petit, on a des images, on ne peut pas... c'est pas quelque chose de suivi. Mais par contre, les enfants, là, ces troupeaux d'enfants, c'est quelque chose de tellement effroyable. Ça ne peut pas me quitter. Et je me souviens qu'il y en a qui ont des griffes aux bras, c'est l'été, on a des bras nus. Et ces griffes, je saurai plus tard ce que c'est, ce sont les mères qui sont devenues tellement folles qu'on leur a pris leur gosse qu'elles ont planté leurs ongles en se disant on ne pourra pas me le prendre comme ça, mais si, on a tiré. Et oui, on a tiré. Et c'est tellement atroce que je me jette dans les bras de maman et je lui dis mais pas moi, maman, pas moi. Et non, pas moi. C'est là, l'été 1942, donc que je vais apprendre que je suis une petite fille privilégiée, puisque, pour la propagande, toujours la propagande, les Allemands vont décider de respecter la Convention de Genève, c'est-à-dire de respecter la femme et les enfants des prisonniers de guerre. Donc on va me donner le statut d'otage non déportable. À partir de ce moment-là, je suis un otage non déportable. Donc je vaux quelque chose, moi. Mais pas les autres. Ça, vous vous souvenez quand votre mère l'a appris? Oui. Je ne sais pas de quelle manière, mais je me souviens que maman m'a dit « pas d'où ». Alors je vais elle voir vous l'a partir... dit où? Elle vous l'a dit, enfin c'était... Je ne sais pas, je ne peux pas le dire, je ne me souviens pas, c'est pas précis. C'est pas précis. Je le savais peut-être encore il y a 15 ans, plus maintenant. Ces enfants vont donc partir. Ah oui, il y a une autre chose qui se passe à ce moment-là qui ne se fera plus après. C'est la fouille. À ce moment-là, on fouille les gens, on leur enlève tout. Plus tard, comme d'abord ils veulent récupérer les Allemands, eux, ce qui sera pris, parce que ce qui est pris à la fouille en 1942, c'est souvent des gamins
comment on les appelle, la jeunesse de Darnand, là, tous ces... Ah, les miliciens. C'est pas encore des miliciens. Non, c'est... Ah, les volontaires Les jeunes... Non. C'est les jeunes de Darnand, c'est quelque chose comme ça. Alors, je me souviens plus du nom, comment ils s'appellent. C'est des petits salauds qui ont 18 ans et qui sont d'une brutalité abominable. D'ailleurs, un jour, maman s'engueule avec un, elle lui dit carrément, elle est belle votre jeunesse. Elle a failli recevoir un coup. Maman n'avait peur de rien, mais elle avait tort. Parce que ça aurait pu être grave. Comment est-ce qu'il s'appelle? Bon, tant pis. On le sait. Et donc on fouille et ils en gardent pour eux. Bien sûr, quand ils trouvent un bijou, une belle montre, ils le gardent. Donc plus tard, il n'y aura plus de fouilles à Drancy parce que ça impressionne les gens, comme il ne faut pas les impressionner, puisqu'on leur dit qu'on les emmène dans un camp de travail qui ressemble à une colonie de vacances. On les fouillera plus à Drancy. De même qu'en 1942, je me souviens qu'on tombe les hommes. On les tombe dans ce rond de barbelés, et je me souviens les cheveux qui s'envolent. Et après, c'est fini, on ne les tombe plus à Drancy, parce que justement, il ne faut pas faire peur. Ça fait un drôle d'effet, ces hommes à cheveux rasés, là. À l'époque, un homme aux cheveux rasés, c'est un bagnard, hein, personne d'autre. Alors, ça va cesser ça aussi. Mais à ce moment-là, en 1942, il y a ça, donc. Bon, on va donc voir partir des tas de gens. Et puis, de là, on nous emmène à Pithiviers. Alors, Pithiviers, c'est un camp quasiment dans la ville, il me semble me souvenir. Et là aussi, il y a des gendarmes. Et il y aura une immense déportation qui partira de Pithiviers. J'y verrai partir mon oncle Maurice Évard, donc, qui est un ancien combattant de 14-18. J'y verrai partir mon cousin Pierre Norman, qui est un jeune résistant qui a été arrêté à la frontière espagnole. Et puis Donné. Lui mourra à Maïdanek, je crois me souvenir. Et puis j'y verrai partir des tas de gens, et entre autres, il y a une dame qui s'appelle Madelon Lang qui viendra avec son petit garçon, là, qui viendra la grande amie de maman, et dont la sœur, Madame Gattegno, partira avec ses 2 enfants, et elle, comme elle n'est pas femme de prisonnier de guerre, c'est à partir de ce moment-là que maman deviendra la grande sœur de Madelon Lang, en remplacement. Bon, et à Pithiviers, il se passe une chose absolument terrible, c'est qu'il y a une erreur sur la liste et je suis sur la liste. Alors ça, c'est aussi un des moments les pires de ma vie. Ce moment où maman n'est pas appelée, moi je le suis. Et alors on court, maman et moi, dans le camp, tous les gens qu'on rencontre, qui ont une responsabilité quelconque. Ah non, mais on ne sait pas, on ne comprend pas, qu'est-ce qu'il y a? On demande à des gendarmes, ah mais on ne peut rien faire, qu'est-ce qu'il y a? Et maman qui dit, mais laissez-la partir à la fouille, parce qu'à Pithiviers, il y a une fouille avant de partir, là oui, elle a été rétablie à Pithiviers. Et puis vous la récupérez après la fouille. Et maman dit, mais non, moi je sais bien que après la baraque de fouille, il y a les barrières qui vont directement au train. Je ne la récupérerai pas. Et alors là, elle a une idée. Le second mari de ma grand-mère, Charles Streff, qui est catholique, a été pendant des années dans la gendarmerie. Et maman a une idée. Elle demande à des gendarmes, est-ce que vous connaissez le colonel Streff? Jusqu'au moment où il y a un gendarme qui dit, ah oui, je le connais, ça a été mon chef. Et maman dit, ben voilà, c'est mon beau-père. Voilà ce qui nous arrive. Ah, dit le gendarme, je vais essayer de faire quelque chose. Et lui se débrouille. Et je disparais de la liste, le train part sans moi. Le soir, je me souviens que nous sommes anéantis, assises dans la paille, par terre. Il n'y a plus personne dans le camp, nous restons 3 fois rien. Et cette course toute la journée m'a associé un souvenir horrible. Bon, alors de Pithiviers, on nous emmène à Beaune-la-Rolande, transport en wagon à bestiaux. 18 kilomètres entre les 2 camps, 24 heures de wagon à bestiaux, dans le noir, sans boire, sans manger, avec la tinette qui déborde, la peur, les aboiements.
On arrive à Beaune-la-Rolande. Là, c'est une sorte de havre dans ma vie concentrationnaire, Beaune-la-Rolande. Beaune-la-Rolande, c'est un camp, c'est vrai. Il y a les barbelés, il y a les miradors, il y a l'appel tous les jours, ce sont les gendarmes qui font l'appel. On peut le voir parce que j'écris une petite chanson. Des gendarmes bien armés viennent pour nous compter, ha ha ha. Bon. J'ai écrit toute l'histoire de ce camp. Elle continue comment la chanson? Ohé dans le camp de Beaune-la-Rolande, ohé dans le camp des pauvres juifs errants, tra la 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 la, tra la 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 la. Il y a 3 ou 4 couplets. Alors on est gardé par des douaniers du sud-ouest, ça leur plaît pas. Ils sont gentils, ils feront ce qu'ils pourront, ils atténueront. Et également la mairie de la ville fera quelque chose. Il y a le fameux docteur Rousse, je crois que c'est le docteur Rousse qui est maire de la ville, et qui fera quelque chose pour atténuer ça. Et quand nous arrivons là, il y a des champs de pommiers. Moi, je sais déjà plus ce que c'est qu'une pomme, j'en ai plus mangé depuis mon arrestation. C'est-à-dire depuis combien de temps quand vous arrivez à Beaune-la-Rolande? Beaune-la-Rolande, on doit arriver en septembre ou octobre, quelque chose comme ça. Et je dis, ah, des pommes. Et il y a un douanier qui a dû entendre ça parce qu'un matin, j'ai trouvé une musette de douanier pleine de pommes, beaucoup de papayas. Ça, c'est aussi beau que Madame Perrin, ma directrice d'école, qui m'embrasse quand j'ai mon étoile. Malheureusement, je ne connais pas le nom du douanier. Il n'y a que le chef qui n'est pas toujours sympa, parce que il a fait un peu de la cour à maman. Mais maman ne se laisse pas faire, et il n'est pas content. Et quand il y aura un jour la fouille, car dans tous les camps il y a des fouilles, parce qu'on a toujours peur des évasions, donc on fouille toujours, que ce soit des prisonniers ou des internés, on fouille, pour voir s'il n'y a pas des outils. Il se conduira d'une façon pas très courtoise. Bon, cela dit, le camp de Beaune-la-Rolande va être, oui, une espèce de havre de paix dans ma vie concentrationnaire. Maman est nommée d'abord chef de baraque. Par les camarades qui sont là, elles reconnaissent cette autorité naturelle qui émane d'elle. D'ailleurs, il y a des très jolis poèmes écrits en l'honneur de Madame Christophe, la chef de baraque. Entre autres, un ravissant écrit par Madame Montefiore, qui est de cette grande famille qui a des ramifications en Angleterre. Madame Montefiore qui mourra bien sûr à Auschwitz. Et plus tard, elle sera nommée infirmière et infirmière-chef dans la baraque d'infirmerie. Ça sera utile parce qu'elle fera passer des gens pour plus malades qu'ils ne sont et même une dame pour folle, et on réussira à la faire sortir. Qui sont les autres personnes qui sont avec vous? Alors à Beaune-la-Rolande, il y aura de plus en plus de femmes et d'enfants de prisonniers de guerre. Et puis il y aura les conjoints d'Ariens, donc les femmes catholiques mariées à des chrétiens, ou les hommes, pardon, j'ai des bêtises, les femmes juives mariées à des chrétiens, ou les hommes juifs mariés à des chrétiennes. Et ceux-là ont droit de temps en temps à une visite et à un colis. Nous aussi, nous aurons droit à un colis de temps en temps. Et puis, bon, petit à petit, on arrêtera. Si, oui, quelques cas un peu spéciaux qu'on enverra plus tard à Vittel, comme des gens d'origine anglaise. Bon, et puis après le tout venant, hein. Le camp se remplira petit à petit, petit à petit. Le tout venant, c'est-à-dire ce qu'on arrêtera. Mais à ce moment-là, ce sont les Juifs français qu'on arrête, parce que la ligne de démarcation est franchie, et tous les Juifs français qui se sont réfugiés en zone dite libre, croyant qu'ils seraient aidés par Vichy, au contraire, sont donnés. C'est à ce moment-là que la milice est créée, donc la milice a beaucoup plus de facilité pour arrêter les gens, puisqu'ils parlent la même langue que les gens qu'ils doivent arrêter. C'est plus simple que pour la Gestapo. La milice va y aller, hein, elle va bien travailler. Et donc on verra arriver des tas de gens à Beaune-la-Rolande, et je verrai arriver des gens de connaissance. Et puis, comme la nature humaine, c'est quelque chose de beau, que j'admire de plus en plus,
il y aura une forme de résistance tout à fait particulière, en ce sens que les adultes voyant ces quelques enfants penseront, en 1942, penseront, mais la liberté c'est pour demain, la fin de la guerre c'est pour demain, il faut que ces enfants puissent retourner sur les bancs de l'école avec leurs camarades, donc il faut les aider. Et tous ceux qui sauront quelque chose nous le transmettront, une fable de La Fontaine, une chanson, un chapitre d'histoire, de géographie, de sciences, n'importe quoi, tous ceux qui savent quelque chose, nous le passerons, et puis ceux qui ne savent rien, eh ben, nous parlerons. Comme ça, nous ne perdons pas l'habitude d'entendre notre langue, qui a une langue, a une patrie. Et ils auront à cœur de faire que nous la parlions bien, cette langue. Est-ce que vous êtes encore des enfants dans le sens où est-ce que vous Oui. êtes entre enfants? Est-ce que on joue. Oh, mais oui, bien sûr. Bien entendu. Et donc, on aura l'école. Nous aurons comme maîtres des gens qui sont professeurs, mais des gens qui ne sont pas du tout professeurs, comme le banquier Christian Lazare, qui était un homme remarquable, ou la vieille Madame Montefiore, justement, qui était aussi une femme extraordinaire. Attendez voir, on aura l'auditeur au Conseil d'État, j'ai oublié son nom, tant pis, ça me reviendra peut-être. Des tas de gens, des gens extraordinaires. Et puis alors, on a des tas d'artistes à Beaune-la-Rolande. On a Viterbo qui dirige un music hall. On a Marguerite Solal qui est une chanteuse à la mode. Je crois qu'on a Franck, le directeur des ballets de l'opéra. On a des tas de musiciens. On a Maman, donc, qui est pianiste. La mairie de Beaune nous fera porter un piano, le piano municipal. Et on arrivera à faire des fêtes. Je danserai même une bourrée. Qui restera célèbre parce que c'est ma bourrée. Je me souviens que Max Viterbo dira « Francis Christophe va nous interpréter une bourrée tout à fait personnelle. » J'avais une sale tête. Hein. J'estimais que la bourrée de l'autre n'était pas bien. C'était des gens d'horizons complètement différents, complètement de tout. Bon, il est certain, étant donné que ce sont des juifs français, ce sont des gens totalement assimilés, qui ont eu la possibilité de vivre comme les autres. Il est vrai que ce sera des gens qui sont plutôt de petite et moyenne bourgeoisie, ou quelques grands bourgeois, donc comme Christian Lazare. Ce sera souvent des intellectuels, bien entendu, mais on l'est tous plus ou moins parce que... Comment je pourrais expliquer ça? C'est un milieu social pour lequel la culture passe avant tout. Or, quand une famille est commerçante, ce que représente à l'époque un commerçant depuis le Moyen-Âge, un commerçant, c'est un bourgeois, c'est une personnalité de ville, puisqu'elle a ce qu'on appelle pignon sur rue. Or, dans une famille juive à l'époque, lorsqu'il y a un commerçant, le rêve, c'est d'avoir un enfant qui devienne médecin, musicien ou philosophe. Et on a forcément... Ça fait partie... Comment je pourrais expliquer ça? De la reconnaissance envers ce pays qui nous donne la citoyenneté pleine et entière. Or, il faut bien comprendre que les Juifs, depuis la nuit des temps, alors que les non-Juifs ne savent pas lire, que lorsque dans un village, il n'y a qu'une personne qui sache lire, c'est le curé, que même souvent le noble du village ne sait pas lire puisqu'il est là pour le défendre, il porte l'épée et la cuirasse. Malgré tout, celui qui va vivre dans une cabane, c'est le Juif, et lui, il sait lire, parce que sa religion le veut. Ce qui fait que lorsque nous aurons enfin, à partir de l'édit de tolérance de 1787, et puis ensuite avec la Révolution, et puis ensuite l'Empire, quand nous aurons la possibilité de devenir des citoyens complets, totaux, notre reconnaissance se montrera de cette manière-là. Puisque ce pays nous donne la possibilité de vivre comme les autres, nous devons donner ce que nous avons de meilleur en nous. Ce n'est pas une question d'ambition personnelle, c'est vraiment, je le vois bien parce que ça se disait dans ma famille, on se le répétait,
C'est comme ça que tu remercieras ce pays qui fait de toi quelque chose. C'est en profitant de ce qu'il te donne, de son école, que tu le remercieras. Tu dois travailler, tu dois faire des études. Ce qui fait que tous ces gens ont dans l'ensemble un niveau culturel assez élevé et que même ceux qui n'ont pas fait d'études auront un milieu culturel élevé, seront des gens qui ont lu, qui ont une culture littéraire, philosophique et musicale, même des gens sortant de petits milieux, qui est tout à fait extraordinaire. Alors précisément ce que vous décrivez de façon très bouleversante, c'est-à-dire cet attachement à une nation, Ah oui. j'imagine, et vous décrivez à la fois des gestes de grande solidarité, de générosité venus de représentants du peuple français. Mais enfin, j'imagine que pour ces gens qui sont internés à Beaune-la-Rolande pendant cette année 1942 et pour lesquels justement l'appartenance à la France a été un objet de fierté, Ils sont trahis. ça se dit, Trahis, ça abominablement trahis. C'est horrible d'être prisonnier sur son sol, gardé par des gens qui sont nos compatriotes, c'est quelque chose d'abominable. Ça, c'est vraiment l'horreur. Parce que ces juifs étrangers qui ne parlent pas français ou qui ont un accent, ah oui, ils nous sont étrangers à nous aussi. Notre fierté d'être des juifs français, comme tous les juifs occidentaux. Mais ça dégringole, ça n'est plus rien. Nous sommes ravalés au rang de rien du tout. Alors, bien sûr que nous n'avons pas compris qu'il y ait des exactions envers ces juifs étrangers, mais qu'ils soient arrêtés, qu'ils soient mis à part. Nous pourrions presque le comprendre, parce que pour nous, nous avons l'impression que ces gens-là ne sauront jamais s'assimiler, s'adapter, alors que nous, c'est tellement fait. Et voilà qu'il nous arrive la même chose qu'à eux. Quel coup! C'est un effondrement. Cela dit, grâce justement à ces Français résistants qui, eux, feront tout pour nous, nous savons bien que ce n'est pas toute la France. Et ça nous aidera à tenir le coup. Et c'est la raison pour laquelle il y aura tellement, et je veux qu'on le dise, parce qu'on ne le dit jamais assez, de résistants parmi les Juifs. De grands résistants. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. On ne le dit pas assez, parce qu'on ne le sait pas toujours, parce que évidemment qu'ils ne peuvent pas résister sous le nom de Dreyfus ou de Lévy. Ils sont obligés de changer de nom. Le bloc devient Dassault, et combien d'autres. Et on ne sait pas assez ça. Mais nous avons des quantités de résistants. Moi, je vais perdre, mais je ne sais combien de cousins, non pas comme juifs, mais comme résistants. Il faut le savoir. Nous continuerons à servir ce pays-là. Bon, cela dit, ceux qui arrivent de l'Est et qui auront cet accent qui est pour moi épouvantable seront aussi d'extraordinaires résistants. Ils le montreront ô combien. Mais à ce moment-là, nous ne le savons pas. Ces Juifs de l'Est, alors vous avez croisé leurs enfants effectivement à Drancy. Est-ce qu'il y en a à Beaune-la-Rolande? Non, il n'y en a pas à Beaune-la-Rolande. À ce moment-là, ils sont tous partis déjà. Ils sont tous partis. Donc en fait, Voilà. c'est après Beaune, c'est-à-dire quand vous retournez à Drancy que vous serez à nouveau en contact avec des Juifs polonais, des Juifs... Non, il y a cette forme finalement d'entre-eux. Oui, pas beaucoup. Ils auront déjà presque tous été déportés. Non. Alors je vais rester presque un an à Beaune-la-Rolande. Et je vais y vivre cette vie, laquelle est pour moi presque une vie heureuse. C'est extraordinaire de dire ça, c'est difficile à comprendre, et pourtant, quand je parlais avec maman de Beaune-la-Rolande, on riait. Et puis il y a 3 femmes à Beaune-la-Rolande, dans mon souvenir d'enfance. Mes souvenirs d'enfance, il n'y en a qu'une, parce que la doctoresse Ovald, je l'ai oubliée, alors que maman s'en souvenait très bien. Par contre, moi, je me souviens très très bien de Mademoiselle Monod et de Mademoiselle Roland, qui sont extraordinaires. Pour le jour de l'an, toutes les femmes de la baraque ont fait un cadeau à maman, et c'est Mademoiselle Roland qui est chargée d'aller l'acheter en dehors, et elle achète une plante verte. Toutes les femmes offrent cette plante verte à maman, et il y a un petit papier qu'elles vont toutes signer, ce petit papier que j'ai toujours. Il y a environ 60 noms et il y a 5 ou 6 rescapés en 45.
Oui, parce que sur les 60. c'est quelque chose aussi de très important à dire. Toutes ces personnalités dont vous nous avez parlé, Max Tout Viterbo ça de va la... partir. Pardon? Tout ça va partir. Où? Ah, on ne le sait pas, nous. Mais maintenant, nous le savons. Maintenant, nous le savons, mais à ce moment-là, nous ne le savons pas. Et moi, moins que les autres, une gamine. Mais tous ces gens, beaucoup d'entre eux, en tout cas, la plupart ont disparu, évidemment. Bien sûr. Mais nous avons bien compris que c'est à l'Est qu'on les envoie. L'Est, nous savons bien que c'est l'Allemagne. Bon, on nous a dit, ils vont dans des camps de regroupement, ils vont travailler. Mais comme on est tous persuadés que la guerre va se terminer très vite, eh bien, ils vont dans les camps de regroupement, ils seront vite de retour. Allons donc, tenons le coup, ils vont vite revenir. Tout le monde ne réagit pas comme ça. Bien entendu qu'il y en a certains qui déjà ont compris. Mais pas tous. En tout cas, moi, une enfant, pas du tout. Vous êtes resté près d'un an à Bonne-la-Rolande À Bonne-la-Rolande. et vous êtes revenu à Drancy en juin Retour 1943. à Drancy. 120 km de Bonne-la-Rolande à Drancy, 48 heures de wagon en bestiaux. Nous quittons Bonne-la-Rolande où, pour vous montrer à quel point la vie est différente, on est bien obligé de porter l'étoile juive, c'est vrai. Mais comme on ne nous en a pas fourni des vrais, on les a faites au pochoir. Ça a été une vraie rigolade. On s'est amusé follement à faire nos étoiles au pochoir avec de la peinture jaune. Quand nous débarquons à Drancy, vite, 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 on nous distribue de ces étoiles-là pour ne pas risquer d'être punis. Mais nous y voyons ceci. Voilà. Amis des Juifs. Il y a des gens, en 1943, là, à Drancy, qui ne sont pas juifs et qui, pour ne pas quitter leurs amis, leurs voisins de palier, leurs camarades de classe, ce que je sais, se sont fait arrêter avec Amis des Juifs sur la poitrine. Il y en a qui partiront là-bas et qui resteront, mais à l'époque, nous ne le savons pas encore. Mais c'est quand même sublime, il ne faut pas l'oublier. Je le dis dans tous mes témoignages dans les écoles. À cette époque-là, à Drancy, et partout d'ailleurs, le fait d'être converti, c'est la première fois dans l'histoire du judaïsme que le fait d'être converti ne compte pas, puisque nous avons vu partir un dominicain dans sa robe de bure et avec son étoile juive sur la poitrine. À ce moment-là, en 1943, on arrête partout, partout, partout. Les gens sont parfois d'une naïveté déconcertante. Je vais raconter un petit détail, mais pour montrer quand même la naïveté. Nous voyons arriver deux cousines, la mère et la fille, qui sont... la mère est une demoiselle Christophe de la famille de mon père. Et elles doivent avoir environ 28 et 50 ans, quelque chose comme ça. Et la fille est fiancée à un non-juif, malheureusement. Seulement fiancée, il n'a pas réussi, elle a tiré des griffes et elle est partie. Mais pour vous montrer la naïveté, la mère dit un jour à maman, « Marcel, tu connais tout le monde à Drancy, pourrais-tu me trouver un pédicure? Je souffre du pied. On va partir. Je ne peux pas partir avec un pied qui souffre. Si par hasard on devait marcher, je ne pourrais pas marcher. » Alors maman, est-ce qu'elle a des illusions? Elle a encore à l'époque probablement. Elle va dans les chambrées. Y a-t-il un pédicure ici? Y a-t-il un pédicure ici? Elle en trouve un. Le pédicure vient, soigne la cousine. Et quand c'est terminé, la cousine dit « Je t'en remercie beaucoup, tu vois, maintenant je suis en bon état, je peux partir. » Alors pendant un an, nous allons rester un an à Drancy, maman va faire un très gros travail social qui est terrible pour elle moralement.
sous les ordres de M. Alphen, qui est chef aux escaliers de départ. Elle sera son adjointe. Qu'est-ce que c'est exactement les escaliers de départ? Justement, Alors, votre mère peut d'autant moins être naïve qu'elle a ce poste, donc elle est aux premières loges. Alors, les escaliers de départ, ce sont les escaliers les plus proches de la sortie de Drancy, et c'est là qu'on groupe les gens la nuit avant leur départ vers l'Allemagne. C'est quelquefois seulement 24 heures, c'est quelquefois 48 heures, c'est quelquefois plus longtemps. Les gens sont entassés là dans une promiscuité terrible, dans la souffrance, parce qu'ils sont groupés, serrés, avec de la paille sale. Il n'y a pas ce qu'il faut à boire, à manger. Groupés avec les vieillards grabataires, avec les gens qui sortent de l'hôpital, qui viennent d'être opérés avec des plaies qui ne sont pas fermées, avec des femmes enceintes à terme, avec des femmes qui viennent d'accoucher, avec des bébés de 2, 3, 4 jours qui hurlent parce qu'elles n'ont pas de lait. Ces escaliers de départ, c'est quelque chose d'abominable. Maman fait ce qu'elle peut, elle apporte de l'eau chaude à l'un, un pansement à l'autre, un peu de courage, quelquefois seulement un baiser. C'est abominable. Quand elle rentre le soir dans notre chambray, qui est dans le bloc de Drancy, juste en face, le bloc des escaliers de départ, elle tombe sur la paillasse en sanglotant. Moi, j'ai mon égoïsme d'enfant. Je me souviens que je ne suis pas contente parce qu'elle n'est pas là de la journée, parce qu'elle me fait garder par Madelon. Et je voudrais qu'elle reste avec moi, mais avec le recul, je sais bien qu'elle a bien fait. Elle a bien fait, si elle a pu leur donner un tout petit peu de joie, de tendresse, elle a bien fait. Elle verra donc passer des amis, de la famille, ça arrivera. C'est terrible ces escaliers de départ. Il n'y a jamais de quartier. Un jour, il y a un couple qui est arrivé et qui a dit à maman, en cachette, « Madame Christophe, nous avons entendu la radio anglaise, juste avant d'être arrêtés. Ils ont annoncé qu'on ne nous emmenait pas là-bas pour travailler, mais pour nous tuer. » C'est possible, dit maman. Nous tuer? Oui, oui, nous tuer. Ils l'ont bien dit. Et maman se dit, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le dis à tous? Alors il va y avoir une révolte. C'est que des révoltes, il y en a eu souvent. Il va y avoir une révolte. Elle va être écrasée dans le sang. Et si c'était pas vrai? Mais ce n'est pas vrai. Ça ne peut pas être vrai, ce n'est pas vrai. Donc je ne dis rien. Alors de temps en temps, il y a des gens qui ont des prémonitions, ça arrive. Quelquefois, ce sont des jeunes mères qui ont de tout jeunes bébés, parce que ces départs sont vraiment atroces. Ils ont lieu au petit matin. On emmène les gens avec une certaine brutalité vers les autobus parisiens qui, eux, les emmèneront vers les wagons à bestiaux. Il arrive qu'on tape, oui, il arrive qu'on tape. Il y a des cris, il y a des chiens, il y a des armes. Le départ est brutal. Donc, de temps en temps, de très jeunes mères ont des prémonitions. Et elle se dit, si je cache mon bébé, peut-être que quelqu'un pourra le trouver et le sauvera. Mais une liste est une liste, hein. 1000 noms, c'est 1000. 1200 noms, c'est 1200. Et on va fouiller dans la paille jusqu'à ce qu'on trouve le bébé. Des fois, maman s'attarde un peu trop et M. Alphen lui dit, je vous en supplie, Madame Christophe, rentrez vite dans votre chambrée. Il manque une personne, il y a quelqu'un qui a dû se cacher, on va prendre n'importe qui, on va vous prendre, et vous avez une fille, vite filez. Alors elle file. Mais ça la met dans un état épouvantable. Nous avons une camarade qui n'a pas été arrêtée avec une lettre de son mari. Et pourtant le mari est prisonnier. Alors nous avons réussi à écrire à papa. Papa va essayer de joindre le camarade, que lui envoie sa lettre au camp, mais les courriers de camp à camp, c'est terriblement long et compliqué. La lettre mettra 2 mois à arriver, et au bout de 2 mois, la jeune femme est déjà partie.
Vous les voyez, ces départs? Enfin, vous avez assisté à ces départs? Alors, en principe, on n'a pas le droit d'y assister. C'est là aussi le camp dans le camp. Mais je les vois pas, mais je vois mes amis qui disparaissent. J'étais très 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 amie avec Myriam Bohr, qui était une des filles de André Bohr, un des patrons de l'UGIF pour la zone, le patron de l'UGIF pour la zone nord. Et quand il sera déporté avec sa femme et ses 5 enfants, donc Myriam, ma petite amie, partira. Et ça me fera terriblement souffrir. D'autant plus que je lui disais, Myriam, tu en as de la chance, tu as ton père avec toi, tu te rends compte, moi le mien est au loin. Si j'avais su, je n'aurais jamais dit ça. Et puis d'autres, la famille Daniel, je me souviens. Parce que la rigolade de Drancy, quelle hypocrisie. À Drancy, comme c'est le camp symbole du départ des Juifs pour les camps de travail, il faut que Drancy devienne beau. Alors à ce moment-là, on va nous faire enlever le mâche-fer et nous faire pousser de l'herbe, de la pelouse. On va nous installer une synagogue pour les gens qui sont pieux, pourront aller à la synagogue. On nous installera une salle des fêtes avec un piano. Maman sera filmée dans un film de propagande en train de jouer du piano. Comme il y a beaucoup de gens arrêtés avec des violons, des violoncelles, on fera des orchestres, on fera des tas de choses. Il y a la Fania Perla, qui est une chanteuse. Il y a les sœurs Ayem, qui sont des actrices du théâtre du Petit Monde. On va faire des tas de choses là, et on va monter des ballets. Et on montera un ballet où moi je serai mise à faire un petit couple avec Guy. Guy qui a mon âge et nous deviendrons amoureux l'un de l'autre, c'est mon premier amour. Dire que je le trouvais beau. On se regardait dans les yeux l'un de l'autre. On se tenait par la main. On se disait je t'aime. Et on se disait on se retrouvera quand la liberté sera revenue. Puis Jean-Guy il est parti. On arrête. Bête de quoi? Ben Vous n'assistez pas au départ, mais vous voyez les gens auxquels vous tenez progressivement Oui. s'en aller. Oui. On a repris là? Oui. Bon. Alors, il faut dire aussi qu'à Drancy, en plus de la synagogue et de la salle des fêtes, il y a une infirmerie. Nous avons d'excellents médecins, comme ça pour la propagande, les Allemands pourront dire, vous voyez comme ils sont bien soignés. Il y a même un magasin d'habillement. Là, ils peuvent dire, oui, ils peuvent se changer de vêtements. En vérité, c'est pas ça. C'est qu'il arrive que des gens soient arrêtés la nuit chez eux, se battent pour ne pas être pris. Les pyjamas sont déchirés, ils ont passé la nuit dans le wagon à bestiaux dans cet état-là, et quand ils arrivent, il faut bien les habiller. Mais ça ne se dit pas. Donc, il y a une police intérieure, il y a des tas de choses à Drancy, c'est organisé d'une façon superbe, les cuisines, les pluches, tout ce qu'il faut. Ce qui n'est pas dit dans la propagande, c'est qu'il y a des cachots au sous-sol. Et nous, les enfants, nous le savons. Il y a derrière le camp une espèce de courette dont la terre est de l'argile. Et les enfants, nous sommes souvent allés jouer là. Et nous avons joué avec cette argile. Nous avons sculpté des petits personnages, des petits objets. Et un jour, en allant dans cette cour, nous avons aperçu une femme. Je ne l'ai pas raconté, ça, dans mon livre, vous voyez. Elle a l'air folle. Elle hurle, elle est dans un soupirail à ras du sol. Elle tient les barreaux et elle hurle. Je ne sais pas ce qu'elle hurle, aucun de nous ne le sait.
Et nous la regardons horrifiés. Or, 50 ans plus tard, allant témoigner au camp de Drancy, ce qu'il est devenu, avec un de mes camarades, Jacques Sorel, qui est exactement mon âge et qui fait partie de mon groupe. Après mon témoignage, lui ne pouvait pas témoigner. Il ne s'en sentait pas encore la force. Il m'a prise par le bras et nous avons fait ensemble le tour du camp. Sans rien nous dire, nous nous sommes arrêtés ensemble devant une petite porte. Et ensemble, nous avons dit, ça, c'est la porte des cachots. Donc nous, les enfants, nous savions. Nous savions, oui, je me souviens même que je savais qu'il y avait Monsieur Bodenheimer qui avait été torturé là et qui est parti après des séances de torture épouvantables. Les enfants, nous savons tout ça parce que les enfants, ça court partout. C'est d'ailleurs comme ça qu'en 1942, j'étais tombée tête la première dans un pendu sous un escalier. Il se passe des choses étonnantes à Drancy, où il y a un couple, ils se sont suicidés tous les deux en même temps. Il y en a très peu, les suicides, par rapport au nombre de gens qui vont passer. Mais il y a des choses extraordinaires, par exemple, le mariage d'un petit couple. Ils ont 15 ans l'un et l'autre et ils doivent partir, ils sont sur la liste de départ. On va les marier avant de partir. Très joli ça. Vous êtes qui, vous? Vous êtes une enfant des camps? Je suis une enfant du bloc 3. Non, c'est pas le 3. Escalier 24. Oh, voilà. J'ai tout d'un coup une absence. Bon, tant pis. Du bloc des femmes et enfants des prisonniers de guerre. Voilà. À part. Le bloc du fond, c'est le bloc de ce que nous appellerions les huiles, c'est-à-dire l'organisation du camp. Les gens que nous envions, qui seront tous déportés, qui mourront tous là-bas. C'est pour ça que je n'aime pas qu'on dise du mal des gens, par exemple de l'UGIF, comme André Bord et sa famille, parce que lui, il restera là-bas. Et celui pour la zone sud aussi... comment est-ce qu'il s'appelle? Raymond Raoul Lambert. Lui aussi partira avec sa femme et tous ses gosses. Alors nous sommes là, les femmes et les enfants de prisonniers de guerre. Oui, on assiste plus ou moins au départ, bien que, en principe, on est tous consignés dans nos blocs les jours de départ. Mais est-ce que vous avez encore le souvenir de la gamine que vous étiez avant? Parce que ça fait quand même... Vous allez être déporté, on va y venir en mai 1944, mais ça veut dire que de juillet 1942 à mai 1944, pendant pratiquement 2 ans, vous allez être dans ces camps français. Est-ce que vous avez le souvenir de la vie d'avant? Qui êtes-vous? Est-ce que vous êtes une enfant? Est-ce que vous êtes une... Non, je crois que je vis au jour le jour. Je ne pense pas que je me pose des questions, sauf toujours la même, maman, pourquoi les jours où j'ai trop peur, où il arrive des choses qui me font peur. Mais sinon, je vis ma vie d'enfant. Est-ce que vous avez eu l'idée, avant votre déportation à Bergen-Belsen, mais que vous pouviez mourir, que vous étiez en danger de mort? Est-ce que c'était quelque chose qui était présent quotidiennement ou pas? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas, d'abord parce que ce n'est pas imaginable. On n'imagine pas sa mort quand on est un enfant. Et comme je ne sais rien, j'entends parler de Pichipoy, mais on ne sait pas ce que c'est Pichipoy. Le mot est tellement charmant. Bien sûr que les gendarmes sont terribles. Bien sûr qu'après, lorsque les Allemands viendront... Brunner, Alois Brunner est un homme épouvantable, il nous regarde comme ça. Il y a le fameux traître qui s'appelle Reich, qui est aussi un homme épouvantable. Bien sûr qu'il se passe des choses terribles à Drancy, ces hommes qu'on envoie en missionnaire arrêter d'autres juifs, et s'ils n'en arrêtent pas, c'est leur famille qu'on déporte. Mais un enfant, c'est un enfant, ça doit jouer. Moi, j'ai la chance de recevoir des colis. Dans mes colis, il y a parfois des livres,
Et j'aime tellement lire. La lecture, ça permet toutes les évasions. Nous jouons. Nous allons à l'école. Et j'ai maman, même si je ne l'ai pas beaucoup, puisqu'elle travaille aux escaliers de départ, j'ai maman. Elle a changé, maman. Elle a changé, elle s'amochit. Elle est comme toutes les femmes, elle n'a plus de règles. Hein. Et donc elle a des ennuis, et son cou grossit, elle a un gros cou, une espèce de colonne. C'est pas beau. Son visage a changé. Maman était la douceur même. Dans tous les souvenirs, les lettres que j'ai reçues, les poèmes, on parle toujours de sa douceur. Et il y a des moments où elle est moins douce, elle s'énerve. Et puis elle est malade, il faut faire des piqûres, des trucs. Elle a sa vue qui baisse, terriblement. Mais elle continue à faire son boulot tout de même. Alors elle écrira des tas de lettres qui partiront par des canaux secrets. Des tas de lettres sortiront, des fois écrites sur un petit morceau de papier water. Elle a tellement peur qu'on arrête ma grand-mère. Dans toutes ces lettres à ma grand-mère, c'est toujours porte-toi bien, soigne-toi bien si tu as la moindre chose. Ça veut dire cache-toi, ça soigne-toi bien. Il y a des mots comme ça. Un tel est à l'hôpital, est sorti de l'hôpital. Un tel n'a plus sa tumeur à la poitrine, ça veut dire ne porte plus l'étoile, a réussi. Tous les mots des lettres veulent dire quelque chose, toujours. Un tel, malheureusement, est très malade. Ça veut dire il a été arrêté ou il est parti vers l'Allemagne. Chaque mot de ces lettres est à déchiffrer. Vous dormez l'une à côté de l'autre? Enfin, vous dormez dans le même chalet? L'une à côté de l'autre. À Drancy, les lits sont seulement à 2 étages. Spécialement dans le dortoir des adjointes des escaliers de départ. On ne parle jamais des escaliers d'attente. À côté des escaliers de départ, il y a aussi les escaliers d'attente, qui sont des cas litigieux. Quelquefois, on arrive à faire libérer quelqu'un, quand le cas est litigieux, qu'on arrive avec l'extérieur à prouver quelque chose, une non-appartenance à la race juive. Vous avez été déporté en mai 1944. D'abord, est-ce que vous pouvez expliquer la particularité de ce qu'on voit? Un jour, on nous fait passer devant Aloïs Brunner dans son bureau, et nous devons ce jour-là prouver que nous sommes bien femmes et enfants de prisonniers de guerre avec nos lettres. Notre grande gloire, c'est qu'il y en a quelques-unes parmi nous qui ne sont pas femmes de prisonniers de guerre. On a réussi à falsifier des lettres. Il y a malheureusement aussi quelques gamines ou gamins qui n'ont pas de mère. Parce que la mère... Oui, des cas par exemple. Le père est prisonnier de guerre, donc il est considéré comme soldat français. Mais la mère est d'origine polonaise. Elle n'est pas française, elle a été déportée dans les déportations des étrangers. Et l'enfant étant prisonnier de guerre est avec nous. Il y a des cas comme ça, c'est abominable. Alors on va passer devant Aloïs Brunner, très froid, avec une voix métallique. Il va d'ailleurs gifler à tour de bras jusqu'à ce qu'elle tombe par terre, la mère d'un de mes camarades, parce qu'il voit sur ses papiers qu'elle a 4 enfants, il n'en voit que 3 là. Elle a réussi à en cacher un. Il ne le dira jamais. Alors, ma mère, bon, on nous a dit que c'est parce que nous partions. Et ma mère, qui a tous les culots, elle se penche un peu là, sur le registre d'Aloïs Brunner et elle lit Destination BB. Et comme nous sommes toujours des naïfs épouvantables, elle entre dans la chambrée et elle dit « Ne vous tracassez pas les amis. BB, ça veut sûrement dire Baden-Baden, c'est une ville d'eau. C'est parce qu'il y a des hôtels pour nous loger. »
Ah bon? Et nous partons. Mais comme nous sommes des otages, c'est-à-dire que nous avons une valeur marchande, que nous pouvons être échangés, nous n'allons pas partir de la même manière. Pas d'escalier de départ, cette promiscuité abominable. La promiscuité, j'ai oublié d'en parler à Drancy, le fameux Château Rouge, la baraque des latrines, où en 42, j'ai fait l'expérience de la promiscuité. 40 pour aller aux latrines, les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux. Bon, après on nous a mis par 10, c'est déjà mieux, mais c'est tout de même la promiscuité. Alors, au lieu de partir par les autobus, nous, on a droit à des camions bâchés. Et au lieu de partir par la gare de Bobigny, nous, c'est la gare de l'Est. La gare de l'Est, on nous y fait attendre sous les colonnes, gardées par des hommes armés et des chiens. Les gens de banlieue qui vont à leur travail passent, regardent. Il y en a une qui essaie de s'évader parmi nous, mais elle n'y arrive pas. Pas de wagons bestiaux. Nous sommes des otages. C'est la première fois que je vais voyager depuis mon incarcération dans un wagon de voyageurs. Nous sommes dans des compartiments très tassés, fermés à clé, mais enfin, compartiments. Et c'est invraisemblable. Il y a des braves gens qui traverseront le couloir pour se rendre au wagon-restaurant. Et comme quelques-unes parmi nous auront quelques piécettes encore, nous pourrons même faire acheter un peu d'eau, un peu de boisson, quelque chose au wagon-restaurant. Alors le voyage n'est pas trop mal. Et puis vous dites toujours que c'est Baden-Baden, la destination. Oui, je ne sais pas si on pense vraiment ça. Peut-être qu'on commence à dire que peut-être pas tout à fait ça, j'en sais rien, je ne me souviens plus. Est-ce que vous vous souvenez du moment où vous avez quitté la France, où le train est sorti de France? Oui. On quitte la France et maman a un mot encore merveilleux. Elle dit: les amis, ne soyez pas tristes. C'était tellement dur d'être prisonnière sur son propre sol. Vous voyez, le patriotisme. Donc on quitte, on traverse les Ardennes, on est très intéressé parce que c'est là que le roi Albert s'est tué, on en parlait encore beaucoup à l'époque. Et puis on arrive en Allemagne. Alors là, je ne me souviens plus si on change déjà une fois avant Hanovre, ou si c'était à Hanovre qu'on va changer de train. Enfin, toujours est-il qu'en arrivant... Oui, avant, on traverse une Allemagne qui est déjà très bombardée. On voit la cathédrale de Cologne, je crois, qui émerge au milieu des ruines. Ça nous fait sacrément plaisir. Hein. À moins que ce soit celle d'Aix-la-Chapelle, je ne sais plus. On arrive à Hanovre, et là, il y a une alerte. La gare est bombardée, et c'est pareil, comme nous sommes des otages, on nous fait descendre du train, on nous fait entrer dans les caves de la gare, qui sont des abris. On fait même pousser des Allemands pour faire la place à ce groupe. Et on va attendre la fin de l'alerte, là. Vous êtes combien? Je ne me souviens pas, mais on n'est pas au total, puisqu'il y aura un deuxième convoi au mois de juillet, et qu'en tout, nous serons 200 femmes et 80 enfants à partir de juillet. Alors là, est-ce que nous sommes la moitié, est-ce que nous sommes les 2 tiers? Je ne me souviens pas. C'est-à-dire le deuxième convoi de juillet, c'est aussi des prisonniers de guerre? Ce sont des femmes et des enfants. Oui, par exemple, les femmes sans enfants, les nôtres, étaient envoyées travailler au tri des meubles chez Lévitan, à Bassano, etc., les camps à l'intérieur de Paris qui s'occupaient du tri des meubles raflés chez les Juifs. Alors celles-là feront partie du second convoi. Et puis des gens, un exemple, il y a 3 enfants, les enfants Nelson, qui sont à la maison de Louvciennes, et leur mère est déportée avec nous. Et quand Louvciennes sera arrêtée avec Denise Holstein, ces 3 enfants-là, ils sont enfants de prisonniers de guerre, nous rejoindront. Et arriveront, leur mère les voyant arriver, et nous rejoindrons Bergen-Belsen. Donc au total, c'est ça, au total vous allez être 200 femmes et enfants. 280. 280 femmes et enfants. Alors, il y a parmi nous, c'est très curieux, nous ne savons pas pourquoi, moi je n'ai jamais su pourquoi, je crois que mes parents non plus. Il y aura avec nous Monsieur Meyer, qui est le maire du Havre,
avec sa femme et sa fille qui fut infirmière pendant la guerre de 14-18. Il y aura avec nous Monsieur Salomon Reynac, qui est du Conseil d'État, avec sa femme également. Et il y aura avec nous Pierre Auguste, qui est un journaliste assez connu à l'époque, un des cofondateurs du Marianne de l'époque, avec sa mère et sa femme. Je crois que ce sont les seuls qui ne font pas partie, mais qui sont avec nous. Pour quelle raison, nous ne l'avons jamais su. Ah, et peut-être aussi un médecin. Non, j'ai oublié son nom, tant pis. Donc là, nous nous sommes arrêtés à Hanovre. Et après l'alerte, nous remontons dans le train. Et là, la garde a changé. Ce sont des gens de la Gestapo avec les grands manteaux de cuir. Nous arrivons à Bergen-Belsen. Je pense que nous devons arriver, on doit nous transférer un camion, puisqu'il y a un appel des noms, que les noms sont tous écorchés, on a du mal à les comprendre. Et c'est en arrivant à Bergen-Belsen qu'on s'aperçoit que BB, c'est Bergen-Belsen. Quand on arrive à ce camp, qui était appelé camp de séjour, à l'époque nous ne le savions pas, c'est encore vivable. C'est encore vivable en ce sens que on nous met dans les baraques, qui sont certes pas très propres, mais ça va, il y a des chaises et il y a des tables, ça disparaîtra plus tard. Et on a une petite paillasse par personne. Il faut tasser la paille pour mettre le barda au bout, parce que nous avons droit, nous, à notre barda. On ne nous tombe pas systématiquement, on nous laisse nos vêtements. Nous sommes accueillis dans la baraque par des déportés hollandais, des diamantaires d'Anvers, qui sont déjà assez maigres. Et la première soupe qu'on nous donne, cette soupe de rutabaga, c'est fait avec le gros rutabaga fourragé, non épluché, non lavé, avec les fans. Cette espèce d'horreur nous semble épouvantable et nous refusons de la manger. Et les Hollandais se précipitent et nous demandent notre soupe. Oh oui, prenez-la. Nous avons ce qu'il faut dans notre barda, à Porte-de-France. Bon, ça va durer 24 heures, hein, ça. Ah, peut-être 48 heures, mais pas plus avant. Après, la soupe, on sera bien content de l'avoir. Hein. On la mangera, comme les autres. Goulûment. Bon, à l'arrivée à Bergen-Belsen, il y a des prisonniers de guerre russes qui vont très vite disparaître puisqu'ils vont mourir de faim et de froid, les malheureux. Il n'y a pas de convention de Genève avec la Russie. Vous êtes dans un petit camp à part. Comment c'est organisé? Le camp de Bergen-Belsen est séparé en un tas de sortes de camps. Et nous serons dans un camp qui sera plus tard appelé le camp de l'Étoile. Pour l'instant, ce qui porte un nom, j'en sais rien. Nous nous y retrouvons donc avec les Hollandais diamantaires. Les Allemands ont besoin d'eux pour tailler leurs diamants pour l'industrie. Quand on les mettra au travail, ils refuseront. Et ils seront immédiatement séparés de leur famille. On leur prendra leurs enfants tout de suite. Il y a avec nous des Grecs de Salonique. Pour quelle raison est-ce que ces quelques Grecs de Salonique sont avec nous? Les autres ont été déportés, je ne sais pas. Il y a quelques Allemands. C'est un camp dans le camp, là aussi, et qui a un régime un peu moins dur. Il y aura des commandos de travail, mais pas des commandos comme il y a dans les autres camps qui sont absolument abominables. C'est dur, c'est vrai. Les femmes travaillent aussi la journée entière debout, mal nourries, mais ce ne sont pas des carrières ou des mines. Il y aura le commando de dévidage des cocons de soie. Le désagrément, c'est que ça sent affreusement mauvais et qu'elles sont dans l'odeur toute la journée. Elles réussiront à faucher quelques cocons et à nous faire des petits jouets avec. Et puis il y aura aussi un commando de travail de récupération des uniformes allemands, ceux qui auront été tachés de sang, de pus, tout ce qu'on veut, qui auront été sur des blessés et des morts, et récupération de bas de bottes allemands. Ces bas de bottes, on se fait mal au dos en découpant, c'est horriblement dur, ça se cuire tellement épais. Et il nous arrivera de faucher des bas de bottes et de les porter, parce que nous n'avons plus de chaussures à la fin et ça nous sert de sabot. Votre mère est dans quel commando Alors maman n'est pas dans un commando, elle est
au départ, il faut nommer une camarade de chef de baraque. Et maman refuse parce qu'elle est déjà terriblement fatiguée. C'est nous les plus vieilles incarcérées, puisque nous avons 2 ans de camp et de prison. C'est donc elle déjà la plus touchée. Elle est terriblement fatiguée physiquement et moralement par le travail social qu'elle a fait à Drancy aux escaliers de départ. Et au début, à Bergen-Belsen, elle refuse d'être chef de baraque. Donc on la nomme infirmière puisqu'elle a des connaissances en médecine que ma grand-mère, elle, qui avait été infirmière à la Grande Guerre, lui a transmise. Et puis maman a été infirmière à Baudelaire-Hollande. Elle a souvent travaillé avec des médecins. Donc on nomme Madame Avram, qui est une très gentille camarade, qui n'a pas d'enfant, donc c'est plus facile pour elle, chef de baraque. Mais c'est très compliqué d'être chef de baraque, ça demande d'énormes responsabilités puisque les femmes vont travailler, qu'il faut garder les enfants, que les enfants ne fassent pas de bêtises, qu'ils ne risquent pas d'être blessés, même tués. La chef a la responsabilité de toute la baraque, qu'elle soit propre, que les paillasses soient convenables, que la soupe soit bien distribuée avec égalité pour toutes. Pour aller chercher les bouteillons de soupe, c'est très lourd. Bon, il y a tout un tas de choses. Si la chef de baraque fait mal ce qu'elle a à faire, elle est punie. De pain ou de soupe, bien sûr. Alors au départ, maman dit non, je ne me sens pas la force. Et puis, Madame Avram est une femme charmante, mais elle n'a pas les épaules pour faire ça. C'est tellement lourd qu'elle demande d'être finalement déchargée de cette tâche. C'est elle qui deviendra l'infirmière de la baraque. Et les camarades demandent à maman d'accepter la tâche de chef de baraque. Donc elle accepte, un peu contrainte et forcée. Mais mon bonheur est quand je vois d'anciens qui me disent on ne peut pas oublier ce qu'elle a été, ce qu'elle a fait. Elle réussit des tours de force quand la pelle est abominable, qu'on a passé 3 heures dans la neige. Elle réussit un truc, elle se faufiler dans la baraque à côté, s'il y a encore un poêle, à faire de l'eau chaude, à trouver 2 gorgées d'eau chaude pour chaque gosse, qu'il ait quelque chose. Elle arrive à faire des pansements avec n'importe quel bout de chiffon, elle nettoie, elle a des idées extraordinaires. Les femmes qui ont des ennuis vaginaux, il y en a beaucoup. Elle garde le jus du matin, elle les lave avec ça, parce que c'est tout ce qu'on a qui soit un peu tiède, et ça leur fait du bien. Elle fait des tas de choses. Et puis alors, elle a cette garde des enfants qui est très préoccupante pour elle. Et elle a réussi. On nous avait envoyé, ma directrice à Baudelaire-Hollande m'avait fait envoyer des livres. Et puis je ne sais plus qui a fait envoyer à maman les 2 premiers livres de papa. Celui sur Bazaine et puis un roman historique. Vous pouvez recevoir des colis. Oui, à Baudelaire-Hollande, oui, comme mais nous, comme otage. Mais à Bergen-Belsen, vous n'avez pas de colis. Vous allez voir, il y a quelque chose d'incroyable. Alors, elle a gardé ces 2 livres de papa qu'elle a emportés. Et elle a cette idée superbe. Il y a une espèce de grand trou près de la baraque. Elle nous fait asseoir tous autour du trou, les pieds dans le trou. Et elle va lire les livres de papa pour nous faire tenir tranquille. Et quand elle aura fini les livres, ce n'est pas des livres pour enfants du tout. Et quand elle aura fini les livres, elle les relit parce que d'abord, ça nous tient. Et ensuite, ça nous fait entendre notre langue, ça nous fait quand même travailler notre tête, essayer de comprendre. Et j'ai la chance d'avoir encore des camarades pour me dire, tu sais, on n'a pas oublié. Quand plus tard on est revenu, qu'on est retourné à l'école, ça nous a servi dans notre cours d'histoire, ces 2 livres que ta mère nous lisait. Ça vous tient parce que vous êtes comment, vous les enfants? Vous êtes confrontés alors, au départ, les enfants, on nous fait creuser des trous et mettre des pierres dedans. On n'a jamais su pourquoi. Et puis après, plus rien. Et c'est justement ça qui est grave, plus rien. Alors il faut les tenir, ces gosses. Il y en a de tous les âges, de tous les âges. Alors maman essaie, quand il y en a des tout petits, d'arriver à faire passer les mères des tout petits pour malades, quelque chose, pour qu'elles puissent rester dans la baraque au lieu d'aller au commando. Ils ont quel âge, par exemple? Ah, les plus petits sont des bébés. Sont des bébés. Ah oui, la petite truc, elle doit avoir 6 mois. Il y en a, les jumelles, elles doivent avoir 1 an et demi ou 2 ans. Oui, et puis on aura une naissance. On aura une naissance, alors ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Nous avons donc une camarade qui a été arrêtée, elle, comme résistante,
On en a plusieurs, hein. On a plusieurs femmes parmi nous, aussi des résistantes, bien sûr. Il y en a même une, Gilberte Jacob, qui témoignera contre Barbie au procès de Lyon. On a plusieurs résistantes, comment elle s'appelait, Madeleine Dreyfus, Marianne Nett, enfin on en a plusieurs. Et qui sont là avec leurs et qui sont soit Avec, seuls, soit avec ou sans leurs leurs enfants. Et il y a combien d'enfants à peu près? 80. D'accord. Oui, il y en a qui ont réussi à cacher leurs enfants. Madeleine Dreyfus, par exemple, a réussi à cacher ses 3 enfants. Il est évidemment important de souligner que c'est un cas complètement unique. Ah, ce sont les seuls enfants qui ne sont pas, du moins à cette époque-là, promis à la mort. Parce qu'évidemment que ça doit changer, puisque dans toute la grande histoire nazie, il ne doit plus rester un seul juif. Mais à ce moment-là, non. À ce moment-là, nous sommes des otages. C'est Alors unique. Vous devez vous tenir et en même temps vous devez affronter la faim, La faim, le froid, les poux, les coups. les appels. Les appels, les mauvais traitements, tout. Tout. Et la déchéance de nos mères. Car ça n'est pas simple non plus d'assister à la déchéance de sa mère. Alors, donc au début, on y arrive. On y arrive à tel point, c'est que le 20 août 1944, nous allons monter un spectacle. Poussé par Claude Tcherkavsky, dont le père est prisonnier avec papa, ce sont de bons amis. Nous les enfants, nous allons monter un spectacle. J'ai toujours le programme, car nous avons trouvé une feuille de papier. Nous avons trouvé des crayons, car nous avons un pactage. Donc il y en a au moins une qui a un crayon rouge, une qui a un crayon bleu. On arrive à faire quelque chose. Et nous montons un spectacle. Donc nous avons toujours ce programme, dont l'original se trouve à Bergen-Belsen, et la photocopie au CDJC, ou c'est le contraire, je ne sais plus. Et ça se termine, toujours le patriotisme, par le chœur des provinces françaises. Voilà des petits-enfants déportés qui terminent leur fête par le chœur des provinces françaises. C'est quoi le chœur des provinces françaises? Et bien, nous allons faire une espèce de pot pourri de tous les chants. Ça sera Mon petit quinquin, ça sera J'irai revoir ma Normandie, ça sera tous ces chants que nous avons tous appris à l'école, qui sont chacun d'une province différente. Donc on est en Allemagne en août 1944 et ce spectacle se clôt par le chœur des provinces françaises. Voilà. Et autre chose qui s'est passé avant, c'est que nous avons notre pactage, donc nous avons nos vêtements. Bon, les vêtements, on n'en a qu'un, hein. À la rigueur peut-être 2, mais pour tout le temps. Travailler avec, aller aux appels avec, dormir avec. Donc ces vêtements vont devenir une véritable cochonnerie, trouée, usée, épouvantable. Mais le 14 juillet 1944, nos vêtements sont relativement propres et reprisés, puisque on peut le faire. Reprisés. Je me souviens d'un souvenir comme ça qui me vient. Il y avait une camarade, elle avait réussi à trouver un bout de chiffon. Et ce bout de chiffon, elle arrachait les fils de trame. Elle avait une aiguille et elle arrivait à recoudre avec ses fils de trame de ce bout de chiffon. Drôle des souvenirs comme ça. Et donc le 14 juillet, on arrive à quêter au milieu de tout, réussir. Et quand le groupe part au commando de travail, en rang, comme toujours, le long de la Lagerstrasse, celles qui sont devant sont en bleu, blanc, rouge. 14 juillet 1944. Et on ne nous fait rien. Incroyable. Les appels, ils étaient où? Alors, les appels sont sur la place d'appel. Ils concernent tout le camp? Toujours, enfin le camp de l'Étoile. Il y a toujours une place d'appel. Toujours. Il n'y a pas de camp sans place d'appel. On sort en rang. Ça dure 2 heures au minimum. Souvent plus, parce que ça tombe toujours de travers. Les nourrissons sont dans les bras, les enfants, les petits-enfants sont debout.
Les petits-enfants sont debout, au garde-à-vous comme les autres. Il faut tenir le garde-à-vous. Je savais très bien tenir le garde-à-vous en revenant. Il n'est pas toujours facile à tenir parce que l'Allemagne, c'est un climat continental. L'été, il fait horriblement chaud. On a chaud. Ce premier été 44, c'est affreux ce qu'on a chaud. Il y a un soleil de plomb. Il n'y a pas de chapeau, hein, il n'y a pas de crème. Et il y a une mouche, une bestiole noire que je surnomme la mouche allemande, qui se colle comme ça, on tape et on n'arrive pas, elle revient toujours. Ça, c'est horrible, cette mouche noire. Ah, que c'est gros et vilain. Et oui, climat continental et glacé, c'est-à-dire que ça peut descendre à -10, mais -20, -30 là dans le nord, près d'Hanovre. Et il pleut souvent aussi, c'est très humide. La pluie, ça c'est quelque chose d'affreux aussi parce que on est mouillé et ça ne peut pas sécher. Et le vêtement, quand je me lave les mains maintenant, si je mouille le bord de ma manche, je ne le supporte pas. Vite, 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 je la replie, je frotte, je la sèche ou même je vais me changer. Je pense que c'est ça qui m'est resté. C'est affreux d'avoir un vêtement humide pendant 2-3 jours. Ce vêtement qui ne sèche pas. Les mères qui lavent la petite étiquette de leur gosse et qui la font sécher sur elles. Et vos mères, elles tiennent le coup? Les mères, elles tiennent le coup, les mères? Comme elles elles peuvent peuvent. protéger les mères ou pas? Ben, elles protègent en ce sens, oui, qu'elles donnent leur soupe à leurs enfants. Donc elles ont encore moins à manger. La soupe de rutabaga, ça tient déjà pas beaucoup au corps. Le matin, il y a un jus, c'est tout. C'est fait avec des glands ou de la betterave fourragère. Le midi, il y a la soupe. Ce qu'on a apporté dans nos pactages, ça ne va pas durer longtemps. Quelques semaines encore. Et le soir, c'est pareil que dans tous les camps, c'est un morceau de pain. C'est un gros pain carré, vert, moisi à l'intérieur. Les premiers temps, petites rondelles de saucisson, petits morceaux de margarine. Confiture de betterave, une cuillère à soupe. Et puis ça va disparaître, ça. Les jours de fête, c'est lorsqu'on a la soupe, ce qu'on appelle la soupe au pain. On ne sait pas très bien ce que c'est. C'est une espèce de truc rosâtre. Quand ça refroidit, ça ressemble un peu à une méduse. Oh, on trouve ça bon. Pour nous, c'est presque un gâteau. Est-ce que la faim, c'est quelque chose que vous aviez connu avant l'Allemagne? Non. On a eu un peu faim à Drancy, c'est vrai. Un peu. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. La faim à Bergen-Belsen, puis ça va changer au fur et à mesure. La faim qu'on va connaître, c'est une faim qui fait mal. C'est une faim qui fait mal, qui torture. C'est un système digestif qui travaille à vide. Alors on a des crampes, on a mal. Moi, je me souviens d'un jour où je me suis roulée par terre en criant « Maman, j'ai faim, maman, j'ai faim !» La pauvre, je le lui répétais. « J'ai faim, maman, j'ai faim !» La pauvre. Quelle horreur. Il y a une chose que je ne raconte pas dans mon livre. On disait que si une femme couchait avec Albala, le chef grec, il lui donnait une portion de soupe. Un jour, j'avais si faim que j'ai crié « Va coucher avec Albala, t'auras de la soupe au moins, va !» Elle a eu un regard terrible qui voulait dire « Je t'en supplie, pas ça, pas ça, pas ça. » Elle n'a pas pu. Bien sûr. Puis la faim, ça vide la tête. On ne pense plus qu'à ça. Et c'est à ce moment-là qu'on devient la bête qu'ils veulent qu'on soit. Le soir, on s'endort. On se transmettait des... Quand on arrive à dormir, on se transmettait des recettes. Ou alors on s'emmenait au restaurant. Moi, je rêvais de profiterole au chocolat.
On a réussi à garder des trucs incroyables. On avait un petit carnet. Comme on avait droit au pactage, on l'a gardé. Ce petit carnet, il est passé à la désinfection, n'est-ce pas? On n'avait pas le droit de se... On ne pouvait pas se laver. On a eu une douche au début, une douche à la fin. On avait un robinet pour 50 personnes ou 100 personnes, je ne sais plus. Bon, on était répugnants. Et on ne pouvait pas laver nos vêtements. Au début, on lavait un petit peu la culotte, on la faisait sécher sur le poêle quand il y avait le poêle qui marchait. Après, c'est fini. Mais les vêtements passaient à la désinfection. Ah oui, ça, ils n'étaient pas lavés, ils étaient couverts de ce qu'on veut, de merde aussi. Mais ils passaient à la désinfection. Donc un jour, le petit carnet avec lequel on avait été arrêté, ce petit carnet passé à la désinfection, il est tout racorni, tout tordu, mais il a des recettes marquées dessus. Et oui, parce qu'à manger. Vous avez évoqué à plusieurs reprises le fait que vous dites après. Et évidemment, il y a eu une évolution dans les conditions de vie à Bergen-Belsen. Oui, ça va évoluer surtout à partir de janvier 1945. Parce que les Russes s'approchent d'Auschwitz et vont le libérer. Je rappelle que l'ordre est de ne jamais laisser de survivants aux mains des libérateurs. Où on les met sur les routes, ça sera ce qu'on appellera les marches à la mort, où on les tue. À ce moment-là, nous ne le savons pas. Nous ignorons tout ça. Ce que nous voyons, c'est que tous les prisonniers de guerre russes sont morts, ils sont évanouis. Nous avons vu les autres prisonniers des autres camps. C'est pareil, c'est... Je peux même pas dire. Je sais pas. Mais un jour, en janvier 1945, alors qu'à cette époque-là, nous avons l'impression que rien ne peut être plus épouvantable que ce que nous vivons. Nous sommes horriblement maigres. Nous avons une faim constante. Nous sommes sales, ils nous traitent de Schweinerei. C'est vrai que nous sommes dégoûtants. Nous puons de crasse et de merde, parce qu'on a de la dysenterie, ça coule, même quand on est debout. On en a qui collent le long des jambes. Nous sommes couverts de poux. Les poux nous trouent la peau, ces fameux poux de corps. C'est pas le poux de tête, c'est le poux de corps, c'est énorme. Ça troue la peau et c'est ça qui va nous transmettre le typhus. Et on aura des tas de morts par le typhus. Et un matin, en sortant de la baraque de l'autre côté du barbelé, il y a une vision d'épouvante. Il y a là un groupe de femmes. Bon, ce sont des femmes puisqu'elles ont des jupes. Elles n'ont plus de cheveux, elles sont tondues complètement. Il y a de la neige, et il y en a plein qui n'ont même pas de souliers. Nous saurons même qu'elles n'ont pas de culotte, et à ce moment-là, il doit faire à peu près -20. Elles sont plus maigres encore que nous, si c'est possible. Elles ont l'air épuisées, elles sont plus blessées que nous. Mais quelle vision! Alors on s'approche et on crie « Est-ce qu'il y a des Françaises ?» Alors il y a quelques mains qui se lèvent et « Mais d'où venez-vous » ? D'Auschwitz. Qu'est-ce que c'est ? Un camp d'extermination. Comment ? Oui, avec une chambre à gaz. En janvier 1945, nous apprenons qu'il y a donc beaucoup plus épouvantable que ce que nous connaissons. Bergen-Belsen, que vous avez été donc dans ce camp de l'Étoile, c'est ça? Vous voyez arriver, on est en janvier 1945, des femmes qui arrivent d'Auschwitz. On ne sait pas d'où. Quand on les voit, on ne sait pas d'où. Et on s'approche du barbelé, très étonné par ces spectres. Ce sont vraiment les spectres. On se croyait abominables, mais elles sont bien pires que nous. Et nous crions, est-ce qu'il y en a parmi vous qui parlent français? Alors il y a quelques mains qui se lèvent. D'où venez-vous? D'Auschwitz. Qu'est-ce que c'est?
camp d'extermination, chambre à gaz. On n'avait jamais entendu parler de ça. Nous avions bien un four crématoire, mais pas de chambre à gaz. Alors nous crions, est-ce qu'il y en a parmi vous qui étaient à Drancy? Et il y a encore quelques mains qui se lèvent. Alors nous commençons à jeter des noms de gens que nous avons connus à Drancy. Et à chaque fois la réponse est la même, c'est mort, mort, mort. Et il y a là une femme qui a 1 centimètre de cheveux gris, qui est marquée, qui s'approche et qui dit « Je suis Fania ». Fania, c'était une chanteuse, je crois même qu'elle a été dans l'orchestre d'Auschwitz. Elle était danseuse également et elle avait monté des spectacles d'enfants à Drancy, dans cette fameuse petite salle de spectacle qui avait été montée pour la propagande. Et je vous ai raconté l'histoire de Guy, ce petit garçon que j'ai aimé à Drancy. Et en voyant Fania, je me dis peut-être qu'elle, elle sait où est Guy. Et je me suis vraiment approchée et j'ai crié « Et Guy, enfumé !» J'ai dit « Vous voulez dire qu'on l'a brûlé ?» Oui, comme tous les enfants jusqu'à l'âge de 14 ans. C'est ainsi que j'ai appris la fin de mon premier amour. J'ai jamais oublié Guy. J'en parle très souvent. Pourquoi est-ce que moi je suis vivante et pas lui? Alors, la vie à Bergen-Belsen va devenir de pire en pire. La fin de la guerre approche et nous nous en rendons compte parce que le camp se remplit de plus en plus de gens qui viennent de tous les autres camps, ceux qui ont sans doute été libérés, mais on les a vidés de leurs survivants avant. Et comme notre camp est près de Hanovre, à la fois au nord et au centre, donc loin des champs de bataille, on va le remplir de plus en plus. À la fin, d'ailleurs, il n'y a plus de place. Les baraques craquent, on va construire on passe à des tentes, des baraques en toile. Ça aussi, il n'y aura plus de place, sans sol d'ailleurs. Et puis, encore après, l'afflux sera tellement terrible dans le camp qu'on va supprimer les appels parce qu'on se servira de la place d'appel pour y mettre les gens qui arrivent. Les gens arriveront là et tomberont sur la place d'appel, il n'y a pas d'autre mot, ils tomberont. C'est là qu'ils mourront ou qu'ils survivront. À ce moment-là, nous ne le savons pas. Et évidemment qu'on se rend compte aussi que la fin de la guerre approche parce que nos gardiens sont vraiment de plus en plus cruels. Ils ont une méchanceté quintuplée. Ils tapent encore plus. Ils sont capables de vraiment tuer à coups de botte, de n'importe quoi. C'est là que moi je serais tapé personnellement plus fort. Dans mon livre, je dis que j'ai reçu qu'un coup, parce que ce coup-là était plus fort que les autres. Celui-là, je ne l'ai pas oublié. C'était au moment de sortir de la baraque. On devait changer de baraque et il y avait un froid de loup. Et nous, les enfants, on était restés un petit peu au chaud. Et puis j'étais la dernière à sortir et c'est sur moi qu'est tombé le coup. Sur mon dos, il était assez fort. Alors on va avoir de plus en plus froid, évidemment, c'est un hiver très froid. Et on va avoir un typhus terrible, hein, parce que ce fameux pouls de corps nous transmet le typhus. Et cette maladie est effroyable. On perd la vue ou l'ouïe. En principe, ce n'est pas définitif, ça arrive.
Et surtout, on monte à un degré tel de température, on dépasse le 41, ce qui fait que les nerfs en prennent un bon coup et les gens divaguent complètement. Ils ne peuvent plus rien faire, ils ne peuvent plus se tenir debout, ils deviennent grabataires et puis ils meurent. Alors ce typhus, il y en aura de plus en plus. Nous nous rendons compte que la fin de la guerre approche parce qu'il y a des forteresses volantes qui passent au-dessus du camp, des avions anglais et américains, qui jettent des fusées éclairantes aux quatre coins du camp pour ne pas risquer de le bombarder. Je crois qu'il y a une ou deux fois une bombe qui tombe, mais ça n'a pas d'importance. Pour nous, cette bombe tombée qui ne devait pas, c'est la liberté qui vient quand même. Ce sont nos libérateurs. Ils ont absolument le droit de faire une erreur. Heureusement. Et puis on va entendre le canon aussi. Le canon va s'approcher petit à petit. Il fait un froid effroyable. Il y a des jours où nous n'avons pas d'eau. On parle toujours de la faim dans les camps, on oublie de parler de la soif. On a soif quelquefois, puisqu'on n'a rien. Comme il pleut beaucoup à Hanovre, on lappe l'eau des flaques. Et maman, avec un caillou, casse de la glace pour essayer d'en avoir quelques gouttes d'eau. Cette eau si froide, elle me la passe sur moi en me disant « Si j'arrive à te laver un peu ces quelques poux que je rejette, c'est comme ça que je te sauve peut-être. » Moi je hurle bien sûr, c'est tellement glacé, je ne le supporte pas. Mais elle a raison, elle insiste. Je crois que les enfants, nous sommes de plus en plus des petites bêtes à ce moment-là. Nous ne pensons vraiment plus qu'à une chose, c'est manger. La plupart des gens aussi, on voit des batailles de spectres. Je pense que le mot hallucinant est celui qui convient. Alors les gens crèvent. On n'appelle pas ça mourir. Les gens crèvent. Partout. On est tellement mêlés à ces gens qui crèvent que quelquefois on se dit, mais est-ce que je suis vraiment encore vivant? Et je me souviens que pour aller aux latrines, qui sont de plus en plus répugnantes, si c'est possible, il y a tellement de corps qu'il faut les enjamber pour arriver. Et nous, les enfants, avec nos jambes petites encore, c'est difficile. À chaque fois, on se dit « je vais tomber, je vais tomber, je vais tomber ». Et puis, on arrive, on enjambe quand même. Il faut on tombe. C'est vraiment la fin de tout. Et pourtant, il y en a toujours une pour dire « tenez bon ». C'est pas vrai, c'est pas la fin, il faut tenir. Ça, c'est une chose absolument admirable. Et quand je témoigne près des jeunes, je le leur dis toujours. Jusqu'à la fin, il y en avait toujours, au moins une, pour dire « tenez bon, la liberté reviendra ». Parce que là, vous êtes encore toutes ensemble, enfin tous ensemble. Ah oui. Votre... Les otages, nous sommes toujours ensemble. Alors nous avons déjà des morts, c'est certain. Nous en avons qui sont morts du typhus, nous en avons qui sont morts de crasse. Ça, c'est abominable. Le laisser aller, se laisser manger par les poux. Nous avons une femme avec sa fille. Nous avons réussi à sauver la fille. Mais la mère est morte, mangée par les poux. Vraiment. On peut dire. Épuisement. C'est très curieux. Il y en a qui survivent alors qu'elles ont un long temps d'incarcération, peut-être parce que petit à petit, leur corps et leur tête se sont habitués.
On dirait que celles arrêtées, les dernières, sont peut-être un peu moins fortes. Nous avons un événement tout à fait extraordinaire qui va se passer également là. Nous aurons une naissance. Effectivement, il y a parmi nous une femme qui a été arrêtée enceinte. Je peux raconter son histoire? Oui. C'est une résistante de la région de Marseille. Elle a été arrêtée enceinte. Si on calcule bien, ce n'est pas son mari. Personne ne lui jettera jamais la pierre. Pas du tout. Elle prend des risques tous les jours. Et ma foi, ceci peut arriver. Lorsqu'elle est arrêtée par la milice, on la met au cachot pendant 8 jours sans rien. Elle disait, c'est lorsque la milice m'a transmise à la Gestapo que au moins j'ai eu une soupe. Donc elle arrive parmi nous, elle est enceinte, elle n'est pas très grosse, elle va encore maigrir. Mais enfin, l'enfant, lui, pousse. Il va bouger, il est là, il est vivant. Et un jour vient où elle doit filer au revire à l'infirmerie pour accoucher. Maman est donc chef de baraque et elle a droit à un Ausweis, c'est-à-dire un permis qui la laisse sortir de la baraque la nuit. Les baraques sont fermées à clé. Et si elle frappe, il y a un chef avec son Ausweis qui peut rouvrir pour justement la laisser aller au revire. Et c'est ce qu'elle va faire. Or, j'ai raconté que, étant donné que nous sommes des otages, des gens privilégiés dans ce monde effroyable, nous avons eu le droit de garder un pactage. Et certaines parmi nous ont gardé un tout petit peu de nourriture pour le moment où vraiment il n'y aura plus rien. Et maman a gardé 2 doigts de chocolat. Et au moment où elle va partir au revire voir notre amie Ida et l'assister si elle a besoin d'elle, au moment de partir, elle me dit « Francine, comment te sens-tu » ? « Ça va, maman, ça va. Alors écoute, si tu veux bien, les 2 doigts de chocolat, tu sais bien que je les gardais pour toi, le jour où vraiment je te verrai sombrer. Mais elle vient de donner la vie. Et peut-être que d'avoir donné la vie ici, elle va mourir. Pour éviter que le bébé n'ait pas de mère, est-ce que tu acceptes que je lui porte les 2 doigts de chocolat ? Oui, maman. J'avais été élevée comme ça. Donc maman est partie et a donné ce chocolat. Elle est rentrée dans la baraque ensuite, et quand elle est arrivée, je lui ai dit, moi j'étais fille unique, j'avais pas eu de petit frère, de petite sœur. Une naissance, même dans un endroit pareil, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et je lui dis, alors maman, tu as vu le bébé sortir ? Elle me dit, non, je suis arrivée par la délivrance. Mot, évidemment, que je n'ai pas du tout compris à ce moment-là. J'ai pensé délivrance. Elle déraille, ma mère, on n'est pas délivré. Alors il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Le bébé qui vient de naître, il est maigre, il est malingre. C'est une toute petite chose. Et on n'a rien pour l'habiller. Alors on va quêter, on va tout donner, un bout d'ourlet de sa jupe, une manche, un col, n'importe quoi, ce que nous avons. Des bouts de chiffon, on n'a rien d'autre. Et on va envelopper ce bébé dans les bouts de chiffon. Et Ida va réussir à mettre son bébé là, elle a la poitrine creuse évidemment, comme nous toutes, comme toutes les femmes. Elle va mettre le bébé là, et avec les chiffons, elle va l'attacher, coincé là. Et puis elle va mettre sa blouse par-dessus. Pour nourrir l'enfant, elle n'a pas de lait.
Nous allons donc donner un petit peu de soupe. Vous savez que dans les camps, tout s'achète. Tout s'achète avec de la soupe ou du pain. C'est la monnaie d'échange. Donc, plusieurs femmes vont donner, dont ma mère bien sûr, 1 ou 2 cuillères de soupe. Ça fera une ration de plus pour celle qui, au péril de sa vie, ira voler un peu de lait en poudre dans un bureau SS. Parce qu'il y en a qui sont obligés d'aller nettoyer les bureaux SS. Donc elle s'approche des cuisines. Et donc les premières semaines, c'est ce qui va se passer. Nous donnerons de la soupe à celle qui, au péril de sa vie, et pour de la soupe, vous voyez, on en arrive à ce niveau-là, pour un peu de soupe, ira voler ce petit peu de lait pour le bébé. Donc on va lui donner ça, et puis quand on ne pourra plus le faire, la mère fera ce qui s'est fait également à Ravensbrück, c'est-à-dire qu'elle mâchera sa soupe de rutabaga, et puis le rutabaga, une fois bien mélangé à sa salive, elle le fera glisser dans le bec du bébé. Et c'est comme ça que cet enfant, caché là sous la blouse, tiendra 6 mois. 6 mois, ce bébé ne criera jamais, ne pleurera jamais. La mère pourra aller à l'appel, au commando de travail, avec le bébé coincé là. Le bébé pleurera pour la première fois quand nous serons libres et qu'elle les détachera d'elle. Voilà, ça c'est... Une fois dans une école, après mon témoignage, au moment des questions, il y a une enfant qui m'a dit « Madame, quel est votre plus beau souvenir des camps ?» Tout le monde s'est mis à rire. Et moi je lui ai dit « Mais un beau souvenir des camps, mais ça n'existe pas. » Et tout d'un coup, je me suis souvenu de cette naissance. Et j'ai dit « Oui, j'en ai un. » Et j'ai raconté. Il y a 2 ans, j'ai fait dans les locaux de mon éditeur, l'Harmattan, une réunion sur le retour des déportés et l'absence de psychologues. C'était après la réflexion de ma fille qui m'avait dit « Maman, maintenant, si on enlève une personne pendant 1 heure, on envoie tout de suite une équipe de psychologues. Comment faisiez-vous » Et j'avais répondu « Mais psy ?» Je ne connaissais même pas le mot. Et nous sommes débrouillés tout seuls. J'ai donc fait, il y a 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus, une réunion. Et nous avons eu pas mal de gens. Des psychiatres, des psychologues, des psychothérapeutes, et puis d'anciens déportés, et puis des gens intéressés. Et il y a une jolie femme qui est arrivée, qui m'a dit « Je viens de Marseille et je suis psychiatre, médecin psychiatre. » Oui. Alors j'ai dit « Eh bien, prenez la parole. Dites-nous ce que vous avez à nous dire sur le sujet que nous traitons aujourd'hui. » Et elle dit « Oui, mais avant de commencer, je vais faire un cadeau à Francine Christophe en souvenir de sa mère. » Et elle m'a sorti de sa poche un morceau de chocolat. C'était le bébé. C'est une belle histoire. Alors, c'est la fin, sans doute de la guerre, mais nous pensons que c'est aussi notre fin. En tout cas, notre fin, F-A-I-M, celle-là, elle est terrible. Elle est tellement terrible qu'il y aura au camp de Bergen-Belsen des cas de... Mon Dieu, je ne trouve plus le mot, aidez-moi. D'anthropophagie. D'anthropophagie, merci. Je crois que je vous ai raconté qu'on entassait, si je ne l'ai pas fait, je vais le dire maintenant, que comme dans tous les camps, on entassait les morts comme des bûches quand on les sortait des baraques, avant que la charrette ne vienne les chercher et ne les emmène au four crématoire.
il y avait sur nos tas de bûches certains corps qui étaient fendus. Et voilà pourquoi. Les morts étaient si maigres que lorsque leurs copains n'en pouvaient plus, ils avaient envie de les dévorer, il n'y avait plus rien à manger, il n'y avait plus de chair. Alors on les fendait et on prenait les viscères. Et on mangeait les viscères. Et nous, les enfants, qui avons pu échapper à cette horreur, nous, les enfants, qui jouions, parce que dans tous les camps, les enfants jouent avant de mourir, un enfant, ça joue partout. Nous jouions à compter nos morts, c'était nos bûches, nos tas. Et nous jouions à celui qui en avait le plus de fendus. C'est un souvenir que nous avons tous. Nos morts fendus. Depuis très très peu de temps, je dis qu'un jour, en passant derrière une baraque, j'avais une crise de cystite. Je ne savais pas du tout que ça s'appelait de la cystite à l'époque. Simplement, j'avais besoin, toutes les 3 minutes. Et comme je ne savais plus quoi faire, je ne tombais pas toujours sur maman qui avait des corvées à faire. Quand j'avais trop mal, je m'asseyais dans une flaque d'eau et j'avais l'impression que cette eau froide me faisait du bien, peut-être même me guérissait. Et un jour que je cherchais une flaque d'eau, je suis passé derrière une baraque, là, il y en avait une, et j'ai vu un homme qui a vite enlevé ses mains de l'intérieur d'une fente. Et ses mains avaient du sang. C'est la première fois que je le raconte cette année, je ne l'avais jamais dit. Alors le canon s'approche, et le canon s'approche tellement que ça fait du bruit, un canon, des canons. Ça fait peur. Je me blottissais dans les bras de maman. J'avais tellement peur. Tiens bon, elle me disait, le canon, c'est la liberté qui vient. Et ce canon, ça faisait trembler les baraques, mais ça fait même trembler la terre quand il s'approche. Vraiment, on a l'impression qu'on tremble soi-même simplement d'avoir les pieds sur la terre. Et ce canon devient tellement proche que on se dit, ça y est, c'est la liberté. Non, pas du tout. Le camp va se transformer en une espèce de machine folle. On aura une impression, j'en ai reparlé avec mes camarades, ils ont cette même impression de folie. Tout se détraque. La machine se détraque. Un jour, on nous dit on s'en va, le lendemain, on s'en va pas, et puis de nouveau, on s'en va, et de nouveau, on s'en va pas. Sortez des baraques, entrez, sortez, revenez. Un jour, il n'y a pas d'eau, le lendemain, il y en a. Un jour, il y a de la soupe, le lendemain, il n'y a pas de soupe. Tout va de travers. Il n'y a plus d'appel, je vous l'ai dit. Et les gardiens passent là-dedans, ils tapent, et tapent, et tapent. C'est vraiment une impression de folie. Moi, je le décris toujours comme un manège dans une foire, et la machine du manège ne marcherait plus, se mettrait à tourner comme une folle, et le manège tournerait. J'ai cette impression-là, c'est une sorte de folie. Et le canon est là, les avions passent, il y a du bruit. Et puis le bruit est si fort qu'on se dit, voilà, ils sont là. Eh bien non, pas pour nous. Au moment où on se dit, ils sont là, on nous dit, vous les otages, vous ne restez pas au camp, vous partez. Et on nous emmène, certains vont réussir à grimper en camion, d'autres ne pourront pas, ils iront à pied jusqu'à la rampe, jusqu'à la gare. Il y a des gens qui essaient d'un autre camp de se mêler à nous, les otages. Ils seront immédiatement abattus devant nous. Et nous partons. Et nous arrivons à la gare. Et là, il y a un train formé de n'importe quoi. Il y a des wagons à bestiaux. Il y a des wagons de voyageurs. Quand nous entrerons dedans, nous verrons des troupeaux de poux
Nous saurons plus tard qu'il y a eu des petits flics là-dedans, les poux grouillent partout, puis c'est dégoûtant. Et il y aura même des wagons plateaux, ceux où on transporte les bulldozers ou les tanks. Et nous avons quelques compagnes qui vont donc voyager sous la pluie sur ces wagons plateaux. Avant de partir, on nous a laissé prendre 2 ou 3 têtes de rutabaga, un morceau de pain, on nous a distribué ça, et nous montons. Moi, je me trouve dans un wagon de voyageurs. Dans la bousculade, nous avons été séparés de nos amis. Je suis plutôt avec des Hollandais. Et il y a un siège là. Maman va essayer de le prendre parce qu'elle ne tient plus debout. Et puis le Hollandais qui est là avec sa femme et son bébé va rouer maman de coups. Et puis la femme va devenir folle, tellement folle qu'elle va taper. On va lui attacher les mains avec... je crois me souvenir qu'il nous reste une ceinture, on va pouvoir lui attacher les mains avec cette ceinture. Et puis son bébé va mourir, et puis elle va mourir, et le train va partir, et le train va rouler. J'ai su après combien de temps il avait roulé, mais à ce moment-là, évidemment, on ne le sait pas. Le train part. Il s'arrête de temps en temps, en pleine campagne. Quand il y a un ruisseau, vite, si on a le temps, on se déshabille, on essaie de se laver, on est tellement sale, tellement sale. Et puis on essaie de s'épouiller, tous ces poux qui vont se cacher au fond des poches, sous les bras, dans les coutures, partout. Il faut y aller là, les claquer avec 2 ongles. Qui est-ce qui vous épouille? C'est votre mère? Oui, on s'épouille l'une l'autre, on s'épouille soi-même comme on peut. On a pris l'habitude, clac, 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 hein, on fait ça à toute vitesse. Mon Dieu, c'est une seconde nature, le clac, clac. Il y en a tellement. On peut en claquer 50 à la file. Ils sont gros. Bien, je les appelle des poux-boches, parce qu'ils ont une espèce de croix gammée sur le dos. Un truc noir. Alors quand le train s'arrête en race campagne et qu'il n'y a pas de ruisseau, s'il y a des flaques d'eau, ben, c'est ce que nous buvons puisque nous n'avons pas d'eau. Les 2 rutabagas seront vite mangés, le morceau de pain aussi, puis il n'y a plus rien. Alors nous irons cueillir des orties. Nous ferons du feu avec 2 pierres sous le train quand il pleut. Et nous cuirons nos orties. De temps en temps, le SS passe, il donne un coup de pied pour éteindre le feu. Ce jour-là, il n'y a même pas d'orties. Et puis le train repart. Et puis, un jour, le train s'arrête et les enfants vont être particulièrement affamés, c'est même plus le mot. Je dis toujours qu'il faudrait inventer des mots spéciaux pour parler des camps. Les mots normaux ne vont pas. Enfin, il y a quelques mères qui descendent du train et qui font signe aux gardiens, est-ce qu'elles peuvent aller dans un champ là, voir si les paysans allemands n'ont pas oublié quelques légumes. Ma mère fait partie de celle-là. Et quand on siffle le départ du train, maman n'est pas remontée. C'est le moment le plus épouvantable de ma vie. Je dis toujours qu'un enfant peut tout supporter lorsqu'il a ses parents. Maman n'est pas là et c'en est fini de moi. Je regardais mes camarades et il y en avait là, certaines que j'aimais bien. J'avais pris l'habitude de vivre avec elles depuis longtemps. C'était ma famille. Eh bien, je les regardais en disant, vous pouvez toutes crever. Je m'en fiche. Je n'ai plus maman. Je n'ai plus rien. Et à ce moment-là, le wagon était à moitié vide parce que nous avions eu tellement de morts d'épuisement par le typhus
que nous les jetions. Je dis toujours que le petit poussé, on peut le suivre avec ses petits cailloux. Nous, on aurait pu nous suivre avec nos cadavres. Et ce wagon, il est couvert de merde, puisqu'il n'a pas de toilette et que nous avons la dysenterie et que nous nous vidons vivants. Et j'allais d'un bout à l'autre de ce wagon en glissant dans cette merde liquide. Et je criais « Maman, maman, maman ». Et puis j'ai retrouvé maman. Beaucoup de miracles dans ma vie. C'est pour ça que mon père et ma mère, je crois, avaient intitulé le livre de récits qu'ils ont écrit à deux voix, « Le miracle de nos prisons ». Maman est remontée. Ce qui s'était passé, c'est que elle était tombée et elle pensait qu'elle ne pourrait plus se relever. Elle essayait, devant deux gardiens qui s'amusaient d'ailleurs à la voir faire. Et heureusement, deux camarades l'ont vue et en la tirant par les bras, elles ont réussi à la hisser dans le dernier wagon. Mais comme c'était un train formé de n'importe quoi, évidemment que elle n'a pas pu me rejoindre. J'ai dû attendre 2 ou 3 heures ou 4 heures, je ne sais plus, pour qu'elle puisse remonter dans mon wagon et que je la retrouve. Et puis le train a continué. Nous avons su après que ça avait duré 15 jours, 3 semaines, quelque chose comme ça. Dans ce train? Oui. Nous avons failli être libérés à Lunebourg. La lande de Lunebourg, c'est pas très loin de Bergen-Belsen, parce que ce train n'arrivait pas à avancer. À ce moment-là, c'est vraiment à la fin de la guerre, l'Allemagne est devenue un champ de bataille, et chaque fois que le train essaie d'avancer, il y a une bataille dans les airs, une bataille de chars, une bataille d'artillerie, il doit rebrousser chemin. Donc nous n'arriverons jamais à beaucoup quitter Bergen-Belsen. À la fin, nous y arriverons quand même. Et donc, près de Lunebourg, nous avons failli être libérés et nos gardiens se sont moqués de nous d'ailleurs en disant « Ah, vous aviez cru, mais non, c'est pas encore le moment. » Alors, je me souviens que le train a traversé toute une région bombardée, c'était les faubourgs de Berlin. Et là, nous avions encore assez de force pour apprécier les bombardements alliés. De voir Berlin par terre. Ah, ce que c'était bon! Mais ça n'empêche que lorsqu'on traversait une ville, les gens nous insultaient, même les gamins, faisaient des gestes dans notre direction. Oh oui, tout le peuple s'en est mêlé. Bien sûr. Tout le monde savait, tout le monde a vu. Bon, le train roule. Et un jour, il est même pris pour cible par les Alliés qui ont cru que c'était un train de troupes. On a eu une bombe là aussi. Alors vite, tout ce qui nous restait de blanc, enfin blanc c'était plus ou moins beige ou gris, mais tout ce qui nous restait de blanc, comme l'agent l'a accroché sur le toit du train, pour qu'ils sachent bien que on n'était pas un train de troupes. Et puis un soir, le train s'est arrêté et j'ai le souvenir d'une nuit plus ou moins calme, pas de bataille. Et le lendemain matin, nous avons appris que nous devions mourir. Nous avons vu quelques-uns de nos gardiens fichent le camp en civil, bien entendu. Ils avaient des vêtements civils, les SS. Ils savaient bien ce qu'ils attendaient, même s'ils nous considéraient comme des sous-hommes et pensaient que c'était normal de tuer des sous-hommes. Et puis les gardiens qui sont restés, ceux-là, on pensait, ben, on va tout de même pas les livrer vivants. Alors ils ont décidé de faire miner un pont sur l'Elbe, de faire rouler le train, et quand le train serait, de tout faire sauter, nous avec.
Et puis quand ça devait arriver, j'ai été libérée. Au petit matin du 23 avril 1945, à ce moment-là, je ne savais pas la date, bien entendu, je l'ai su après. Ça a l'air d'un conte. Nous avons vu arriver des cavaliers. Il y avait encore des cavaliers à la dernière guerre. Ceux-là étaient russes. Ils avaient la belle chemise russe foncée dans le grand ceinturon et le bonnet de fourrure. Nous étions libres. Mais qu'est-ce que ça veut dire, libre? Quand la guerre n'est pas terminée, la guerre ne va se terminer que le 8 mai. Ça, nous ne le savons pas encore. Qu'est-ce que ça veut dire, libre? Quand on est rongé de poux, qu'on a faim, qu'on n'a rien. Qu'est-ce que ça veut dire, libre? Quand il y en a tellement qui sont malades et qui ne vont pas profiter de leur liberté. Il y avait avec nous Nana, nous l'appelions Nana, elle s'appelait Genia Zinquier. Elle était d'origine russe, elle parlait bien le russe. Elle a tout de suite été parlée à ces gens de l'armée russe. Et ils ont dit, bah, écoutez, il y a là un village qui s'appelle Trebitz. Quittez le train, ce train qui était une infection, qui était un repère de typhus. Quittez le train, allez vous installer dans le village, il est vide. Nous sommes partis. Avant d'aller dans le village, je me souviens que, avant de nous y installer, nous avons été y chercher des choses. Il y avait des poulaillers, il y avait des clapiers. Nous avons vu ces femmes qui étaient là avec leurs enfants, ces femmes douces, qui ont attrapé ces poules et ces lapins. J'ai le souvenir de maman épluchant littéralement le lapin. Là. On a fait un feu, on l'a fait cuire comme on a pu ce lapin. Oh, il n'a pas assez cuit, mais on l'a partagé là en 10-12, ce lapin à moitié cru. Mais c'était quelque chose de bon. Il y avait aussi tout près là une usine de tubes de lait condensé. Et il y a quelques femmes qui sont allées et qui sont revenues avec les tubes qui n'étaient pas terminés. Il n'y avait pas encore les bouchons, mais c'était juste les tubes comme ça. Elles en avaient aussi quelques-uns qu'elles avaient pu récupérer dans cette usine. On s'est pris comme ça, on se les est passés, un tube pour je ne sais combien, mais c'était au moins une gorgée de lait condensé. Quelle splendeur! Et il y avait des soldats russes. Maman, en entrant dans un poulailler, est tombée devant un soldat russe qui lui a sorti de sa poche un œuf. Il lui a donné un œuf. Même pour le soldat russe, c'était beaucoup parce que les Russes n'avaient pas beaucoup à manger. Il y a des femmes qui vont leur reprocher plus tard de ne pas nous avoir bien nourris, mais ils n'avaient pas grand-chose eux-mêmes, les pauvres. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ils nous ont donné du pain et des légumes, ce qu'ils avaient. Alors ils nous ont dit, voilà, puis la guerre n'était pas finie encore à ce moment-là. On tuait encore partout. Allez, entrez dans le village. Nous sommes entrés dans le village et nous avons essayé de nous regrouper par affinité, ce qui est normal, même dans un camp, on se groupe, on se fait des amis, c'est normal, il y en a qu'on aime plus que d'autres. Donc nous avons essayé de nous regrouper avec Nana, Rosemary, Madelon, enfin plusieurs. Nous avions quelques femmes qui, au moment de la libération, ont réussi à s'évader. C'était des femmes sans enfants, avec des enfants, elles n'auraient pas pu. On en a une demi-douzaine peut-être, qui ont réussi à Fiche-le-Camp, d'abord de la zone, ce qui deviendra la zone russe, à passer en zone américaine et à être rapatriées en France. Mais les femmes avec enfants, bien entendu, on est resté là.
Donc nous sommes entrés dans cette maison. C'était incroyable de voir une maison. Mon Dieu que c'était beau. Il y avait des rideaux, il y avait des dessus de lit. C'était propre et il y avait de la nourriture. Il y avait des placards avec des bocaux de nourriture. Dans la cave, il y avait des bocaux de nourriture. On l'a mangé. Plein. Je peux repartir? Oui. Oui. Il y a une chose qui nous a surpris dans cette maison. C'était les photos de Hitler. Il les avait prestement ramassées et nous en avons trouvé plein glissés dans les piles de draps ou derrière les bocaux. Le lendemain, la maison avait un jardin. Il y avait quelques radis et des cerises. On m'a déjà dit, il ne peut pas y avoir de cerises à cette époque-là. Et pourtant, nous avons tous le même témoignage, nous avons eu des cerises. Et nous en avons mangé, et des radis aussi. Et le lendemain, tout avait disparu. Les villageois étaient venus arracher tous les radis et prendre toutes les cerises. Cela dit, c'est le seul acte de résistance qu'ils ont eu. Nous avons été très étonnés par la platitude des villageois, qui nous prenaient comme juges dans leurs différends. Alors la guerre n'était pas finie, nous avons assisté à la remontée des troupes. Il y a eu la bataille de Dresde et surtout la remontée des troupes de choc russes vers Berlin. Et des troupes de choc, c'est jamais très beau dans n'importe quel pays. Nous avons eu à déplorer 2-3 viols. Nous avons vu aussi une chose qui était amusante. Dans notre maison s'est présenté un officier russe qui a dit « Donnez-moi une chambre ». Évidemment, il n'en pouvait plus, il fallait qu'il remonte sur Berlin, il était fatigué. On lui a donné la plus belle chambre et il s'est couché avec son ordonnance à côté de lui, dans le même lit, et l'ordonnance gardant toute la nuit son fusil dans les bras. Ça, c'était assez amusant pour des Françaises, ce n'était pas une habitude de l'armée française. Bon, cela dit, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ils ont monté un hôpital de campagne avec la doctoresse Sokolevskaya, une femme commandante qui a été admirable de dévouement. Les Russes savaient soigner le typhus. Et les autres Russes qui étaient là ont fait ce qu'ils ont pu. Ils n'avaient pas grand-chose, comme je viens de le dire, à manger. Ils ont distribué comme ils ont pu. Et vraiment, ils ont fait le maximum de ce qui était possible à ce moment-là. En tout cas, à l'infirmerie, ça a été formidable. Et puis, une des nôtres, Madame Jacobi, est allée servir d'infirmière. Bon, je crois que c'est le lendemain de notre libération. Maman est tombée, écroulée par son typhus. Elle est partie portée sur un brancard vers l'hôpital de campagne. Elle était devenue sourde, elle me voyait à peine. Au bout de quelque temps, je saurais par Jacobi qu'elle est devenue folle comme les autres. Et un jour, j'irai la voir par la fenêtre et elle m'insultera en me disant « tu m'as volé », sans me reconnaître. Enfin, C'est-à-dire votre mère qui a été quand même votre rempart, votre forteresse pendant 3 ans. C'est fini. Ça s'écroule. J'ai plus de mère. Alors heureusement, j'ai Rosemary Le Riche qui a été merveilleuse avec moi, dont le petit garçon Michou était comme un petit frère. Et Mais ça, est-ce que c'est pas un souvenir terrible, justement, cette absence de votre mère, enfin, finalement, ce... Oui et non. Parce que je suis devenue, j'ai l'impression, plus ou moins insensible à ce moment-là. Je vis. Je vis, je ne me pose pas de questions, je vis dans cette petite maison. Sensible, c'est-à-dire... J'ai l'impression, avec le souvenir, j'ai l'impression que je suis insensible à cette période-là. J'ai écrit à maman un petit mot qui est tout à fait mignon, adorable, sans faute d'orthographe, que j'ai toujours. J'ai mis dedans 2 myosotis. Mais le fait d'avoir vu cette femme folle, je ne peux pas dire que ça me perturbe tellement. J'ai l'impression que je suis devenue un peu une petite bête.
Je vis, c'est certain, je vis. Je suis beaucoup avec le petit Michou, que j'aime beaucoup. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là? Je l'ai su bien après. Mon père est à Lübeck. Ils sont 6 officiers à être à Lübeck, dont les femmes sont ensemble. Et il sait que nous sommes à Bergen-Belsen, puisque les conventions de Genève lui ont permis de nous écrire de camp à camp, c'est invraisemblable, des lettres écrites en allemand, censurées, etc. Et les conventions de Genève lui ont permis de nous envoyer des colis. Nous avons reçu 2 colis à Bergen-Belsen qui ont été vidés par nos gardiens, bien sûr. Il reste 3 fois rien. Quelques cigarettes, d'ailleurs, qui serviront comme monnaie d'échange pour avoir un peu de pain. Mais enfin, il sait que nous sommes à Bergen. Et quand lui, son camp de Lübeck est un camp de représailles, où il s'est passé des choses dramatiques, où ils ont failli être passés tous au lance-flammes. C'est un miracle, l'histoire est racontée et par papa dans son livre, et par un film, enfin, tout ça a été raconté. Par miracle, ils ont échappé au lance-flammes. Une fois libérés, papa n'a qu'une envie, c'est de filer sur Bergen-Belsen. Et ils arrivent à faire une espèce de petit groupe avec 2 voitures. Pierre Land, son camarade de toujours, dont la femme et l'enfant est avec nous, le docteur Salamon, et d'autres, docteur Aron, et puis d'autres. Enfin, et tout ce monde-là se précipite à Bergen-Belsen. Il n'y a personne à Bergen-Belsen. Papa dit toujours qu'il n'y a que lui qui a dit, jamais la presse ne l'a dit, et c'est bien dommage, que ces médecins qui sortaient de l'enfer de Lübeck ont trouvé un encore plus gros enfer à Bergen-Belsen et ils sont restés au lieu de rentrer en France tout de suite pour soigner les gens malades là-bas en dépit du typhus. Jamais on ne l'a dit, lui seul l'a dit. Et moi je le dis, qu'on le sache, ce qu'ils ont fait ces hommes-là. Alors, papa ne nous trouve pas, il arrive à rentrer en France, bon, ça sera une épopée épouvantable. J'ai fait la liste des gens qu'il a rencontrés, qu'il a vus partout avec son pauvre cœur qui battait la chamade. Il a dû rencontrer 45 personnes. Finalement, il arrive à mettre sur pied une mission aidé par le futur gendre de Gaulle, qui est à l'époque le capitaine de Boissieu, puis par d'autres gens, Gilbert Grandval, enfin des tas de gens, René Mayer, etc. Il arrive parce qu'il a fait des appels à la radio. Le directeur de l'unique poste de radio de l'époque est Gaiman, qui était prisonnier de guerre avec lui. Et pendant 8 jours, tous les matins, il vient et il dit, ici le lieutenant Robert Christophe, il explique. Et au bout de quelques jours, il y a une femme, Madame Avram, celle qui avait été chef de baraque avant maman, qui a fui la zone russe, qui se présente et qui dit, ben voilà, je sais où elles sont à Trobitz, 80 km au sud de Berlin. Elle a un mot malheureux, elle dit à papa, vous retrouvez votre fille, mais pas votre femme, parce que je l'ai quittée mourante. Papa dit, tant pis, on y va, quand même. On part. Il aura une épopée incroyable, où il manquera d'ailleurs mourir à l'intérieur du monument de Tannenberg. Il mettra des jours et des jours avec Pierre Lang à essayer de passer le rideau de fer, sans y arriver. À la fin, il tombera par bonheur sur le commandant de Rochko, qui est un Français de mère russe, qui parle russe, à Leipzig, et qui est justement au service de rapatriement des déportés, et qui lui dira « Je parle russe, on va se débrouiller, on va y arriver ». Ils arrivent à passer le rideau de fer. Ils sont reçus chez le général Faminine, qui dirige cette région militaire, avec un commissaire politique, bien entendu, rien n'est facile. Ils expliquent leur histoire. Le général dit « Je n'ai jamais entendu parler de Française là ». Il se concerte avec le commissaire politique. Enfin, tout ça est dans une ambiance lourde et terrible. Et finalement, il accepte. Il dit à papa « Eh bien, vous allez à Trobitz, mais s'il n'y a personne, vous voyez ce qui risque de vous arriver. » C'est-à-dire qu'il comprend qu'il va être incarcéré. Bon, il y va. Et puis moi, je suis à Trobitz. Je me souviens que j'étais un jour là, dans la petite maison, en train de faire la vaisselle du déjeuner. Et il y a un de mes camarades, c'est Maurice Silberstein, qui arrive et qui crie, qui hurle « Francine, ton père est là !» C'est le 6 juin 1945. C'est un coup sur la tête.
Je sors. Je me mets à courir dans cette grande rue de Trobitz. Je me souviens que je perds mes sabots. Et au bout de la rue, il y a 2 officiers français. Et je ne me trompe pas. Il y a 6 ans que je ne l'ai pas vu et je saute dans les bras de l'un des deux. Je ne me suis pas trompée. Et je lui ai dit, papa, c'est le plus beau jour de ma vie. On se l'est redit jusqu'à sa mort. Alors, il m'explique un petit peu ce qui s'est passé. Nous allons à l'infirmerie. Il y a une camarade qui est à peu près guérie et qui est très coquette, qui prend un torchon et qui on fait un turban sur la tête de maman pour que papa ne voit pas son crâne rasé. Il y a 6 ans qu'il ne l'a pas vu, il a quitté une jolie femme. Et alors, quand il entre dans la chambrée, il ressort précipitamment et il dit « Mais il n'y a que des hommes ici !»« Mais non, monsieur, ce sont des femmes. Ils n'ont pas de cheveux, mais ce sont des femmes. » Alors il entre et puis on lui en montre une qui a l'air d'un clown, mon Dieu, je l'ai aperçue par la fenêtre. C'est maman avec son turban. Il la voit et dans l'émotion, le turban tombe et il voit cette espèce d'oiseau déplumé qui a été sa femme chérie. Je me souviens qu'on s'est retrouvés sur la route tous les deux, moi ma main dans sa main. Et il répétait « Ah, ils me l'ont tondu !» Ils me l'ont tondu. C'est tout ce qu'il arrivait à dire. Il avait le droit de rester là que la journée, il devait se représenter chez Féminine. Alors, toute l'équipée de notre retour a été quelque chose de terrible. Parce que tout ça se passe très tard, évidemment. Nous sommes déjà en juin. En juin, oui. Et finalement, vous avez été libéré fin avril 1945, pardon. Nous rentrerons le 12 juin, et encore il y en a qui rentreront un peu plus tard, parce que tout ce transport est pris en main par le commandant de Rochko, dont c'est le boulot. Il a sous ses ordres le capitaine Prince Wiazemski, qui deviendra plus tard le gendre de François Mauriac. Et il faut convaincre les Russes qui acceptent d'abord de rendre celles qui ont eu le typhus, estimant qu'elles ne sont plus contagieuses. Et puis après on change d'avis, c'est celles qui ne l'ont pas eu qu'on va rendre. Enfin, il y a toute une histoire de tractation, les malades, les pas malades, les grabataires, les pas grabataires. Finalement, très gentiment, on confie à papa le transport des femmes grabataires qui vont rentrer en ambulance jusqu'à Leipzig seulement, et à Leipzig on espère qu'il y aura un train sanitaire américain. Comme sa femme est grabataire, il aura le droit. Pierre Lang aura le droit de ramener celles qui n'ont pas eu le typhus, donc parce que sa femme ne l'a pas eu, donc gentiment aussi on la laisse. Wiazemski ramènera le gros de la troupe en camion, et puis il y aura une camarade qui fera une grosse bêtise, qui partira de son côté sans vouloir attendre. En emmenant tout un groupe, il lui arrivera des aventures. Elle accusera même mon père d'en être le coupable, et Dieu sait si c'est monstrueux, et heureusement que le commandant de Rochko remettra les choses en place. Donc vous arrivez, vous rentrez avec votre père et votre mère? Non, pas du tout. Papa n'a le permis pour nous amener que jusqu'à Leipzig. Et à Leipzig, c'est d'ailleurs en ça que la camarade est une horrible menteuse. C'est embêtant parce qu'elle deviendra célèbre après la guerre. Et papa n'a le droit de nous conduire que jusqu'à Leipzig. Nous y partons. Moi, je pars de Trobitz en cachette, puisque je n'ai pas droit, n'étant ni typhique ni grabataire, je n'ai pas le droit de partir. Et j'irai me cacher dans une ambulance, derrière le siège d'une jeune femme, je le saurai plus tard, qui s'appelle Claire Mauriac, la fille, et qui épousera Wiazemski, celui qui s'occupe des camions. Et donc j'arriverai comme ça à Leipzig, où là nous sommes pris en charge par l'hôpital militaire américain, où nous avons été très 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 bien traités, parce que les Américains sont souvent des grands enfants, et face à des enfants ils fondent. Il y en a un qui me prend sur ses genoux, qui me donne des bonbons, enfin bon. Et nous allons découvrir cette vie américaine qui pour nous est quelque chose d'incroyable. Je me souviens que papa m'emmène déjeuner aux messes. Et alors là, on va prendre un plateau sur lequel on va nous mettre des choses extraordinaires que je n'ai jamais vues de ma vie.
C'est tout à fait curieux, au sortir de Bergen, de découvrir cette vie américaine que maintenant nous connaissons, les libres-services, tout ça, mais à ce moment-là, c'est quelque chose d'incroyable qui n'a jamais existé en France, avec des mets très curieux d'ailleurs. Je me souviens de ce mélange de thon et de cacahuètes. Ah, j'avais trouvé ça bon, quelle merveille. Donc, il va même se passer un petit drame familial, c'est que papa n'a pas le droit de rentrer dans le train sanitaire avec maman. Moi, on me laisse entrer par gentillesse puisque je suis avec ma mère, mais papa n'a pas le droit. Et papa ira précipitamment voir un capitaine français, j'ai oublié son nom, je l'ai à la maison, puisque j'ai sa signature, qui lui donnera un papier lui permettant de monter quand même dans le train sanitaire pour rentrer avec nous. Et c'est une fois dans le train qu'on s'apercevra que ce papier que j'ai toujours, que je vais donner au CDJG bien sûr, est un papier qui n'a même pas un tampon qui a été fait comme ça par cet officier à toute vitesse pour que papa puisse monter dans le train. Nous rentrons en France, c'est un voyage qui n'est pas facile, parce que les femmes qui sont là, ce sont donc des grabataires, elles sont malades, elles geignent, maman va geindre sans arrêt, en plus elle veut s'asseoir, mais il a fallu mettre le plus possible de malades dans ce train, donc ce sont des lits, comme dans le camp, elle ne peut pas s'asseoir, et elle veut s'asseoir parce qu'elle ne tient pas debout et qu'elle ne tient plus allongée. Et puis il y aura toute une histoire, on doit nous amener à Paris, mais il n'y a pas ce qu'il faut en France. La France aussi, elle est cassée, il n'y a pas que l'Allemagne. Alors il n'y a plus de voie pour nous amener à Paris, où la gare n'est pas prête à nous recevoir. Enfin, il y a tout un tas de choses. Alors on va nous débarquer à Reims. Papa va comme un fou trouver le chef de train en lui disant « Mais c'est pas possible, toutes ces femmes, elles vont à Paris. De là, on peut les envoyer dans leur province. Mais de Reims, on ne peut rien faire. Alors, on arrivera à nous ramener à Paris. » Et je me souviens que maman voyait les grands immeubles et criait « Ah, les grands immeubles !» Et puis on repart. Je ne vois plus les grands immeubles parce qu'on ne peut pas rentrer. Enfin, finalement, on rentre à Paris. Mais tout ça, ça sera... Ah, quelle histoire! En passant la frontière, quand même, ça, il faut que je le dise avant. On va déposer des gens en Hollande et en Belgique, des malades aussi. Et en passant la frontière à Jeumont, il y a des drapeaux partout. Et au moment où le train arrive, il y a la Marseillaise. C'est quelque chose d'extraordinaire d'entendre la Marseillaise. On se met tous à pleurer. Ah, c'est bon à entendre. Il y a des femmes de la Croix-Rouge qui viennent, qui me donnent une orange. Une orange, j'avais cette orange, je la regardais. Ah, c'est beau ça. On m'a dit, mais t'as le droit de la manger, c'est pour toi. Ah bon, je peux la manger? J'osais pas. Je ne pouvais plus comprendre que c'était pour moi une orange. Bon, on arrive à Paris, et en pleine nuit, donc, on sort du train, on nous remet dans des ambulances qui nous amènent à l'hôtel du Tessia. Là, on nous met dans une chambre. Maman est sortie nue de l'hôpital russe, puisqu'il a fallu tout brûler, c'était plein de poux. Et elle avait juste une chemise militaire de papa. Papa n'a même plus de chemise, il est nu sous sa vareuse. Il faut voir dans quel état de dénuement nous sommes tous. Et maman a donc cette chemise militaire. Elle est maigre comme on l'imagine. Elle a son crâne rasé. On nous met dans cette chambre, on nous dit demain, le médecin va venir. Et le lendemain, quand le médecin entre dans la chambre, il voit maman qui est dans le lit. Il lui tapote la joue et il lui dit « T'en fais pas, mon petit gars, on va te guérir. » Et papa, avec sa grande voix, sa grosse voix de grave, qui dit « Docteur, ce petit gars, c'est ma femme. » Alors on va nous regarder. Bien. Et puis, moi, je vais sortir de l'UTC un peu avant le moment, parce que je marche. Et mon oncle, qui n'est pas encore démobilisé, vient me chercher, il est encore en uniforme. Il a fait la remontée avec la première armée française. Il vient me chercher. Et sur le boulevard Raspail, il y a là toutes ces listes, tous ces gens qui viennent voir. S'il y a un nom de proche, il y a des gens qui se mettent à pleurer quelquefois parce que ça fait des semaines qu'ils viennent et il n'y a toujours pas le nom.
Puis il y en a d'autres qui se mettent, qui poussent des cris de joie parce que tout d'un coup, il y a un nom. Et moi, quand je parais sur ces marches, les gens regardent et disent « Ah, une enfant, une enfant. » Oui, une enfant. Il y a comme ça ce groupe d'enfants qui revient. Bon, je vais retrouver grand-mère aussi, donc, qui a travaillé avec l'abbé Ménardet dans son... Et puis Madeleine Lévy, qui est une grande résistante, celle qui avait fait entrer des armes à Drancy, qui a donc pu avoir la vie sauve grâce à son réseau d'évacuation de l'aviateurs alliés. Maman aussi sortira du Lutetia. Nous ne pouvons pas rentrer chez nous, parce que notre appartement a été vidé, comme tous les appartements de Juifs, bien entendu. Mais pire, le nôtre, il a été donné à un collaborateur. Or, ce collaborateur a une maison dans le Cotentin qui a été bombardée. Donc il dit, moi, je n'ai plus ma maison, on m'a donné cet appartement de Juif, je le garde. Disons, mais c'est notre appartement. Alors payez-moi. Mais comment? Nous n'avons rien. Nous sortons du Lutetia avec ce qu'on nous donne. J'ai gardé la liste de ce qu'on me donne en sortant du Lutetia, le morceau de savon, le kilo de sucre, une robe, je l'ai toujours, une culotte, une paire de chaussures. Bon. On démarre comme ça dans la vie. Et on nous dit, ben, faites un procès à ce type pour qu'il s'en aille. Mais on ne peut pas, on n'a pas les moyens de payer un avocat. Puis c'est long un procès. Bon, finalement, nous allons, en attendant, nous vivons chez ma grand-mère. Ma grand-mère a retrouvé son appartement. Son appartement a été vidé, mais là, c'est formidable. Il a été vidé par des voisins, mais des voisins, qui ont tout caché chez eux. Et quand grand-mère revient, chacun va sortir de chez lui avec les meubles, les tableaux, les vêtements de ma grand-mère. Ça, c'est extraordinaire. Il y a vraiment des gens merveilleux. Donc vous êtes dans une situation quand même extrêmement particulière, c'est-à-dire Oui. que on a le sentiment à vous lire que d'abord, enfin quelque chose d'extrêmement particulier, c'est que vous rentrez et tout de suite vous allez tenter de reprendre une vie normale, enfin Tout de entre suite. guillemets. Alors racontez-moi ça, vous avez tenté le... Tout de suite, puisque moi j'ai cette chance incroyable d'avoir mon père et ma mère. Ma mère est malade, elle est encore folle à ce moment-là, puisque chez ma grand-mère, où elle pense qu'elle a un double et que son double la suit partout, le double ayant voulu passer par la fenêtre, elle l'a suivi, elle l'a rattrapé à temps. On ne sait pas soigner le typhus en France. Les médecins de la famille voulaient la mettre dans un asile, mais la doctoresse Sokolovskaya avait bien dit, papa, surtout, surtout pas d'asile, ça va petit à petit revenir. Effectivement, petit à petit, elle va revenir. Donc, nous partirons d'abord dans le Midi, chez ma grand-mère paternelle, celle qui vit avec mon faux grand-père, tonton Charles, et nous logerons chez elle, on va petit à petit se remettre. Moi, j'irai même faire le camp du Chambon-sur-Lignon, après la guerre, qui est un camp scout, pour remercier tous ces gens du Chambon qui auront fait tellement de choses. Et puis je retourne un peu à Nice et nous rentrons à Paris. Donc là, il faut... Au Chambon, cependant, ce que vous ne dites pas, c'est que tous les enfants qui sont là sont des enfants, beaucoup d'enfants qui sont là sont des enfants cachés, des enfants qui ont été cachés pendant la guerre, et qui n'ont plus de parents. Et qui n'ont plus de parents dans... Donc vous, excusez-moi, mais j'ai l'impression, c'est quelque chose qui va vraiment vous marquer dans l'après-guerre, c'est que vous êtes déportés, mais vous avez vos parents. Vous êtes déporté, mais vous n'êtes pas tatoué. Vous êtes une déportée un petit peu bizarre quand même. Bizarre, je suis différente des autres. Même en 1946, je partirais en vacances en Charente-Maritime, envoyée par le service social de la Résistance, qui enverra tout un tas d'enfants logés dans des familles. Je suis la seule à avoir été déportée de tous ces enfants-là, mais je suis la seule qui ait ses parents. C'est incompréhensible comme histoire. Tous ces enfants-là sont orphelins, ils ont tous été cachés
par des familles non juives. Donc, je suis toujours en porte-à-faux vis-à-vis de quelqu'un. Oui, parce que... Je suis toujours différente. Parce que par ailleurs, vous êtes aussi très différente par rapport aux bons Français. Ah, bien entendu. Aux Français non juifs. Alors, nous allons donc quitter l'appartement de ma grand-mère pour rentrer chez nous, après avoir emprunté de l'argent pour payer ce monsieur qui finalement s'en va. Donc nous retrouvons notre appartement. Après ce que nous avons vécu, ce que je vais dire semble bizarre, mais tout de même, j'étais fille unique, j'avais la chance d'avoir une chambre pour moi toute seule. Je vais retrouver cette chambre, mais je vais la retrouver nue, totalement nue. C'est-à-dire mes robes, mes livres, mes poupées, mes souvenirs, mes cadeaux, mes échanges, tout ce qui fait la vie d'un petit enfant, tout cela aura disparu. Cette chambre sera vide. Il faudra que je me reconstruise et que je reconstruise mon monde. Ça ne sera pas simple. Alors, il faudra que j'aille en classe. Je vais avoir 12 ans au mois d'août, donc je dois rentrer en 6e en septembre. Mais à cette époque-là, pour entrer en 6e, il faut passer un examen d'entrée. Le lycée le plus proche est Racine. J'irai passer l'examen d'entrée à Racine. Et je ne suis pas reçue. Il y a 3 ans que je ne suis pas allée en classe. Et même si j'ai un niveau qui est loin d'être mauvais, grâce aux gens de Beaune-la-Rolande qui se sont donné tant de mal, et grâce à maman qui nous lisait les livres de papa tout le temps, et qui essayait de me parler quand même, je ne suis pas capable, surtout à cause des maths, d'entrer en 6e. Et Madame Perrin, la directrice de l'école communale, celle qui m'a accueillie si bien quand j'avais mon étoile, me dit « Tu vas revenir, nous allons te faire une 6e de rattrapage et tu rentreras en 5e directement. » Et là, je fais cette 6e de rattrapage qui se passe bien, mais je dois entrer dans un collège, directement en 5e. Et ce qui va être très dur pour moi, c'est que je suis une littéraire et que ce collège est un collège moderne, c'est-à-dire qu'on y fait des maths, pas de latin. Alors que si j'étais entrée à Racine, j'aurais pu faire du latin et ma scolarité aurait certainement été meilleure. Je vais me retrouver là, en but à des maths que ça ne marchera jamais. Je suis rebelle aux maths et ça n'ira pas. Et puis, il va m'arriver quelque chose de désagréable. Un jour, une fille me dira « Apprenons », je ne sais plus comment. Parce que je me tais, je ne le dis pas que j'ai été déportée, bien entendu. On se tait à ce moment-là, on ne le dit pas. D'abord parce qu'on est marqué par la peur et qu'on a justement peur d'une réflexion. Même mes professeurs ne le savent pas tous. J'ai été très très bonne en espagnol, par exemple. Je commence l'espagnol en 4e et j'adore cette langue. Je me débrouille très bien. Et le professeur ne m'aime pas. Elle est désagréable avec moi, alors que j'ai un bon accent, vraiment. Et puis il y a le conseil de classe. Et après le conseil de classe, elle m'appelle près d'elle, à son bureau, et elle me dit « Il n'est pas dans les habitudes qu'un professeur s'excuse auprès de son élève, mais j'ai appris que vous étiez déporté. Ici, la directrice seule le sait. Alors j'ai peut-être été un peu dure avec vous, et il est vrai pourtant que vous êtes bonne dans ma matière. Je tâcherai de l'être moins. » Mais en plus, excusez-moi, mais venant d'où vous venez, pour nous, c'est un petit peu... on se dit, mais ça devait vous sembler à la fois complètement dérisoire. Les filles de votre âge devaient vous sembler... Vous dites, je venais du monde des camps. Alors comment est-ce que le monde des camps se concilie avec la France de la fin des années 40, du début des années 50 ? Il ne se concilie pas du tout. Il ne se concilie pas du tout parce que la France, elle veut vivre, elle veut rire, elle veut chanter, elle veut travailler, elle veut renaître. Et qu'un an plus tard, les déportés arrivent avec leur physique d'outre-tombe, avec des regards qui sont parfois insupportables.
Et avec des illusions. Avec des illusions, ce pays qu'on a rêvé si beau. Et puis il n'est pas du tout ce qu'on attendait. On dérange. Ça va être dur. Alors, moi, j'ai l'habitude, finalement. J'ai l'habitude, je sais me plier aux circonstances. Et les filles qui savent que j'ai disparu pendant la guerre, celles qui sont proches de moi, qui me retrouvent, sont très gentilles. Entre autres, j'avais 2 amies, Christiane Moreau et Suzanne Brunto, qui ont été adorables avec moi. Elles savaient, sans comprendre ce que c'était que la déportation, parce que c'était incompréhensible, elles ont quand même été très gentilles avec moi en me disant « on t'a attendu ». D'ailleurs, les filles qui étaient très chrétiennes m'ont dit « on a prié pour toi », ce qui était très gentil. Et les autres m'ont dit « on a pensé à toi », ce qui était pareil. Et il est certain que ces gamines-là sont décalées par rapport à moi, puisque elles font des plaisanteries de leur âge, et que ces plaisanteries de leur âge ne sont plus du mien. Moi, j'ai vieilli. Donc je me tais sur ma déportation. Celles qui ne savent pas que j'ai disparu pendant la guerre, comme celles que je vais connaître au collège Octave Gréard, celles-là ne savent rien. Et puis comment est-ce qu'un jour la Roussigny apprend que j'ai été déportée? Je ne sais pas. Mais je sais qu'un jour, on ne veut pas une grande amitié l'une pour l'autre, et dans une discussion, elle me dit « Sale juive, retourne dans ton pays ». Là, ça a été vraiment un choc épouvantable. Oh, je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas fini alors. Heureusement, j'avais papa et maman. Hein. J'ai toujours eu papa et maman. Moi, c'est cette chance incroyable d'avoir papa et maman avec lesquels je parlais. Comme je ne pouvais rien raconter à qui que ce soit, puisque les gens n'étaient pas prêts du tout à nous écouter. Pas du tout. Puisque nous racontions, c'était... Ça n'entrait pas dans une tête humaine, dans une compréhension humaine. La compréhension ne peut pas venir, mais l'écoute viendra. Maintenant, elle est là, l'écoute. Mais à ce moment-là, elle n'y est pas. Les gens ne comprennent pas. Alors je vais me taire comme tout le monde, mais elle est là. Alors heureusement avec papa et maman, papa qui a visité Bergen-Belsen, il ne faut pas oublier que papa a été jusqu'à descendre dans les charniers pour voir si parmi ceux qui venaient de mourir, si on n'y était pas. Quand il remontait du charnier, il y avait là un soldat anglais qui tenait une bouteille de whisky et qui lui donnait une rasade de whisky pour faire tenir le coup. Il n'a même pas été sous. Même pas été sous. C'est comme au déjeuner de Trobitz où il a été invité par la doctoresse Sokolovskaya, où ils ont bu, Pierre-Lan et lui, du Bordeaux que les Russes avaient trouvé dans des caves allemandes, mélangé de la vodka. Il n'a même pas été sous non plus. Dans des moments pareils, on est hors de soi dans le sens étymologique du terme. Avec vos parents, vous parliez beaucoup? Beaucoup. J'ai toujours parlé beaucoup avec mes parents. Mes parents étaient très bavards, moi aussi. On se posait des questions, on pensait tout haut. Tout ça ne m'a pas empêché de faire une crise d'adolescence fort dure. Mais entre 2 crises de ma scène d'adolescence, il y avait d'immenses moments d'amour et d'affection, et ils m'ont transmis tout ce qu'ils pouvaient me transmettre. En ce moment, j'écris l'histoire de ma famille parce que mes enfants me l'ont demandé, et c'est grâce à eux et grâce à tout ce qu'ils m'ont dit, et puis qui est entré dans ma tête. Mais ce ne sera pas simple, hein, parce que les rapports avec les petites camarades qui vont rire de bêtises normales pour leur âge, moi ça ne me fera pas rire. Mais je rirai quand même, parce que je ne veux pas passer pour une empoisonneuse, puisqu'ils ne comprennent pas ce qui m'est arrivé. Alors, il y a une chose bizarre. Je crois que je redeviendrai à peu près normale à la mort de ma grand-mère. Parce que
je dis, les réactions de mes camarades, elles sont difficiles à comprendre pour moi. Et entre autres, chaque fois qu'une de mes camarades perdra un membre de sa famille et qu'elle se mettra à pleurer, moi je me dirais, mais comment peut-on pleurer pour un mort? Qu'est-ce que c'est que ça? Or, à 18 ans, je vais perdre ma grand-mère, cette fameuse grand-mère maternelle, celle qui était infirmière en 14, qui a été résistante pendant la dernière guerre, qui est mon cher amour, qui est ma confidente, mon amie. Ce qui se passe entre elle et moi, c'est merveilleux. On sort toutes les deux, on va au cinéma ensemble, elle m'emmène au théâtre, elle me fait découvrir des musées, je n'avais jamais vu ça. Elle essaiera elle aussi de faire de moi autre chose qu'une petite bête. Et puis, à 18 ans, elle meurt, et c'est pour moi un très gros choc. Elle meurt en plus dans des circonstances épouvantables. Et je vais donc pleurer. Et je me dis, ah, voilà que je pleure pour une morte. Donc je suis de nouveau normale. Puisque la mort, pour moi, qu'est-ce que c'est que ça, la mort? Effectivement, ça va être un déclic. D'autre part, quand je vais la voir morte, elle est sur son lit, elle a encore le bandeau qu'on met aux morts, qui est une écharpe rose. Et elle-même aura ce beau visage presque de jeune fille qu'elle aura retrouvé. Elle aura l'air reposée. Et moi, je suis tellement habituée à voir des morts tordus, horribles. Ah, je me dirais, tiens, la mort peut être douce et belle. Bien sûr, puisqu'elle a eu tant de souffrance et qu'une fois morte, elle a retrouvé sa paix. Oui, ça m'aidera beaucoup. Tout en la pleurant terriblement, sa mort va m'aider. Et une autre question que je voudrais vous poser, c'est pour vous qui êtes, comme vous le disiez vous-même au début de l'interview, comme on disait à l'époque, française de confession israélite, je parle d'avant la guerre, qui avait un attachement extrêmement fort à la France. Ce que vous a dit cette fille de votre classe, retourne dans ton pays, c'est quelque chose à quoi vous allez être confronté assez souvent, hein, des remarques antisémites, enfin Oui. Et puis par ailleurs, malgré tout, vous avez été dans des camps gardés par des gendarmes, c'est-à-dire que vous avez été aux premières loges pour savoir que la France, le gouvernement français, de Vichy, bien sûr, avait contribué finalement à votre malheur. Est-ce que de revenir dans cette France, alors vous me dites en même temps, c'est un pays qu'on a idéalisé en déportation, c'est un pays, mais en même temps, comment c'était, est-ce que vous n'êtes pas senti trahi à côté encore une fois dans cette France justement, en plus dans cette France gaulienne quand même, bon c'est vrai que ça dure que jusqu'en 47, mais non. Cet amour pour la France, il est resté intact, il est resté... Oui, il reste tellement intact. On doit recharger? Non. Pardon? Non, pas encore. Il restera tellement intact que mon père, qui était lieutenant, ira suivre quelques cours, je ne sais plus où sont donnés ces cours, si c'est à l'école de guerre ou autre, pour passer capitaine. Et il sera heureux, s'il y avait autre chose, d'être passé capitaine. Et je me souviens que lorsque j'apprends ça, je décore l'entrée avec j'avais gardé des fils dorés avec lesquels on attache les bonbons, les dragées, etc. Et je décore avec les fils d'or de ces paquets et avec des petits drapeaux bleu, blanc, rouge que je fais moi-même. Et je pose son képi au milieu. Et maman et moi, nous l'accueillons avec un chant martial au moment où il revient avec son brevet de capitaine à la main. Non, on n'est pas du tout... Pour nous, ce n'est pas la France. Et d'ailleurs, mon oncle, qui était capitaine, passera commandant. Oui, ça semble bizarre, ce que je vais dire là, mais c'est notre pays. Nous avons retrouvé, oh j'aurais dû la porter,
nous avons retrouvé le testament écrit par ma grand-mère en 1942, alors que sa fille unique, maman, est déportée. Sa petite... Non, enfin, arrêtez. Sa petite fille unique, moi, arrêtée. Et son gendre unique en Allemagne, elle écrit un testament absolument extraordinaire, parlant des temps atroces que nous vivons, disant que elle va peut-être être entraînée dans ce tourbillon d'horreur, mais que si cela devait amener une ère de paix pour notre France bien-aimée, elle ne le regretterait pas. C'est extraordinaire, c'est un attachement viscéral. Qui n'a pas été sur votre appartenance, en fait, votre sentiment d'appartenance au judaïsme. Est-ce que le fait finalement d'avoir été pris comme ça dans une tragédie collective aussi a changé quelque chose dans votre rapport au judaïsme? Est-ce que vous êtes sorti de la guerre juif d'une façon différente que vous y étiez rentré? Est-ce que vous avez eu ce sentiment finalement d'appartenance à un peuple peut-être plus vivement que ce n'était le cas avant la guerre? Pas du tout. J'ai été confrontée plusieurs fois dans ma vie à des phrases antisémites qui étaient fort désagréables, style un garçon qui, après une boum, me ramène chez moi et on bavarde et tout d'un coup dit du mal des juifs et je lui dis il vaut mieux pas dire du mal des juifs devant moi, je le suis, et me plante à minuit dans la rue et fout le camp. Hein. Un autre qui m'invite à danser et puis qui me plante aussi au milieu de la piste en bavardant. À l'époque, la musique n'était pas si forte que maintenant. On pouvait bavarder en dansant. Ça, il faut expliquer ça. Et donc, il m'arrive de rentrer à la maison en mauvais état. Et papa a toujours la même phrase, c'est « Je ne suis ni fier ni honteux d'un état dont je ne suis pas responsable, j'essaie de l'assumer avec dignité. » Francine, c'est comme ça. C'est comme ça que ça doit être. Et c'est pareil, ça a toujours été comme ça. Et je crois que tous les membres de ma famille sont comme ça, même ceux qui sont pieux, parce que j'ai des cousins qui sont excessivement pieux. Par excessivement pieux, je veux dire à la manière française, c'est-à-dire en allant tous les vendredis à la synagogue, en faisant toutes les fêtes, mais ils sont français de confession israélite. Ces cousins-là, je ne les ai jamais vus avec une calotte. Non, ils la mettent à la synagogue. Et moi, je vais m'efforcer toute ma vie de suivre cette phrase de papa, « Je ne suis ni fière ni honteuse d'un état dont je ne suis pas responsable. J'essaie de l'assumer avec dignité, c'est tout. » Et je crois que je l'assume avec dignité. Et le fait d'avoir été stigmatisé justement pour cet état n'a provoqué finalement ni rejet, ni finalement adhésion à cette non, je ne me sens pas. Je ne sais pas ce que c'est qu'être juive. Il est certain que je descends d'un peuple, bon, certainement, probablement, bien que je sois toujours un petit peu sceptique, je dis toujours que dans une guerre, malheureusement, ce sont toujours les femmes qui trinquent le plus, en ce sens qu'on les viole. Donc il n'y a pas de race pure. On ne sait pas ce qu'on est. De même que j'ai des amis excessivement catholiques qui ont eu des mariages mixtes. J'en ai un qui a une grand-mère juive et un autre qui a une arrière-grand-mère juive. Bon, nous avons eu beaucoup de femmes violées. Alors, on ne sait pas exactement ce qu'on est. Je ne sais pas exactement ce que je suis. Mettons que je sois effectivement descendante de ce peuple qui a réussi à survivre depuis tant de milliers d'années. C'est tout à fait exceptionnel, c'est vrai. Comment je pourrais expliquer ça ? Je suis française, sans confession. Mais, ce que je ferai quand même, et ça c'est comme mon père ou comme ma mère, si l'on attaque un juif,
là, je ne laisserai jamais faire. Encore maintenant, où je ne fais même pas attention qui est juif, qui n'est pas juif, que ma fille ait épousé un catholique, ça ne me dérange pas, du moment qu'il nous aime, et il nous adore et nous l'adorons, c'est tout ce qui compte. Mes amis, je ne me suis jamais occupée qu'ils soient juifs ou pas juifs, ce sont mes amis, ils me plaisent, j'ai de tout parmi mes amis. Par contre, ça c'est vrai, je ne laisserai jamais insulter un juif. Si l'on commence devant moi à dire du mal d'un juif, alors là, à ce moment-là, je me dresse et je dis ce que j'ai à dire. C'est la raison pour laquelle je suis documentée, j'ai réponse à tout, à tous les mensonges, et Dieu sait s'il y en a quand il s'agit des juifs, et j'ai essayé d'expliquer à mes enfants, à savoir répondre également aux mensonges, et à mes petits-enfants. Ça, je veux absolument que mes petits-enfants sachent répondre aux mensonges. Voilà. Là, si on attaque des juifs, ça, je ne laisse jamais faire. Jamais. Voilà comment je me conduis. J'ai épousé un mari qui est juif. C'est tout à fait un hasard. Je n'y ai pas pensé parce qu'il a un nom de famille qui n'est pas juif, qui est même un nom de l'Est, puisque son père était alsacien. C'est un nom qui est fréquent chez les protestants d'Allemagne. Il y a au moins 40 000 protestants allemands qui s'appellent comme ça. Et mon mari a la même réaction que moi. Il se fiche complètement d'être juif ou pas juif, mais si l'on dit du mal d'un juif devant lui, là, il ne laissera jamais passer. Immédiatement, il dit « Attention, je suis juif » et il a les arguments. Il sait expliquer ce qu'il faut dire face aux mensonges. Car l'antisémitisme, c'est toujours à base de mensonges, parce que c'est à base d'ignorance, finalement. Les gens sont ignorants. Voilà. Ce que je voudrais comprendre également, c'est la manière finalement dont la déportation est... En plus, vous, c'est une déportation qui est advenue alors que vous étiez si jeune qu'elle vous a quand même... Enfin, ça a été presque vos années de prise de conscience. C'est votre enfance. Ce que je voudrais savoir, c'est comment... Et là, je ne parle pas uniquement des récits que vous avez pu en faire, mais comment elle a orienté votre vie. Une chose, par exemple, que je me pose comme question, c'est de savoir en quoi... Quand on a été déporté, est-ce que la déportation, l'expérience de la déportation est finalement une aune à laquelle on juge tout ce qui vous advient, à laquelle on juge les gens que vous rencontrez C'est ce qu'il faudrait faire. Juger à partir de cette expérience-là? C'est ce qu'il faudrait faire. C'est-à-dire? Mais c'est-à-dire que je suis bêtement un être humain et que je peux me mettre dans tous mes états comme tout le monde. Si je suis en retard, si je rate quelque chose, si je perds quelque chose... Et je devrais toujours relativiser. Mais finalement, ce qui prouve que je suis redevenue normale, c'est que je n'arrive pas vraiment à relativiser. Mais ce que vous décrivez, par exemple, c'est que quand vous avez eu vos enfants, quand vous avez renoué finalement avec une vie, entre guillemets, normale, une vie de femme, la naissance de ces enfants et le fait qu'ils grandissent, vous avez été confronté à la pensée perpétuelle, au souvenir de cette déportation. Vrai. Malgré moi... je dis toujours que c'est vrai, que la déportation nous colle à la peau. C'est vrai. Même quand on veut s'en libérer totalement, on n'y arrive pas. Et quand j'ai eu mes enfants, c'est vrai, j'ai pensé à tout ce qui m'était arrivé, à tout ce que j'avais vu aux autres. Et quand ils ont eu tous les deux l'âge que j'avais lorsque j'étais arrêtée et que je les trouvais si mignons, si ravissants, et là, oui, je me disais, mais alors j'étais mignonne comme ça. Et on m'a mise en prison, et on m'a battue. Et là, oui, ça a été des moments difficiles. Quand ils ont franchi ce stade-là, j'étais mieux. Alors c'est revenu un peu pour mes petits-enfants. Mes petits-enfants ont une sacrément bonne défense. Peut-être parce que justement, on leur a expliqué très petit. Alors qu'à vos enfants, vous en avez parlé? Je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas, c'était ma bêtise totale. Maintenant, je me rends compte, mais je ne pouvais pas.
J'étais incapable. Ils sont nés en quelle année, pardon, ils sont nés en quelle année, vos enfants? Mes enfants sont nés, mon fils en 61 et ma fille en 63. Non, je dis une bêtise. Mon fils en 59 et ma fille en 61. En 63, c'est celui que j'ai perdu. Je ne pouvais absolument pas le leur dire, j'en étais incapable. Je faisais même une bêtise extraordinaire. Il y avait des mots que je n'employais pas devant eux. Je ne voulais pas qu'ils les connaissent. Par exemple, je n'employais jamais le mot vol, le mot voler. Voler, c'est affreux, prendre ce qui est aux autres. Je n'employais pas ce mot-là devant eux. Tuer. Je me rends compte que je faisais des périphrases pour ne pas employer certains mots. C'était stupide, ça a duré quelques années. Et je ne voulais pas leur parler de ma déportation, je ne voulais pas leur parler de la guerre. J'avais fait jurer mon mari qu'il n'emploierait jamais devant eux un mot autre que du français. Par exemple, dans nos familles d'origine alsacienne, nous ne parlions pas le yiddish, nous parlions ce qu'on appelle le judéo-alsacien. Or, nous connaissons tous une cinquantaine de mots de judéo-alsacien. J'avais fait jurer à mon mari que jamais il n'emploierait un de ces mots-là devant mes enfants, pour que mes enfants ne pensent pas « Ah, c'est curieux, je connais un mot que les autres ne connaissent pas. » Alors que moi, ça m'était arrivé. Un exemple, le mot « avoir du rutzpe », c'est-à-dire avoir du culot. Être un rutzpeponum, c'est-à-dire être culotté, ce qui a donné en langue française « rouspéter ». Eh bien, jamais, alors que, en riant, quand je rouspétais, mon père me disait « Eh bien, voilà du rutzpe ». J'avais fait jurer à mon mari que jamais il n'emploierait ce mot-là devant mes enfants, même s'il y en avait un très culotté. Je ne voulais pas qu'ils puissent penser « Tiens, moi je connais un mot que mes copains ne connaissent pas ». Et je n'ai donc rien dit. En plus, dans ma belle famille, on avait perdu presque toute la famille à Auschwitz, donc on n'aimait pas en parler non plus, on se taisait. Mes beaux-parents, qui avaient perdu tout le monde à Auschwitz, ne m'ont jamais demandé quoi que ce soit sur ma déportation. Ne m'ont jamais posé une question sur ma déportation. Jamais. Ils savaient que j'avais été déportée, ils ne m'ont jamais rien dit. Donc je savais que déjà dans ma belle famille, il ne fallait pas en parler. Et avec mes enfants, je ne le pouvais pas. Et je leur ai asséné ça. Oh là là, mon fils devait avoir 15 ans. On a donné à la télévision Nuit et brouillard et je lui ai dit « Je veux que tu regardes ce film ». Il l'a regardé, il est sorti pour vomir. Et je lui ai dit « Ben voilà, ça c'est mon enfance ». C'était une bêtise sans nom. Et plus tard, avec ma fille, ce que j'ai fait, j'avais déjà écrit mon livre, mes souvenirs, puisque mon livre a été publié plus de 25 ans après avoir été écrit, puisqu'il a été refusé par tous les éditeurs de France. J'ai donc donné ce livre à lire à ma fille, c'est pareil, elle avait 15 ans ou 16 ans, et ça a été un choc épouvantable. C'était une énorme bêtise dont ils ne se sont remis ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire, ils ne se sont pas remis? C'est-à-dire qu'ils ont peur. Ils ont peur. Ils ont peur de quoi? De l'antisémitisme. Excusez-moi, c'est comme ça tape un tout petit. Quand on s'est rencontrés peu avant cette interview, alors je sais qu'après ce silence qui a duré extrêmement longtemps, vous témoignez même beaucoup. Il y a plusieurs questions que je veux vous poser. La première, c'est d'abord le fait de témoigner beaucoup. Vous m'avez dit, et ça m'a beaucoup frappé, que vous aviez conçu une sorte de dégoût pour votre histoire. Mais je vous le dis parce que je pense, en même temps c'est anecdotique, mais en même temps je pense que ça a peut-être un sens.
Je pense que c'est quelque chose qui... Vous me faites dire quelque chose que je vous ai dit à vous toute seule. Mais Vous mais pensez vous pas avez que c'est raison. important de le dire? Vous avez raison, finalement. Oui, vous avez Mais non, raison. mais de décrire des sentiments ambivalents par rapport Non, à c'est-à-dire cette que position de témoin. j'ai mis très très longtemps à me mettre à témoigner, d'abord parce que je ne savais pas que ça se faisait. Je l'ai fait parce qu'une camarade résistante, Marie-Jo Chambard-Delauve, m'a un jour téléphoné en me disant un grand lycée de Sceaux, Marie Curie, fait une semaine de la déportation, il y aura une dizaine de déportés, comme ton histoire est quand même tout à fait curieuse, je voudrais que tu viennes. Et ça m'a vraiment affolée, j'ai dit mais je n'y arriverai jamais, tu y arriveras, tu feras comme les autres. Donc j'y suis allée. Et je me suis trouvée avec des petits, j'avais vraiment très peur, je suis entrée dans la classe en leur disant j'ai le trac, il faut être très gentil avec moi. Ils ont été très gentils, j'ai eu beaucoup de mal, j'ai craqué plusieurs fois et je les sentais là, c'était tout à fait extraordinaire ces petits, vraiment ils étaient proches de moi, et adorables. Et je m'en suis tirée, donc à partir de là c'est parti, j'ai eu tout le temps des demandes. J'en ai beaucoup parce que, il paraît, pardonnez-moi, il paraît que je parle avec une certaine pédagogie, que les enfants me comprennent bien et que ça passe bien. C'est vrai, je reçois des lettres d'enfants qui sont absolument merveilleuses. Alors je témoigne beaucoup. Je témoigne, pour dire la vérité, je témoigne trop. Je ne devrais pas témoigner autant, mais je me refuse à refuser. En ce sens que je fais partie des plus jeunes déportés rescapés. Il y a des gens de mon groupe qui n'y arrivent pas. Il y a des gens d'autres groupes qui n'y arrivent pas plus. C'est très difficile finalement de baigner là-dedans tout le temps, de ressasser ça. Tant que je peux, c'est un peu orgueilleux ce que je vais dire là, mais je me suis fixé ça comme but. Maintenant, j'estime que c'est ma mission. Je dois le faire par respect pour tous ceux que nous avons laissés là-bas, qui sont sans sépulture et qui ne peuvent rien dire. Puisque j'y arrive, je dois le faire. Mais il est vrai que j'en fais quelquefois un peu trop et qu'il y a des moments où je finis par avoir une terrible lassitude au moment de partir de la maison. Ah, je me dis, zut, encore une fois, je serais bien restée ici. Et puis finalement, quelquefois, oui, c'est vrai, mon histoire finit par me dégoûter. J'ai pas envie de la raconter de nouveau. Alors, quand j'ai cet état d'esprit, je témoigne en ajoutant quelques histoires de copains, de camarades, rencontrés au cours de mes pérégrinations. Donc, ça me permet quelques minutes de moins penser à moi. Et puis, j'essaie toujours de soulager. Je ne témoigne jamais sans essayer de faire rire. Et je crois que j'y arrive assez bien. Je fais rire les enfants, toujours. Il faut, parce que c'est trop lourd, surtout quand ce sont des petits, il faut les faire rire. J'essaie de faire un peu d'esprit même. Ça ne tombe pas toujours bien, parce que la jeune génération est très habituée au spectacle de la télévision. La télévision, toutes ces émissions qu'on appelle people, ce sont des émissions où on a des grands rires, ha 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 ha. Bon, pas toujours très distingués. Et les enfants sont habitués à ça. Et en plus, il y a un certain humour français que je manie et qui n'est pas bien compris dans les classes où il y a des petits immigrés. Ceux-là ont un peu de mal. Ils me soutiennent, les petits immigrés. Ils écoutent très bien mon histoire. Mais notre esprit, ils ont un peu de mal à le comprendre. Et certaines de mes plaisanteries avec ceux-là tombent à plat. Donc il faut que je fasse attention. Mais je les fais rire quand même. Par contre, en esprit, je me rattrape avec les plus grands, les premières, les terminales. Ça marche bien. Mais j'essaie de soulager. Il faut. C'est absolument nécessaire. D'autant plus qu'ils doivent savoir, ils doivent comprendre que là-bas, au plus fond de l'horreur, plus profond de l'horreur, c'est justement ça, la force de l'être humain.
C'est sa beauté, c'est qu'il est capable de réagir, il est capable de rire. Et là-bas, on riait, ça nous arrivait, quitte à en mourir. Si c'était vu, bien sûr, on pouvait recevoir des coups si c'était vu. Mais ça nous arrivait de nous moquer d'un gardien, par exemple, qui avait un tic, qui avait quelque chose. C'est merveilleux de se moquer d'un salaud comme ça, d'une ordure. Et nous y arrivions. C'était nous l'ordure pour lui. Or nous, nous étions capables d'en rire, et pas lui. C'était notre force. Donc ça, je veux le transmettre. De dire, il faut toujours, toujours, dans les moments les plus terribles, il faut ajouter un sourire quand ce n'est pas un rire. Ça, c'est primordial. Quelle est la chose dont vous pensez qu'elle puisse être transmise et finalement après laquelle ce pourquoi vous faites ces témoignages, vous nous avez dit que évidemment vous sentez cette mission de raconter ce que d'autres n'ont pas pu raconter. Mais par ailleurs, qu'est-ce que vous pensez que nous puissions entendre? Qu'est-ce qu'on peut transmettre? Il faut transmettre que la vie, c'est beau, que ça vaut la peine. Je suis désespérée d'entendre à la radio, à la télé, des phrases style « Mes pauvres enfants, dans quelle époque arrivez-vous » Comment dans quelle époque? Comment dans quelle époque? Mais il n'y a pas de belles époques, d'abord, ça n'existe pas. Et puisque nous avons vécu, nous sommes bien là pour le dire. Mais de toute façon, si on remonte dans la nuit des temps, c'est jamais très beau. Ce qui compte, ce sont les hommes. C'est à nous de faire la vie belle. Mes enfants, quand ils étaient petits, je leur disais, ça n'est pas plus fatigant d'avoir la bouche dans ce sens-là que d'avoir dans ce sens-là. Alors ayez-la dans ce sens-là, parce que ça peut changer la vie d'un homme que vous verrez. Vous lui faites un sourire le matin, peut-être que toute sa journée sera transformée. Il faut absolument transmettre que la vie, ça vaut la peine. Je ne sais pas si je l'ai dit déjà au cours de mon témoignage, l'histoire des barbelés électrifiés, je ne me souviens plus. Je vais le redire si je l'ai déjà dit, tant pis. Dans toutes les écoles dans lesquelles je vais, je dis toujours que les camps étaient entourés de fils de fer barbelés, que ces barbelés étaient électrifiés. Si vraiment on sentait qu'on n'en pouvait plus, que c'était la fin de tout, on pouvait toujours se jeter sur ces barbelés. En quelques minutes, on était électrocuté. Il n'y en avait pas, on ne se suicidait pas dans les camps. Quand des jeunes ont des pulsions suicidaires, ça me bouleverse. Dans les camps, on tenait à la vie, on ne se suicidait pas quand il y avait des corps qui se balançaient sur le barbelé. C'était bien souvent parce que le capot les y avait poussés. Il faut vivre, il faut vouloir vivre, et il faut faire que la vie soit belle. C'est tellement simple la vieille phrase, on va terminer par ça. Aimez-vous les uns les autres. Hein? C'est pas nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Je n'irai pas plus loin.